476. Le dernier empereur d'Occident romain, Romulus Augustule, est dépossédé de son titre par Odoacre, le chef d'une troupe barbare dont l'ethnie est inconnue. L'Empire est alors officiellement ouvert à tous les vents et à tous les barbares. Les Mérovingiens doivent leur nom à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de Clovis. Et la tribu des Mérovingiens, qui sont des Francs-Saliens, des Germaniques, eh bien, vont régner sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la France et la Suisse du 5e au 8e siècle. C'est en 481 que l'on date le début du règne de Clovis. Grégoire, évêque de Tours de 573 à 594, compila pendant ses années d'épiscopat l'histoire des Francs. Il décrit son règne comme celui d'un visionnaire inspiré par Dieu. C'est notamment grâce à lui que des générations d'écoliers français se sont vus conter le récit du vase de Soissons, celui des batailles de Tolbiac et de Vouillé, celui du baptême de Reims. Tous ces récits fourniront un support inépuisable à l'imagerie d'Épinal et à l'imagination populaire, mais sont autant de pièces d'un puzzle que nous allons essayer de reconstituer. Les Francs font leur apparition dans l'histoire dans les années 256-260. Hors de l'Empire, entre Rhin et Danube, ce sont des Germains. Ils sont certainement nés d'une mosaïque complexe de tribus qui avaient pris l'habitude de piller pour vivre et qui finissent par s'unir dans le cadre d'une confédération guerrière pour survivre. Les Francs vont participer en Gaule du Nord à la rencontre entre Romains et Germains. L'Empire romain, après une vague d'invasion au IIIe siècle, avait réussi à reconstituer son unité. Mais au début du Ve siècle, en 406, une nouvelle invasion brise la frontière nord de l'Empire et de nombreux peuples s'engouffrent dans la brèche, notamment les Francs, qui sont tantôt des ennemis, mais le plus souvent des alliés de Rome, qui servent à repousser les autres peuples barbares. Depuis le milieu du IIIe siècle, c'est la fin de la Pax Romana, paix romaine. La menace barbare pousse l'Empire à faire ses premières concessions, en particulier en Gaule. L'Empire consent à signer des traités appelés Fédus avec eux, leur versant un tribut en échange de contingents de soldats dits fédérés. La plupart des peuples barbares sont bien intégrés. Ce sont des peuples qui sont alliés de Rome, souvent depuis pratiquement un siècle, et qui reçoivent le statut de fédérés, c'est-à-dire d'alliés de Rome. Ils reçoivent des territoires à administrer, des ressources à exploiter, essentiellement des terres, et sont des alliés de Rome, au point que lorsque les rois barbares frappent monnaie, ce n'est pas leur propre effigie qu'ils mettent sur la monnaie, mais l'effigie de l'empereur romain. Premier pilier de la Pax Romana, l'armée est infiltrée par des éléments barbares, de plus en plus nombreux chaque année. Mais ce n'est pas tout. Le tribut accordé n'est pas seulement une somme d'argent, c'est une terre ou une part des revenus fiscaux. Les barbares sont intégrés au système économique de l'Empire. Les trois principaux peuples barbares installés au 5e siècle en Gaule sont des peuples fédérés. Les Visigoths au sud-ouest ont été les premiers en Gaule dès 418. Les Burgondes au sud-est et les Francs au nord suivirent. La population franque se divisait en deux groupes, les Francs rhénans et les Francs saliens. Si le premier groupe allait rapidement disparaître au profit du second, ce dernier allait être à l'origine d'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'humanité. Parmi les nombreux peuples qui constituent les Francs, il y a une unité importante qui est l'unité salienne. Ils fournissent des contingents nombreux à l'armée romaine, qui sont des contingents essentiellement de mercenaires. Et il semble qu'ils constituent le groupe dominant entre les Francs, alors que les Francs rhénans constituent les Francs indigènes, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas quitté la Germanie primitive. Les Francs rhénans n'ont pas conclu de fédus avec l'Empire. Ils sont installés hors des frontières, à l'est du Rhin, se contentant d'incursions au cours du 5e siècle. Ainsi, ils sont restés indépendants alors que les Francs saliens étaient depuis la fin du 4e siècle installés par Fédus au sud des Pays-Bas et dans la Belgique actuelle. Leur nom vient probablement de Sallan, région du nord des Pays-Bas. Leur premier roi connu est Clodion le Chevelu. On ne sait si Clodion partageait le pouvoir avec d'autres rois saliens comme c'était de tradition ou si, occasionnellement, il avait pu rassembler ce pouvoir. Quoi qu'il en soit,
c'est sous son impulsion que dans la première moitié du 5e siècle, les Francs saliens sortent de leurs marais et s'emparent de Tournai et de Cambrai. Contrairement aux habitudes des guerriers germains, les villes ne sont pas pillées. Clodion est ensuite arrêté dans sa progression par l'armée romaine. Plus que la paix, il obtient par Fédus en 431 les territoires qu'il a conquis. Les Fédus avec les Germains sont d'autant plus facilement consentis par l'Empire qu'il y a plus barbares que ces barbares, les hordes du cruel Attila. Attila est le célèbre chef des Huns, un personnage, selon la légende, absolument terrible, chef donc de cette tribu de turco-mongols qui va faire des ravages considérables en Europe jusqu'à ce qu'il soit anéanti dans la bataille des champs cataloniques par le général Aetius. En 451, les Huns lancent un raid sur la Gaule. Loyaux, les Francs saliens interviennent pour sauver Rome et pour contrer la progression d'Attila le 20 juin 451, lors de la bataille dite des champs cataloniques. À la tête des troupes franques, Mérové, fils de Clodion. On sait qu'au 5e siècle, toute une série de rois francs apparaissent dans les sources et il est possible qu'un certain Mérové ait existé, ayant eu un pouvoir assez faible dans la région de la Belgique actuelle. Mérové va donner son nom à toute une dynastie de rois appelés Mérovingiens, parce que le groupe auquel il appartenait, les Francs saliens, allait marquer l'histoire grâce à son petit-fils, Clovis. Le fils de Mérové s'appelait Childéric. Il était roi des Francs saliens de Tournai. Il portait au doigt, jusque dans son tombeau, un anneau marqué d'un sceau, Childérici Regis. L'anneau d'or était le signe distinctif de l'ordre équestre pour les Romains. Cet ordre fournissait à l'Empire ses officiers supérieurs. Childéric était donc considéré par Rome comme un général romain. Mais la sépulture contenait aussi des armes et des bijoux, dont un bracelet d'or massif, marque de la royauté chez les Germains. Cet homme, de 1,80 m, était représenté sur son anneau avec les cheveux longs. Les cheveux longs tressés étaient le symbole de force pour les Francs. C'était l'assurance de la transmission de père en fils du Mund, la puissance magique du chef qui lui permettait de mener ses hommes à la victoire. Le Mund est un devoir de protection du roi sur son peuple, mais également de l'homme sur la femme. Le Mund, dans un contexte conjugal, peut être transmis, mais peut être également vendu. Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont, j'allais dire, très à cheval sur leur chevelure. Oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, hein, de Samson tout simplement. Ils considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. Donc ils portent tous une merveilleuse crinière, ce qui permet d'ailleurs parfois à certains rois qui veulent semer des petits bâtards à droite et à gauche de les convoquer, ou certains portant de longues crinières de cheveux disaient « mais moi je suis un de vos fils ». Et il disait non, tu ne l'es pas, et il faisait tondre immédiatement. On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus. Childéric veut dire île de Ric en vieux francique, puissant à la guerre. Ainsi, Childéric eut des funérailles mi-romaines, mi-barbares. Auprès de Childéric, on inhuma sa femme. Ils eurent ensemble un fils qui succéda à Childéric dès l'âge de 15 ans. Selon la loi des Francs saliens, la loi salique, le jeune franc était majeur à 12 ans et à 15 ans il pouvait porter les armes et donc détenir le Mund. Childéric légua à son fils, en même temps que la puissance magique du chef, un système de valeurs reposant sur le vieux paganisme germanique, leur religion antique. Ce jeune roi s'appelait Clovis, ou Lodwig, illustre au combat. La capitale de Clovis se trouvait alors à Tournai, au nord d'une Gaule encore romaine mais divisée, livrée à elle-même. Entre la Somme, la Meuse, la Loire et l'Armorique, l'État romain se réduisait comme peau de chagrin. À la tête de ce résidu d'empire, Syagrius exerçait les fonctions de maître de la milice depuis 471. Le quartier général de Syagrius était installé dans la cité de Soissons. Ce dernier ne détenait pas de légitimité. Il succédait à son père qui commença à ne plus reconnaître l'autorité de l'Empire. Le Mund, le prestige magique du chef, était contenu dans le nom de Clovis, mais il devait être confirmé sur le champ de bataille. Les armes devaient parler.
L'affrontement avec Syagrius était inévitable. Il eut lieu en 486. Clovis sollicita l'appui des autres chefs saliens. Chararic, installé à Thérouanne, refuse. Ragnacaire, installé à Cambrai sur la route entre Tournai et Soissons, et donc sur la route de Clovis, accepte. Vaincu, Syagrius est exécuté. Toute victoire mérite butin. Les églises sont alors ravagées. Le chef de guerre est le garant de la loi de la guerre, et cette loi exige que le butin soit rassemblé afin d'être équitablement réparti entre les vainqueurs. Or, Clovis voulut en soustraire un vase, avant même le début de la distribution, un vase liturgique que lui réclamait un évêque. Parmi ce butin, au moment du partage, eh bien, Clovis a entendu dire que l'évêque de Reims, Saint-Rémy, voudrait récupérer. Oh mon Dieu, Clovis serait gentil s'il voulait lui redonner ce merveilleux vase en argent qu'on a volé. Alors Clovis répartit le butin avec ses hommes et dit « Moi aussi, je prends ma part et je vais prendre ce vase en plus ». Il demanda pour cela la permission à ses guerriers. L'un d'eux préféra briser le vase d'un coup de Francisque plutôt que d'enfreindre une loi ancestrale. Dans la troupe, un soldat jaillit avec sa Francisque et abat sa hache sur le vase en disant « Tu n'auras que ce que le sort voudra bien t'accorder ». Clovis ne réagit pas tout de suite. Il attendit 1 an. Il profita d'une revue au Champ de Mars, au cours de laquelle il réprimanda le briseur de vase pour le mauvais état de ses armes. Il jeta alors la Francisque du guerrier, qui se baissa immédiatement pour la ramasser. Il lui dit « Dis donc, ton épée est mal entretenue, dis donc, ton arme commence à rouiller. » Et il sort, lui, sa Francisque, et il tranche le col du soldat en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons ». Ces hommes ont été absolument impressionnés et Clovis pouvait acquérir le respect, à ce moment-là, sérieusement auprès de ses troupes. Clovis fit raser la tête de Chararic, l'un des chefs saliens, ainsi que celle de son fils, car Chararic avait refusé de se joindre à l'expédition de Soissons. Chararic humilié, son fils le consola en lui promettant vengeance, une fois les cheveux repoussés. Clovis les fit donc décapiter. Clovis enfonça ensuite une hache dans le crâne de Ragnacaire, l'autre chef qui, lui, avait pourtant répondu favorablement à son appel. On peut penser que la victoire de Soissons autorisait le charismatique chef de guerre à concentrer le pouvoir et à devenir le seul roi des Francs saliens. Après les armes, il y avait une autre manière de procéder pour accroître son influence, l'alliance matrimoniale. Clovis avait utilisé cette pratique au tout début de son règne en contractant une union avec une princesse du groupe royal des Francs rhénans. Elle mourut assez rapidement, mais eut le temps d'engendrer un premier héritier, Thierry. Maintenant établi à Soissons, Clovis devait asseoir son autorité nouvelle. Plein est se trouvaient les Alamans, des païens peu romanisés. Au sud-ouest, le royaume des Visigoths converti au christianisme. Au sud-est, le royaume des Burgondes, convertis eux aussi. Cette conversion n'était cependant pas complète. Burgonde et Visigoths étaient ariens. L'arianisme, pour qui Jésus, le Fils de Dieu, était une essence divine et pas une incarnation divine, ne correspondait pas au dogme de l'Église catholique qui fut redéfini au Concile de Nicée en 325. Cependant, cette conception plaisait au peuple qui délaissait à peine le paganisme. Elle faisait du Christ un surêtre comme le chef qui les menait au combat. L'arianisme est une hérésie qui est apparue dans l'Empire romain au IVe siècle. Dans la mesure où les barbares du IVe siècle se sont convertis en masse à la religion romaine, ils se sont convertis à l'arianisme. C'est une subordination du Fils au Père au sein de la Trinité, c'est-à-dire que les ariens considèrent que la Trinité n'est pas formée de 3 personnes égales, mais d'un Père tout-puissant et d'un Fils et d'un Saint-Esprit légèrement inférieurs. L'arianisme atteignit tous les barbares établis dans l'Empire, sauf les Germains du Nord, c'est-à-dire les Francs et les Alamans, tandis que le clergé occidental resta fondamentalement nicéen. Des 2 royaumes ariens du sud de la Gaule, l'un persécutait les catholiques romains, c'était le royaume des Visigoths. L'autre, le royaume des Burgondes, avait adopté des lois tolérantes. D'ailleurs, au sein de la famille royale, il y avait déjà des catholiques.
Parce que c'était la volonté de leur mère, 2 princesses burgondes, filles d'un roi défunt, avaient reçu le Saint-Sacrement du baptême. L'une d'elles, Clotilde, était très belle et paraît de toutes les vertus. L'occasion était belle pour Clovis d'établir un rapprochement avec le royaume burgonde par un mariage avec Clotilde. Il eut lieu en 493. Le chef de guerre est un négociateur, mais il reste un chef de guerre. Et les Alamans menaçaient les positions des Francs rhénans dans le bassin de Cologne. Face à ces autres païens, en 496, à la bataille dite de Tolbiac, alors que la situation commençait à être désespérée, Clovis fit le vœu de se convertir si Jésus, que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, lui donnait la victoire. On attribue le nom de Tolbiac à une bataille qui se déroule à une date assez incertaine entre les Francs de Clovis et les Alamans, sans doute dans la région du Rhin. En fait, on ignore totalement le lieu de cet événement, simplement le nom est resté célèbre parce que, à la bataille de Tolbiac, selon les récits de Grégoire de Tours, Clovis aurait décidé de se convertir au catholicisme. La Gaule est encore romaine en 480. Si elle se transforme, c'est qu'elle est en train de devenir chrétienne et de connaître une véritable révolution mentale. En 313, l'empereur romain Constantin avait fait promulguer un édit à Milan, un édit de tolérance accordé au christianisme qui marqua la fin des persécutions contre les chrétiens. Phénomène urbain comme la romanisation, la christianisation voit ses premières communautés se créer en Gaule dans les cités. Or, le domaine des Francs saliens n'est que très peu urbanisé. Dans les campagnes, l'étymologie nous apprend que le mot « paysan » vient de « païen », c'est tout dire. Un soldat de l'armée romaine envoyé en Gaule commença à faire parler de lui un soir d'hiver en 338 à Amiens, où après avoir donné toute sa solde à des indigents, finit par partager son manteau avec un mendiant grelottant de froid. Martin est un soldat romain du IIIe siècle. Son père était, qui est né en Hongrie d'ailleurs, mais son père était un officier romain. Et Martin a vu Dieu et s'est converti, il est devenu chrétien. Et il refusait d'aller dans l'armée. Mais il a dû être dans l'armée néanmoins parce que son père l'y obligeait. Mais c'était quelqu'un de très généreux qui donnait sa solde de soldat aux pauvres et qui, on le sait, un soir à Amiens, voit un pauvre hère dans la rue tout grelottant et va couper son manteau en deux, sa cape en deux pour en donner une partie à ce garçon afin qu'il puisse se réchauffer. Sa cape sera conservée après sa mort dans une pièce qui prendra le nom de capella, chapelle. Ce soldat était devenu entre-temps moine, puis évêque de Tours de 372 à 397 sous le nom de Martin. Et le mendiant était devenu, pour l'imaginaire populaire, le Christ. Martin va consacrer sa vie aux plus démunis. Détaché des choses matérielles des villes, il évangélise la vallée de la Loire, en créant des communautés monastiques qui vont permettre non seulement au christianisme de se propager dans les campagnes, mais aussi de s'y implanter durablement en établissant les premières paroisses rurales. Tous les habitants des campagnes et des bourgs assisteront à ses funérailles en 397. Quand il va mourir, Martin, eh bien, on va l'enterrer, et c'est en novembre. Et allez savoir pourquoi, mais au moment de son enterrement, le temps s'était mis véritablement au beau. Il faisait aussi beau qu'en été. C'est de là que vient l'expression « l'été de la Saint-Martin ». De même qu'un jour, Martin prêche et dit « Voyez-vous ces oiseaux qui prennent du poisson à plein bec, eh bien, ils sont comme les démons qui prendront les âmes de ceux qui ne sont pas convertis. » Et ces oiseaux sont devenus des martins pêcheurs. Le sanctuaire sur son tombeau devient après 460 le principal relais de la diffusion du christianisme dans la Gaule du Nord. L'Église parle au peuple, elle nourrit les pauvres et pousse au respect de la personne humaine que l'Antiquité ignorait. À Paris, lors du raid d'Attila en 451, une jeune femme de 28 ans, Geneviève, issue d'une famille romanisée d'origine franque, s'appuie sur sa seule foi afin d'organiser la défense de la ville et détourne Attila de Paris.
Geneviève est une petite paysanne qui est encore Lutèce pratiquement, qui va devenir Paris avant de devenir la capitale. Et elle apprend, elle a ouï dire que, un peu comme Jeanne d'Arc, elle a des voix, que les troupes d'Attila, les turco-mongols d'Attila, les Huns, vont envahir Paris. Alors, elle va soulever la population, elle va dire, écoutez, il faut prier, il faut se montrer sur les murailles, il faut prier Dieu, et Dieu nous protégera. Et Attila, voyant cela, va dire, il hésite un peu comme il avait hésité autrefois devant Constantinople. Est-ce que je prends Paris, est-ce que je ne prends pas Paris? Non, il décide de laisser Paris au large et de descendre vers Orléans, qui est une ville beaucoup plus importante que Paris à cette époque-là, et beaucoup plus riche, car Paris n'est encore qu'un grand village. C'est un peu légendaire, cette histoire de Paris, ville superbe qu'Attila n'a pas voulu envahir. Mais néanmoins, Sainte Geneviève, qui va, comme on le sait, devenir sainte, cette petite native de Nanterre, elle est née à Nanterre, et bien Sainte Geneviève va faire en sorte que l'image de Paris dans l'histoire s'incruste bien et que Paris devienne la capitale du royaume. Les premières communautés de chrétiens ont constitué des évêchés dans les villes. Des groupes d'édifices s'érigent, comprenant plusieurs basiliques, le baptistère, le palais épiscopal. La hiérarchie ecclésiastique est calquée sur celle de l'administration civile. Les évêques d'une même province sont sous l'autorité d'un évêque métropolitain qui, lui-même, reconnaît la primauté de l'évêque de Rome. Les réseaux sont les mêmes, les hommes aussi. Ainsi, Rémi est un aristocrate gallo-romain issu d'une famille de sénateurs. En 459, il est promu à 22 ans au siège métropolitain de Reims. Sous son impulsion, à partir de 480 en Gaule du Nord, il y a des évêques dans presque tous les chefs-lieux de cité. Ces réseaux, les barbares doivent en tenir compte, eux qui représentent dorénavant l'État en Gaule. Revenons sur la signification du geste de Soissons. À la loi de la guerre, Clovis, le barbare païen, avait préféré la requête d'un représentant de l'Église. Le destin était tout tracé, ou la stratégie bien en place. Clovis va asseoir son pouvoir sur le ralliement des évêques. Il semble avoir compris que celui qui veut détenir la puissance publique doit s'appuyer sur l'autorité morale des évêques. Il a alors 20 ans. En cela, il a dû être bien aidé par l'évêque de Reims. Dans une lettre, Rémi lui conseille de gouverner avec le conseil des évêques. La population s'évangélise grâce aux soldats du Christ, dont le patron est Saint Martin. À ce peuple tout neuf, gallo-romain et chrétien, manquait un roi. La proximité géographique va permettre de lier les destins de Rémi et de Clovis, ainsi que les destins de l'Église catholique romaine et de la nation française. Le roi Clovis est un homme vraiment très important dans l'histoire de France. C'est lui qui est à l'origine du royaume. Et c'est vrai qu'on le voit souvent comme l'homme de la rupture entre l'Antiquité, l'Empire romain, et puis le royaume de France, le Moyen-Âge. En réalité, on s'aperçoit que si Clovis a été accepté et admis comme roi par les anciens gallo-romains, et notamment par l'élite, par le clergé, et puis aussi la noblesse sénatoriale gallo-romaine, c'est justement parce qu'il a voulu s'inscrire dans la continuité de la civilisation romaine et aussi en tant que défenseur de la foi chrétienne, de la religion chrétienne pratiquée par les Romains. Clovis va s'appuyer sur les valeurs de son peuple de guerriers et sur les valeurs romaines avec le triomphe populaire du christianisme. Les deux systèmes de valeurs vont être d'autant plus facilement conciliables qu'à la bataille de Tolbiac, une fois le vœu de conversion prononcé par Clovis en cas de victoire, les Alamans subissent une sévère déroute. Lors de la fameuse bataille de Tolbiac, alors qu'il est en péril, eh bien, il implore le dieu de Clotilde, lui dit « Oh, dieu de Clotilde, si jamais j'emporte cette bataille, je vous jure que je me convertis et que je me fais baptiser. » Et Dieu a voulu que Tolbiac soit une victoire pour Clovis, qui s'est fait baptiser. Si le vase de Soissons symbolise la synthèse entre le monde germain et le monde romain qu'est en train d'établir Clovis, le baptême de Reims la concrétise. Il fallut tout d'abord vaincre un dilemme. Clovis devait renoncer à la religion de ses ancêtres et surtout à ce lien qui l'unissait à son peuple.
Mais depuis 493, l'influence de Clotilde commençait à porter ses fruits. Il partageait la même fascination pour la culture romaine et il venait du même monde, le monde barbare. Tandis que Clovis avait uniquement assimilé l'héritage politique de l'Empire romain, Clotilde avait assimilé l'héritage de l'Empire depuis Constantin, celui des valeurs chrétiennes. La bataille de Tolbiac, après 3 ans de fiançailles, c'est là la véritable union entre eux. À la fin des années 490, Clovis épouse Clotilde, princesse burgonde. Cette princesse est catholique et on sait qu'elle va mener une série d'initiatives pour convertir son mari à la foi, sa propre foi, celle du concile de Nicée, qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme. Clovis, bien que lui étant toujours païen, avait décidé de défendre la religion chrétienne de l'Empire romain. Je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour cette culture romaine. Il avait reçu une éducation vraiment digne de l'Empire romain, d'un roi romain, puisque sa famille et lui-même faisaient partie de la hiérarchie de l'Empire romain qui régnait en Gaule. Après la sphère du privé, il fallut s'occuper de la sphère du public. Ce fut le rôle de Rémi, un rôle politique tout autant que spirituel. À partir de 496, commença le catéchisme, même si le secret fut bien gardé, afin de ne pas effrayer les guerriers francs. Le secret resta bien gardé jusqu'au vœu public formulé à l'occasion d'un pèlerinage à Saint-Martin de Tours. Dans le sanctuaire de Martin, Clovis prit le destin de ce peuple entre ses mains. La prochaine étape serait Reims. Nous sommes le jour de Noël 498 ou 499. Tous les évêques de la Gaule sont conviés autour de Rémi. La marche solennelle de Clovis vers le baptistère, pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, doit être accompagnée de chants. Puis, tandis que Clovis s'arrête devant Rémi, le saint homme l'exhorte « Dépone colla Sicambère, dépose tes colliers, Sicambre ». Le terme Sicambre fait référence à une tribu franque. Quant au terme collier, il désigne les amulettes auxquelles les peuples germains prêtaient des pouvoirs magiques. Clovis se fait baptiser par l'évêque Rémi, Rémi qui lui dit, on connaît la phrase merveilleuse, « Courbe-toi, fier Sicambre », car Clovis faisait partie de la tribu des Sicambres, « Courbe-toi, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ». Après quoi, il put être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du crème sacré avec le signe de la croix du Christ sur sa tête qui allait rester chevelue. Qu'importe, la couronne que portait Clovis depuis 481 allait devenir sacrée, comme le crème dont il venait d'être enduit. Le crème est un mélange d'huile et de baume qui est utilisé pour certains sacrements, notamment le baptême. La foule était tellement nombreuse à se presser autour du baptistère que le clerc, qui portait le crème, ne put lui-même y accéder. Quand le roi se présenta devant Rémi, celui-ci, dépourvu de Saint-Crème, se mit à prier. Une colombe fit alors son apparition au-dessus de la cuve baptismale, et le baptistère se remplit d'une odeur merveilleuse, une odeur de sainteté. La colombe tenait une ampoule dans son bec qu'elle glissa entre les mains du pontife. Les 4 évangélistes évoquent, lors du baptême du Christ, la présence de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. La première trace écrite du récit du baptême de Clovis, avec la colombe et la sainte ampoule, date de 878. Hincmar, alors archevêque de Reims, tenta de légitimer la primauté de son Église, seule compétente à officier lors du sacre du roi des Francs. Le Saint-Crème qui a été oint sur la tête de Clovis descendait du ciel et a été conservé à Reims. Seul l'archevêque de Reims, en possession de la sainte huile miraculeuse, est autorisé à sacrer les rois des Francs, successeurs de Clovis. Reims a une importance considérable à partir de ce moment-là, parce que depuis Louis VI jusqu'à Charles X, c'est-à-dire bien après même la Révolution et l'Empire, eh bien, les rois se feront baptiser et sacrer, surtout sacrer, dans la cathédrale de Reims. Sauf Henri IV, parce que c'était la guerre civile, la guerre de religion. Henri IV a été sacré, couronné dans la cathédrale de Chartres. Le lien qui unit Clovis à Rémi est le lien qui unit la royauté française à l'Église catholique et qui en fait même la fille aînée de l'Église, Clovis étant le premier roi chrétien. Le baptême de Clovis eut des conséquences à long terme, mais aussi des conséquences immédiates et déjà retentissantes. À commencer par ces 3000 guerriers francs
qui reçurent aussi le baptême en ce jour de Noël. Que le geste de Clovis ait été sincère ou politique, les élites romaines vont se rallier à lui et avec elles l'ensemble de la population gauloise. L'élan missionnaire et la supériorité théologique du clergé catholique expliquent en définitive l'extinction de l'hérésie arienne. En partie seulement. Restait à prouver l'hérésie par les armes. Dieu allait choisir son camp. Clovis en fit une mission qui concordait parfaitement avec son ambition. Au sud-est, deux frères se partageaient le royaume burgonde, les deux oncles de Clotilde, Godgisel et Gondebaud. Les Burgondes sont des envahisseurs venus de l'Est également, de Germanie, qui vont, de leur côté, régner sur le sud-est de la France et même également sur la Suisse, qui deviendra la Suisse romande, et laisseront leur nom à ce qui va devenir le royaume de Bourgogne. C'est un peuple qui est extrêmement romanisé, qui produit du droit d'inspiration romaine et dont la capitale, Lyon, ressemble beaucoup à une capitale impériale telle qu'on le connaissait au IVe siècle de notre ère. Le premier fit appel à Clovis afin d'établir l'unité du royaume au détriment du second. Vainqueur à Dijon vers l'an 500, Clovis poursuivit Gondebaud jusqu'à Avignon. Aux portes de la ville, Clovis leva le siège moyennant la promesse d'un tribut annuel. Non seulement Gondebaud rogna sa parole, mais il alla jusqu'à se débarrasser de Godgisel et fit l'unité du royaume burgonde à son profit. Clovis ne bougea pas. Il est vrai que Gondebaud lui aussi sut s'appuyer sur les évêques et les gallo-romains par l'intermédiaire de son œuvre législative. Il institua en Bourgogne des lois douces pour qu'on n'opprime plus les Romains. De plus, on disait que Sigismond, son fils, s'apprêtait à abjurer l'arianisme. C'est ainsi que Clovis consentit au mariage de Thierry, son fils aîné, avec la fille de Sigismond. Le Burgonde étant allié de Clovis, restaient les Goths. Le peuple goth était apparu vers le IIIe siècle de notre ère dans la région du Danube. Ils sont passés pour partie en Occident à partir du IVe siècle de notre ère et forment essentiellement deux branches, la branche wisigothique qui s'installe en Aquitaine et en Espagne et la branche ostrogothique en Italie. En 410, les Wisigoths furent les premiers à piller Rome, la mythique capitale. Ils s'installèrent par la suite dans le sud-ouest de la Gaule en 418 avec le statut de fédérés. À partir de là, ils étendirent leur domination jusqu'à la Loire et jusqu'à une grande partie de la péninsule ibérique, établissant leur capitale à Toulouse. En 476, ils ajoutent la Provence à leur royaume. Alors les Wisigoths, c'est une peuplade, une tribu d'envahisseurs venus de Germanie. C'était les Goths de l'Ouest. On les appelait aussi les sages parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins barbares. C'était les barbares les plus civilisés. Ils se tiennent alors tranquilles, se contentant de persécuter les catholiques, si l'on en croit la propagande menée par l'Empire d'Orient. L'Empire, et ce qui reste de romanité, ne pardonnera jamais au peuple gothique le sac de Rome, qui marque pour bien des historiographes la fin de l'Antiquité. Ainsi, pour les Gallo-romains comme Grégoire de Tours, les Wisigoths convertis à l'arianisme sont avant tout des fanatiques. Pour Clovis, fasciné par le mythe impérial, l'annexion du royaume wisigothique était depuis longtemps une priorité. Baptisé selon la tradition catholique, Clovis avait maintenant une deuxième bonne raison de punir ces barbares ariens. La situation était insupportable, et pour Clovis et pour Anastase, l'empereur d'Orient, qui lui apporta son soutien. Anastase est le contemporain de Clovis. On sait que c'est un empereur qui a cherché à restaurer la Méditerranée romaine, notamment en Orient en menant des conquêtes aux dépens des Perses, mais également en nouant de nombreux contacts avec l'Occident, en Italie avec les Ostrogoths, mais également avec Clovis. Il semble qu'Anastase ait conféré le titre de consul honoraire à Clovis. Ce soutien était d'autant plus indispensable que le roi des Wisigoths, Alaric, sentant le vent tourner, soignait son image et sa popularité en usant des mêmes moyens que Gondebaud. Il fit rédiger un bréviaire, un abrégé de la loi romaine.
Il trouve que comment dirais-je, le pays est géré par des lois gallo-romaines et il décide de réécrire tout ça à l'avantage des Visigoths. Et il fait un abrégé, un bréviaire qu'il fait rédiger à Aire-sur-Adour de ce droit romain, mais qu'il tourne donc à l'avantage de ces hommes. Et on l'appellera le bréviaire d'Alaric. Puis, en 506, à Agde, il permit la tenue d'un concile ouvert à tous les évêques catholiques de son royaume. Si le Wisigoth obtenait l'adhésion des élites et de la population gallo-romaine, la conquête deviendrait plus difficile et l'annexion moins légitime. L'armée franque qui se lança dans cette conquête du sud-ouest de la Gaule était composée de contingents rhénans commandés par Clodéric, fils du roi Sigebert de Cologne, et de contingents burgondes sous les ordres de Sigismond. Clovis interdit à ses hommes de piller la cité de Tours. À Poitiers, le pèlerinage se poursuivit et Saint-Hilaire, figure de proue de la lutte contre l'arianisme au IVe siècle, envoya à partir de sa basilique un signe de bénédiction à Clovis sous la forme d'une lumière qui semblait voler vers lui. La bataille eut lieu dans la plaine de Vouillers, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Poitiers, au cours du printemps 507. La défaite des Visigoths fut totale. Alaric fut tué des propres mains de Clovis. Son fils, Amalaric, se replia sur ses domaines espagnols. Clovis eut alors le champ libre afin de conquérir et de pacifier l'Aquitaine. La conquête s'effectua en tenaille. À Thierry et Sigismond, les régions intérieures, Clermont, Rodez, Albi. À Clovis, les plus prestigieuses capitales, Angoulême, dont les remparts s'effondrent à la seule vue du chef de guerre, Bordeaux, et Toulouse, enfin la capitale. Seule la Provence resta visigothique. Au départ de l'expédition, Clovis était soutenu par l'empereur d'Orient, Anastase. À l'arrivée, il fut reconnu digne de porter les insignes du consulat. Revêtu d'une tunique pourpre, acclamé au cri de consul et d'Auguste, il défila à cheval, semant l'or et l'argent. En 508, l'empereur de Constantinople, qui était en fait la seule autorité romaine après la disparition de l'empereur romain d'Occident, accorde au roi Clovis le titre de consul romain, la qualification d'Auguste, ce qui montre bien que le roi Clovis s'inscrit dans la continuité de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'en fait le royaume franc fait partie en quelque sorte de la continuité de l'Empire romain et n'est pas du tout en rupture comme on aurait pu l'imaginer. Ce triomphe populaire eut lieu en 508 à Tours, la cité de Saint-Martin. Le monde civilisé se partageait alors entre l'Empire d'Orient et le royaume que venait de constituer Clovis. Clovis avait reçu de son père un double héritage. Roi des Francs de Tournai, il était aussi chef d'une armée fédérée au service de Rome. Être roi des Francs, c'est avoir le droit de commander et de punir ses hommes. Être chef d'une armée fédérée, c'est être non seulement responsable des citoyens, mais aussi maître d'un territoire. Clovis intégra cette logique. À partir de Soissons, il s'efforça de s'approprier le revenu de l'impôt, de tirer profit de la frappe des monnaies et de mettre la main sur les domaines du fisc, de façon à y installer ses troupes. Après le baptême et les victoires, après l'évangélisation, ce qui manquait à Clovis pour asseoir sa légitimité sur un monde gallo-romain, c'était une loi sous l'influence du droit romain. Clovis se fit donc législateur. Il étendit le bréviaire d'Alaric à l'ensemble des hommes libres. Le bréviaire s'inspirait d'un code rédigé en 438 qui compilait toutes les constitutions impériales depuis 312, depuis Constantin. La nouveauté du code était que si le souverain promulguait bien les lois, il était aussi le responsable de ces lois devant Dieu et qu'il se devait de les respecter. Il pouvait réclamer en retour l'obéissance de tous. Pourtant, le sort des chefs rhénans, ses alliés de toujours, pouvait laisser perplexe. Le roi Sigebert de Cologne fut assassiné par son fils sur les conseils de Clovis. Clovis n'ayant plus qu'à exécuter celui-ci pour avoir été parricide. Ces meurtres se justifiaient par une nécessaire mise en ordre. Ce que le roi était en train de fonder
devait se transmettre à ses héritiers. D'ailleurs, Clovis n'avait officiellement tué personne. Il était primordial de rétablir la paix. Dans ce but, Clovis compléta la loi salique. La loi salique est un code juridique qui a été promulgué sans doute aux environs de l'an 500 et très probablement sous l'autorité de Clovis. C'est un code essentiellement de droit privé qui prévoit les amendes et les peines qui sont infligées pour toutes sortes de crimes, mais qui par contre ne précise en aucun cas les modes de succession au trône franc. Ainsi, la peine encourue pour le meurtre d'un homme libre était de 200 sous, qu'il soit franc ou romain. La loi tenta d'en finir avec les interminables vendettas et d'instaurer un état de droit. La loi salique, c'est la loi qui doit son nom à la tribu des Francs, qu'on appelle les Francs saliens. Et en réalité, c'est tout simplement une première constitution du royaume, parce que c'est une loi qui marque strictement les choses, c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de se battre et de s'entretuer, à moins que de verser des amendes considérables, donc on évite à le faire. Les femmes n'ont pas le droit de commettre l'adultère, sinon elles sont enterrées dans la boue jusqu'au col, donc elles évitent de tromper leur mari. Clovis accorda également beaucoup d'importance à la christianisation de ses lois, interdisant les mariages incestueux afin de rationaliser les successions, notamment celle du trône. C'est une loi, une constitution, la loi salique, qui est assez machiste. Les femmes n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que foncièrement, elles ne peuvent hériter strictement rien, aucun domaine, aucun bien. Et cette affaire-là va se reporter sur la couronne du royaume, puisque depuis les Francs saliens jusqu'à Charles X, aucune femme n'a régné, n'a été reine de France, sauf en étant la femme du roi, naturellement, parce que la couronne ne pouvait pas se transmettre de femme en femme. Bréviaires et pactes furent soumis à l'approbation d'un conseil de sages composé de vieux chefs militaires et d'évêques. L'ensemble fut promulgué par le roi, qui n'y apporta aucune modification. Les hommes du roi, les Francs, et les citoyens de l'Empire, les Gallo-Romains, tous sont dorénavant sujets de Clovis. Avec la conquête de l'Aquitaine, le centre de gravité du royaume s'était déplacé vers le sud. En 511, la France, si on veut bien appeler ainsi le royaume franc, est composée essentiellement des territoires au nord de la Loire, d'une annexion récente en Aquitaine, de l'Auvergne et de quelques petites possessions dans la région provençale. Clovis avait besoin d'une nouvelle capitale. Le choix de Paris s'appuyait sur des critères caractéristiques de la mutation en train de s'opérer. Paris, c'était tout d'abord le choix de la cité de Sainte-Geneviève, qui avait résisté à Attila. Clovis fit édifier sur son tombeau une basilique dédicacée aux saints apôtres Pierre et Paul pour en faire son mausolée et celui de sa dynastie. C'est la légitimité dynastique que Clovis assurait à ses successeurs, en érigeant un mausolée qui en faisait les protecteurs des apôtres. Ensuite, Paris bénéficiait d'une situation exceptionnelle. Le site était insulaire et remarquablement fortifié. C'était un carrefour économique et historique entre le nord, d'où étaient originaires les Francs, et le sud, qui représentait l'avenir avec la colonisation. De Paris, Clovis convoqua à Orléans, en 511, le premier concile des Gaules. En termes purement ecclésiastiques, le concile a peu d'importance, mais en termes nationaux, c'est la première réunion de toutes les autorités de l'Église dans le territoire qu'on va bientôt appeler la France. 32 évêques furent présents, la moitié de ceux qui officiaient à l'intérieur du royaume. Un absent de marque, Saint-Rémy. Une des décisions du concile fut en effet de soumettre à l'autorité royale la possibilité pour un laïc de devenir clerc. On comprend les réticences du saint homme. La liberté des églises était menacée, mais les évêques réunis à Orléans acceptèrent l'intrusion et scellèrent le début de la collaboration du roi et des évêques. En effet, si le roi est au-dessus des évêques, c'est davantage pour des raisons politiques. On dit qu'il a la responsabilité du pouvoir temporel, celui lié aux questions matérielles. Par contre, l'autorité des représentants de l'Église fut reconnue sur le plan spirituel, et celui-ci était intemporel. Le partage des pouvoirs évitait le totalitarisme arien où le roi, puisqu'il conservait son statut de surhomme, était aussi le chef de l'Église. L'avenir était ailleurs, et Clovis sembla l'avoir compris. Il envoya une couronne à l'évêque de Rome, le temporel
au roi, le spirituel au pape. C'est l'idée du Moyen-Âge. Avec l'insécurité, les villes se sont enfermées dans leurs citadelles, et Paris en est un remarquable exemple. Sur le plan social et économique, le Moyen-Âge se prépare. L'esclavage commence à disparaître grâce à la christianisation de la législation. Le servage s'annonce. Se mettent alors en place des seigneuries rurales. La terre peut l'emporter sur la ville. Un double processus de décomposition et de recomposition sociale est à l'œuvre. À partir d'un gouvernement qui, au début du VIe siècle, reste avant tout un commandement militaire, Clovis élabore l'esquisse d'un royaume qui pourrait s'appuyer sur un gouvernement centralisé, avec revenus et impôts qui remontent à Paris. Clovis mourut d'une mort naturelle le 27 novembre 511. Il sera inhumé dans le mausolée qu'il avait prévu à cet effet. Et Clotilde l'y rejoindra 34 ans plus tard. La seule date dont on soit sûr dans l'histoire de Clovis, c'est la date de sa mort, donc le 27 novembre 511. Il est mort à Paris et il a été enterré à Paris dans l'église qui s'appelait à l'époque des Saints Apôtres, qui ensuite a été renommée église Sainte-Geneviève, mais qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Donc les bâtiments ont été démolis au début du XIXe siècle. Quelques fouilles ont été faites à cette époque-là. On n'a jamais retrouvé le tombeau de Clovis. Donc peut-être est-il encore aujourd'hui sous le goudron de la rue Clovis. Il faudrait faire des recherches pour voir si on pourrait le retrouver. Au XIVe siècle, l'imagerie de Clovis refit surface par le biais d'un symbole, les 3 fleurs de lys, évoquant une trinité virginale qui allait orner les armoiries royales. Alors la fleur de lys est ce qu'on appelle un meuble héraldique, c'est-à-dire un symbole qui se met sur les blasons, sur les étendards, cette jolie petite fleur qui avait déjà été utilisée sous les Carolingiens, mais c'est à partir des Capétiens, et notamment avec Louis VII, qu'elle figure officiellement partout sur champ d'azur pour signaler que cette fleur de lys, c'est la monarchie, c'est la royauté française. La légende raconte qu'à la veille de la bataille de Tolbiac, en 496, un ermite qui avait reçu la visite d'un ange conseilla à Clotilde, la femme de Clovis, de remplacer les 3 crapauds qui ornaient les boucliers des guerriers francs par 3 fleurs de lys. C'est ainsi que dans le contexte de la guerre de 100 ans, 8 siècles plus tard, il était important de faire remonter l'origine du pouvoir temporel du roi de France à Clovis pour combattre le nouvel hérétique anglais. Clodovecus, Chrotikildis, Clotacurius, Clodoveus, Ludovicus, Clovis. La diversité des appellations témoigne d'un monde en pleine mutation dont Clovis a été le principal artisan de son vivant et encore davantage après sa mort. Charlemagne, en donnant à son fils le nom de Ludovic, plus connu sous le nom français de Louis, proche du nom francique Lodwig de Clovis, mesurait bien l'importance de la légitimité originelle de l'illustre chef de guerre. Après Louis Ier le Pieux, 16 autres monarques porteront le nom de Clovis. Le monde de Clovis, c'est tout d'abord la fin d'un monde, celui de l'Empire romain. C'est surtout le début d'une longue gestation qui prend fin avec les Carolingiens et qui sera suivie d'une longue maturation avec les Capétiens, l'esquisse de ce que sera ce monde pendant près de 1300 ans. Clovis, c'est l'union entre la royauté et l'Église, à l'intérieur d'un territoire qui va continuer à s'agrandir et qui ne s'appelle pas encore France. Clovis pourra dorénavant s'appuyer sur cette union et tous ses successeurs sur le trône de France suivront ou devront suivre cet exemple. Clovis incarne aussi les valeurs de la nation française et celles de la République pour l'historien Fustel de Coulanges en 1888. On était réputé franc parce qu'on obéissait à celui qui s'appelait roi des Francs, parce qu'on lui payait l'impôt et qu'on combattait pour lui, parce qu'on recevait de lui des faveurs, des grades, des fonctions, sans distinction de race. Et pour les historiens contemporains,
Il est même précurseur de l'Europe, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Une synthèse entre germains et latins, une connexion entre la mer du Nord et la mer Méditerranée. Les Capétiens, qui se succèdent sur le trône de France depuis 987, anticipent le sacre de leur fils aîné afin d'assurer leur succession. Le sacre distingue le Capétien de tous les autres grands seigneurs, quand bien même l'un d'eux aurait un territoire plus important que le domaine royal. Mais surtout, légitime l'intronisation en la faisant correspondre à la concrétisation du projet divin. Depuis le partage de l'empire de Charlemagne, la puissance publique ne cesse de s'émietter en France. Une multitude de petits seigneurs contrôlent d'infimes territoires, affaiblissant l'autorité centrale. Certains grands féodaux arrivent à canaliser ces forces centrifuges, menaçant le pouvoir du Capétien, alors plus symbolique que réel. Mais la logique de la pyramide féodale donne la possibilité au roi des Francs, de fief en fief, de grands vassaux en grands vassaux, de faire remonter la réalité du pouvoir jusqu'à lui. Deux événements majeurs dans la deuxième moitié du XIe siècle changent la donne. La première croisade voit de grands féodaux français créer des États latins en Terre Sainte. Et en 1066, le duc de Normandie Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre et déplace du même coup outre-Manche la pyramide féodale en cours d'élaboration. 1066, c'est Guillaume, le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, qui réussit la conquête de l'Angleterre et qui se fait couronner roi d'Angleterre à Westminster le 25 décembre de 1066. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les héritiers de Guillaume vont s'associer au fameux Plantagenet et il va s'en suivre des dizaines et des dizaines d'années de guerre, de succession d'Angleterre, de provinces françaises, etc., etc. Cet événement est à l'origine de deux guerres de 100 ans, dont la première débute au milieu du XIIe siècle et dont les héros s'appellent Aliénor d'Aquitaine, Louis VII le Pieux, Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion et Philippe II de France, dit Philippe Auguste. Associé au trône dès 1101, le règne de Louis VI le Gros ne débute vraiment qu'en 1108, à la mort de son père Philippe Ier. S'il est vrai qu'il est batailleur et que l'épée à la main, il occupe la plus grande partie de son règne en chevauchées incessantes, il n'en est pas moins clairvoyant. Tout d'abord, la mise au pas de tous les hors-la-loi est essentielle. Son peuple a besoin de sa protection, le sacre l'y engage. Ensuite, parce qu'il s'appuie sur un conseiller prudent et habile, l'abbé de Saint-Denis suggère. L'image de Louis VI, véhiculée par ses actions de pacification et par le sens de la diplomatie de l'abbé Suger, lui permet en 1124 de résister à une coalition anglo-germanique. Tous ses vassaux se mobilisent pour sauvegarder le pouvoir du roi. Le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte d'Anjou, le duc de Bretagne et le duc d'Aquitaine répondent à l'appel du Capétien, et cela pour la première fois depuis l'avènement de la dynastie. C'est vers le duché d'Aquitaine, et plus particulièrement l'héritière la plus puissante d'Europe, que se tourne Louis VI à la fin de son règne. En effet, le duc d'Aquitaine est mort sans héritier mâle. Toujours animé par la clairvoyance de l'abbé Suger, le roi de France scelle pour plus de 100 ans le destin de son royaume en mariant son fils aîné à Aliénor le 25 juillet 1137. La petite Aliénor d'Aquitaine est la fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Et Guillaume, duc d'Aquitaine, bon, elle est née à Châtellerault, elle, et Guillaume, lui, va avoir l'idée saugrenue de mourir en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, un vendredi saint, qui plus est, à 38 ans. Et il va laisser le duché d'Aquitaine à la petite Aliénor qu'il aimait tant, parce qu'il n'y a pas de loi salique en Aquitaine. Là, ce n'est pas comme chez les Francs-Saliens, où c'est l'homme qui hérite. Elle hérite le duché d'Aquitaine. Elle n'a encore que 13 ans et devient reine de France à la mort de Louis VI le 1er août. Louis VII n'était pas destiné à régner. La mort de son frère aîné 6 ans plus tôt l'a sorti du cloître Notre-Dame où il a été élevé. Il en gardera le surnom de Louis VII le Pieux, ainsi qu'un état d'esprit tourné vers la sobriété.
Elle est la petite-fille de Guillaume IX, homme de culture plutôt qu'homme politique. Premier troubadour de l'histoire à prôner une nouvelle forme de relation amoureuse, l'amour courtois. Guillaume ne considère pas la femme uniquement sous l'angle de la procréation d'une dynastie ou d'une espèce, où l'Église la cantonne trop souvent. Il voit en elle un être humain libre de ses actes, dont il faut gagner l'amour, qui n'est plus uniquement un devoir conjugal. Au contraire, cet amour ne peut se vivre qu'en dehors des liens sacrés du mariage. Mais quand il est obtenu en respectant les règles de la courtoisie, le prétendant accède à la joie bien entendu, mais aussi au salut. De tradition orale, la vieille histoire de Tristan et Iseut va bientôt rentrer en littérature. L'histoire d'un amour pur, celui d'un chevalier pour sa reine, que même la mort ne pourra séparer. C'est pourtant en étant lié par le mariage que Louis aime Aliénor d'une façon immodérée, en particulier pour les membres de son entourage, laïcs ou clercs, qui voient dans cet amour la faiblesse d'Adam pour Ève. Dans le cadre de ce mariage éminemment politique, s'opère alors un choc des cultures, Languedoc et Languedoy. Celle de la France du Nord, centralisée autour de Saint-Denis et de Reims, une culture imprégnée de religiosité et d'austérité, et celle de la France du Sud, libérale et enthousiaste. Le domaine royal a presque triplé, mais il y a des contradictions à lever et des passions à canaliser. Mais c'est bien avant l'arrivée d'Aliénor à Paris que la cité avait été au centre d'une polémique entre ces deux visions du monde. La ville est déjà renommée pour son école de théologie que Pierre Abélard a participé à développer. Mais celui-ci est plus connu pour avoir vécu à l'approche de la quarantaine, à partir de l'hiver 1117-1118, une passion dévastatrice pour sa jeune élève de 17 ans, Héloïse. Abélard, c'est un théologien, un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par la guerre, qui est né dans une famille aisée, qui est très porté vers l'étude, vers les joies de l'esprit. On le charge d'éduquer une jeune fille très intelligente, très lettrée, Héloïse, qui est la nièce du chanoine Fulbert. Il y a une véritable histoire d'amour qui se passe entre eux. Évidemment, l'oncle chanoine n'apprécie pas du tout. Et ils veulent rentrer alors précipitamment tous les deux dans les ordres, mais Héloïse est enceinte, elle accouche d'un enfant qu'elle appellera Pierre Astrolabe, puis qui est confié à une nièce, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Abélard, afin de sauver l'honneur de la famille d'Héloïse, fut sommé de l'épouser. Mais c'est Héloïse qui s'y refusa, préférant Abélard libre qu'enfermé entre des liens matrimoniaux. Le mariage eut pourtant lieu tant les pressions sociales étaient fortes. Cela ne suffit pas à l'oncle d'Héloïse qui retrouva son honneur en faisant castrer Abélard. Des hommes de main du chanoine Fulbert émasculent un jour Abélard pour lui faire payer le péché de chair. Et c'est un acte absolument barbare parce qu'il n'est pas du tout accompagné de jugement. En revanche, les deux malfrats qui se sont livrés à cette horrible besogne, eux sont jugés et on leur applique la loi du talion, c'est-à-dire qu'ils sont émasculés aussi. Il ne resta alors à celui-ci que l'écriture pour vivre ses passions. Sa vision du monde, où chaque individu pourrait avoir son mot à dire sur cette terre, heurte les sensibilités les plus traditionnalistes pour lesquelles l'individu n'est rien face à la collectivité, face à la chrétienté. La figure de proue de ce mouvement conservateur est l'abbé de Clairvaux. Bernard de Clairvaux va jouer un rôle important dans les premières années du mariage de Louis et d'Aliénor. Entre l'influence de celle-ci et les conseils avisés de l'abbé Suger, Louis délaisse progressivement la raison pour la passion. En 1141, son cousin, Raoul de Vermandois, alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'éprend de Pétronille, la jeune sœur d'Aliénor à 15 ans. Raoul n'est pas libre et l'oncle de sa femme est le comte de Champagne. Pétronille, la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine, elle est follement amoureuse de Raoul de Vermandois.
Eh oui, mais c'est un amour impossible, puisque Raoul de Vermandois est déjà marié à Éléonore de Blois. Bon, elle va demander, la petite Pétronille, elle va demander à Aliénor, sa grande sœur, et au mari d'Aliénor, le roi de France, Louis VII, de procéder à la dissolution du mariage, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Eh oui, mais ça va contrarier férocement la famille de Raoul de Vermandois, et notamment son frère, qui va prendre les armes contre le roi de France. Le couple royal soutient l'annulation de ce mariage afin que Raoul épouse son Héloïse. Ils persistent face au refus de l'Église et du pape et déclenchent ainsi un conflit avec la Champagne. Il faut l'intervention de Bernard de Clairvaux en 1144 pour mettre fin à cette crise. Aliénor est mariée depuis 7 ans et n'a pas d'enfant. Il semble que la pression morale exercée par le moine, associée à l'angoisse de la reine qui n'est pas encore mère, ait poussé Aliénor à faire reculer Louis sur la plupart des causes du conflit. La paix revenue, les relations avec la papauté reprises, Aliénor met au monde une petite Marie. Mais pour Louis le Pieux, l'expiation des fautes passe par une croisade. Ce n'est encore que la seconde. Elle est lancée officiellement par Bernard de Clairvaux lors d'un prêche enflammé à Vézelay. Les Turcs ont pris possession d'un État latin aux mains des chrétiens depuis 1098. La deuxième croisade, qui était organisée avec des seigneurs, des chefs de guerre, des barons, qui ont tiré les leçons de la première croisade populaire, qui n'a pas été un grand succès, est une croisade à la fois militaire et religieuse. Et elle se passe avec l'autorisation des autorités religieuses, et en premier lieu du pape. C'est très important cette autorisation du pape parce que il faut financer. Et pour financer, le pape fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il autorise à prélever l'impôt sur les biens d'église. L'église ne paye pas d'impôt, elle en perçoit plutôt sous forme de dîme. Et là, il y a le décime, qui est une sorte d'impôt sur les revenus de tous les biens d'église et qui permet l'effort de guerre, si on peut dire. Et donc, cette organisation des croisades est à la fois religieuse, militaire et administrative, puisqu'il y a perception de l'impôt. Aliénor décide d'accompagner son époux. Pendant ce temps, Raoul et Pétronille continuent à s'aimer en toute clandestinité. La croisade qu'entreprennent Aliénor et Louis va marquer un tournant dans leurs relations et dans l'histoire de France. C'est en Terre Sainte qu'au cours de l'année 1148 se produit une série d'incidents. Alors Louis VII part en croisade accompagné de son épouse. Aliénor l'accompagne, en effet. Et vous savez, ce sont deux personnalités totalement différentes. Hein. Elle est vindicative, elle est prompte, elle est courageuse. Lui est un peu mou, hésitant, un peu bigot. D'ailleurs, on le surnomme Louis VII le Pieux. Et il traverse la Méditerranée et lui veut marcher vers Jérusalem à tout prix. Or, on s'arrête à Antioche. Le couple est hébergé par l'oncle d'Aliénor, Raymond, jeune prince franc du royaume d'Antioche. Après avoir séjourné à Constantinople, une autre cour d'Orient offre à Aliénor une vision plus proche de ses idéaux que celle de Paris. Moins austère et plus ambitieuse aussi. Raymond compte sur l'aide de Louis pour regagner du terrain face aux infidèles. Échaudé par des déboires subis plus au nord, Louis veut éviter l'affrontement pour l'instant et donne la priorité à un pèlerinage à Jérusalem. Les rumeurs et les railleries commencent à aller bon train quand on évoque le temps que passent ensemble Raymond et Aliénor. Le départ pour Jérusalem est avancé, mais Aliénor refuse de suivre Louis. Devant son insistance et le rappel des devoirs d'une femme, Aliénor demande l'annulation du mariage pour cause de consanguinité. Menace reposant effectivement sur des éléments avérés tant les relations de la pyramide féodale sont étroites. Louis est tenté d'accepter par dignité, mais par stratégie politique, il suit les conseils de ses barons et enlève Aliénor afin de l'emmener avec lui à Jérusalem. Le pèlerinage est effectué, mais les tentatives de reconquête en Terre Sainte ont échoué. Le couple rentre de croisade dans 2 navires différents. Leur route passe par Rome, où semble-t-il le pape réussit à les réconcilier.
Si réconciliation il y a eu, elle dura 2 ans, le temps d'un autre enfant, une fille, encore. Alors au retour des croisades, eh bien, la situation du ménage, du couple Louis VII et Aliénor n'est pas vraiment idyllique parce que, on l'a vu, elle est très contrariée par le caractère un peu indolent de son mari, elle reste en Aquitaine, et lui, somme toute, eh bien, s'il fait le bilan de cette croisade, c'est un bilan relativement catastrophique. Il a perdu beaucoup d'hommes, financièrement, c'est aussi quelque chose qui lui a coûté très cher, sentimentalement, il a perdu son épouse, et territorialement, comme elle garde l'Aquitaine, qu'elle ne veut pas lui donner, eh bien, il n'a plus rien à gagner. En partant en croisade, Louis avait laissé le champ libre à l'ambition de Geoffroy le Bel, comte d'Anjou. Profitant de la guerre entre les prétendants au trône d'Angleterre, Geoffroy, qui avait épousé la petite fille de Guillaume le Conquérant, avait fait valoir ses droits sur le duché de Normandie. Il y avait même investi son fils Henri sans l'accord de Louis, et donc en enfreignant le droit féodal. C'est l'affrontement en 1151 et Bernard de Clairvaux intervient de nouveau. Un accord est trouvé. Henri, 17 ans, vient à Paris prêter hommage à son roi et être confirmé duc de Normandie. Le jeune homme, robuste et de belle allure, porte une branche de genêt à son chapeau et une nouvelle rumeur, celle de trop, se met à courir qu'Aliénor, de 10 ans son aîné, n'est pas insensible au charme de celui qui allait devenir avec elle le fondateur d'une dynastie légendaire, les Plantagenets. En mars 1152, Louis répudie Aliénor, qui est contrainte de laisser ses 2 filles sous la protection de leur père. En mai, elle épouse dans la cathédrale de Poitiers Henri II Plantagenet. À eux deux, ils forment déjà un empire et Henri n'a pas encore fait valoir les droits de sa mère au trône d'Angleterre. Ce sera chose faite en 1154. Geoffroy V le Bel, comte d'Anjou, va se marier avec Mathilde. Mathilde n'est autre que la petite fille de Guillaume le Conquérant, la fille d'Henri Ier, tous les deux étaient rois d'Angleterre. Un combat acharné va être mené en Angleterre entre Mathilde et son cousin, Étienne de Blois. C'est Mathilde qui finira par prendre l'avantage et accédera au trône d'Angleterre le fils de Mathilde et Geoffroy, Henri Plantagenet, le célèbre Henri II Plantagenet. Rien ne semble arrêter le Plantagenet. Aliénor est donc une 2e fois reine. Tandis que les naissances se succèdent chez les Plantagenets, le Capétien attend toujours un fils. Après la mort de sa seconde épouse en 1160 en mettant au monde sa 4e fille, Louis se remarie avec Adèle de Champagne. Ce qui fait la force des Plantagenets, cet immense territoire et cette prodigieuse descendance allaient causer leur perte. L'apport de cette dot par Aliénor d'Aquitaine sera très important car elle inversera le rapport de force entre les 2 souverains, d'abord à la faveur de Louis VII, roi de France, puis à la faveur d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le territoire qui appartient aux Plantagenets à cette époque est assez remarquable. Il hérite par son père Geoffroy V le Bel de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, par sa mère Mathilde de la Bretagne et de la Normandie, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine, alors là de la Guyenne, l'Aquitaine qu'on connaît aujourd'hui, de l'Auvergne, de la Gascogne, du Poitou également, et puis au final de l'Angleterre dès son couronnement. Lorsqu'Henri II Plantagenet est arrivé à Chinon, il a trouvé une vieille forteresse qui avait été construite par les comtes de Blois et ensuite amendée par ses ancêtres, les comtes d'Anjou. La transformation importante qu'il a effectuée à la forteresse de Chinon, c'est la construction d'un palais neuf, plus commode pour loger son administration et qui se trouvait sur le fort Saint-Georges. Dans un premier temps, chez les Capétiens, Adèle a d'abord une fille, mais une 2e grossesse suit. Louis voit alors en rêve le fils tant attendu. Il tient un calice rempli de sang qu'il donne à boire au grand du royaume. Le miracle a bien lieu. Louis a enfin un fils le 21 août 1165 qu'il prénomme Philippe et que l'on surnomme Dieudonné.
Adèle de Champagne est une femme fréquemment malade, assez malingre, et il n'arrive pas à avoir un héritier avec elle. Il est désespéré, puisqu'au bout de 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas vu son épouse porter un fruit. Or, ce fruit se profile à l'horizon. Et comme ce fruit va voir le jour de façon fantastique, on va se dire, mais au bout de 30 ans, mais c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Philippe Auguste, mais Philippe Dieudonné Auguste. Chez les Plantagenets, Richard a alors 8 ans. Un dernier fils né en 1167. Il est prénommé Jean. Les fils d'Aliénor grandissent et la reine est une épouse délaissée. Henri vivant une liaison adultère au grand jour. Henri est alors puissant, si puissant qu'il pense pouvoir se passer de l'aide de Dieu et surtout du pouvoir spirituel qui le représente sur terre. Si puissant qu'il ne consent qu'à déléguer de manière fictive le pouvoir à ses fils. Si puissant qu'il pense se passer de l'aide d'Aliénor. Aliénor d'Aquitaine, c'était très mal entendu avec son premier mari, Louis VII le Pieux. Eh bien, elle épouse Henri en deuxième noces et elle ne va pas s'entendre davantage très longtemps avec lui. Elle va lui faire une belle tribu d'enfants, 5 fils, 2 filles, mais à partir du moment où les enfants sont devenus des adultes responsables, eh bien, et que son mari, lui, court un peu le guilledou de droite et de gauche, eh bien, elle va prendre position pour les enfants. En 1173, après avoir obtenu l'alliance de son premier époux, Aliénor et ses fils déclenchent une insurrection qui se propage dans tout l'Empire. La riposte d'Henri est foudroyante. Il repousse les Français, il mate la rébellion et tandis qu'il choisit de pardonner à ses fils, il capture Aliénor qui l'emprisonne en Angleterre. Aliénor d'Aquitaine avait soutenu la révolte de ses fils contre leur père. Et lorsqu'elle a cherché à s'enfuir, à fuir son mari Henri II Plantagenet, elle a été rattrapée par lui et il l'a fait emprisonner à la forteresse de Chinon pendant plusieurs mois, à partir du mois de novembre 1173, et elle y restera jusqu'à son départ en Angleterre au mois de juillet 1174. Donc elle repart en Angleterre avec son mari Henri II Plantagenet et après sa captivité de quelques mois à Chinon, elle restera enfermée en Angleterre selon la volonté de son mari dans la tour de Salisbury pendant près de 15 ans. La pacification de l'Aquitaine est menée par Richard lui-même, qui est pourtant à l'origine du soulèvement. Le troisième fils d'Aliénor y gagne un surnom, Cœur de Lion. Une prophétie faite par Merlin 5 siècles auparavant inquiète pourtant Henri. Elle évoque la libération d'un aigle à 2 têtes par sa 3e nichée. Entre 1164 et 1185 est écrite une série d'ouvrages qui est considérée comme la genèse de la littérature française. L'auteur s'appelle Chrétien et est originaire de Troyes. Il est le protégé de la comtesse de Champagne, Marie, fille aînée d'Aliénor et de Louis. Son œuvre s'articule essentiellement autour de la légende d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde que Chrétien va participer à transformer en mythe. L'influence de l'amour courtois, en remontant vers le nord, rencontre le modèle du roi chevalier, et Chrétien invente le roman de chevalerie. Influencés par les aventures d'Arthur et de ses chevaliers, les Plantagenets vont influencer les romans des siècles à venir. Tout comme les Capétiens se réclament descendants de Charlemagne, les Plantagenets se disent prolonger la lignée d'Arthur. Chevalier aussi émérite que Lancelot du Lac, Richard punit ses barons rebelles avec la même brutalité que s'il s'agissait d'envoyer de Satan. Pour fédérer, le Capétien peut lui s'appuyer sur le sacre, et Louis programme celui de son fils pour le 15 août 1179. Il faudra le différer. En chassant aux forêts de Compiègne, le jeune homme de 14 ans distance ses compagnons et emprunte des sentiers obscurs. Il erre pendant 2 jours et 2 nuits. Quand on le retrouve, il reste prostré et muet entre la vie et la mort. Louis, désespéré, fait la tournée des sanctuaires pour obtenir son rétablissement. Il est finalement exaucé. Philippe est sacré le jour de la Toussaint et rien ne pourra plus l'arrêter. On ne sait rien de plus de ces 2 nuits que Philippe a passées, seul, dans la forêt. L'épisode finit d'avoir raison de Louis. Il meurt le 18 septembre 1180. C'est maintenant Philippe qui joue des dissensions entre les 4 frères Plantagenets et leur père. Dès sa première entrevue avec le nouveau roi de France,
le vieux Plantagenet est impressionné par sa prudence et son assurance, qualité que doit avoir un roi chevalier, mais qu'il ne retrouve pas chez ses fils. Après la mort brutale de 2 d'entre eux, Richard n'a plus qu'un frère, le prince Jean. Mais on apprend en 1187 une terrible nouvelle venue d'Orient. Le sultan d'Égypte, Saladin, s'est emparé de Jérusalem. Alors que tous nos héros font vœu de croisade, à l'exception de Jean, pendant les préparatifs, les combats reprennent et la prophétie de Merlin de s'accomplir. Philippe se rapproche de Richard et affronte avec lui le vieux roi Henri pour qui c'est la dernière bataille. Le roi Philippe Auguste va l'aider dans sa lutte contre son père et va lui favoriser l'accession donc au pouvoir. Parce que Philippe Auguste et Richard étaient très liés et très amis à l'origine. Ce fameux traité d'Azel-Rideau est un traité qui a précédé de quelques jours la mort du roi Henri II Plantagenet. Il était pourchassé par le roi de France et par ses fils, notamment Richard Cœur de Lion. On dit que ce traité d'Azel-Rideau est une paix honteuse pour Henri II Plantagenet. Par ce traité, il prend connaissance aussi de la trahison de son dernier fils, Jean Santerre. Et il va reconnaître par ce traité un certain nombre de territoires au roi de France, ainsi que le mariage de son fils, Richard Cœur de Lion, avec la sœur du roi de France, Aélis. Vaincu, Henri se soumet pour la première fois de son existence qui s'achève. Apprenant que même Jean a participé à le trahir, il meurt seul le 6 juillet 1189. Henri II Plantagenet finit ses derniers jours abandonné de sa famille et de ses enfants. Donc il vient jusqu'à Chinon, où il va passer ses derniers jours et où il mourra seul et abandonné de tous. Aliénor est libre. Richard est roi d'Angleterre et interdit à son frère Jean d'y séjourner jusqu'à son retour de croisade. Philippe prend aussi ses précautions et lance la construction de l'enceinte du Louvre. Il rédige un testament où est définie pour la première fois la fonction monarchique comme une fonction d'État, c'est-à-dire œuvrant pour le bien public. Il délègue ses pouvoirs non pas à des grands du royaume, mais à des représentants de l'État, eux-mêmes contrôlés par un conseil de notables. C'est cette organisation qui finira par faire la différence. Les 2 rois, Richard et Philippe, partent pour la 3e croisade ensemble le 4 juillet 1190, avant de prendre 2 routes différentes, qui les font se retrouver en Sicile en septembre, où ils attendent le printemps. Richard dit à Philippe Auguste, ce serait bien que vous m'accompagniez. En réalité, il se méfie de Philippe Auguste. Il se dit, si je pars en croisade seul, il va risquer de récupérer mes territoires, le Maine, l'Anjou et la Normandie. Donc ils partent en croisade et ils arrivent en Sicile, où ils sont accueillis d'ailleurs par des Normands, puisque la Sicile est un royaume normand, fondé autrefois par Robert de Guiscard, Tancrède de Hauteville. Et là, ils tombent malades quasiment en même temps, l'un et l'autre. On souffre de ce qu'on appelle la suette miliaire. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles, Philippe perd un œil même, Philippe Auguste perd un œil. Et ensuite, direction la Terre Sainte. Si Richard a mobilisé toutes les ressources possibles pour faire de cette croisade un succès couronné d'exploits de chevalerie, Philippe est préoccupé par ce qu'il laisse derrière lui. Un royaume où son autorité s'est renforcée et un fils, Louis, orphelin de mère à 3 ans. Les prouesses de Richard au combat l'ont précédé en Sicile et on attend de lui qu'il règle un problème de succession. Alors que Philippe est partisan de la négociation afin de stabiliser la situation, Richard en fait un problème personnel qu'il faut régler avec panache. Il décide de ramener l'ordre à sa manière en mettant à sac Messine, mais surtout en plantant sur les murailles de la ville ses étendards. La fierté du roi de France est particulièrement éprouvée. Tandis que Philippe traverse directement la Méditerranée pour rejoindre Saint-Jean d'Acre, Richard passe par Chypre, île dépendante de l'Empire byzantin, mais dont le prince, à la recherche d'autonomie, collabore avec Saladin. L'occasion est belle pour Richard d'ajouter une ligne à la liste de ses exploits. Chypre est conquise. Il peut maintenant rejoindre Saint-Jean d'Acre, où Philippe peine à prendre la ville. Avec Richard, la ville tombe. Les 2 bannières flottent cette fois-ci ensemble. Le duc d'Autriche
veut aussi planter son étendard. Richard lui refuse ce droit et traîne sa bannière dans la boue. Très rapidement, on va voir que la mésentente va s'installer sur la Terre Sainte entre Richard et entre son ami Philippe Auguste. Une amitié dont il faut se méfier. Parce que Philippe Auguste, lui, veut absolument combattre Saladin, gagner Saint-Jean d'Acre, et Richard arrive en retard. Enfin, on sent que si l'un est conquérant, l'autre est hésitant. Et Philippe Auguste va dire, bon, dans ces conditions, ça suffit, je rentre. La prochaine étape est Jérusalem. Cela sera son Philippe, malade, préoccupé par les affaires de son royaume. Il décide de rentrer en France dès 1191. Il s'arrête à Rome pour obtenir du pape l'absolution, en disant voilà, je quitte la croisade, ne m'en veuillez pas. Et pendant ce temps-là, Richard, lui, va rester, se battre, parfois même comme un soudard, parce qu'on sait qu'il massacre à tour de bras. Il attend, on lui a promis la vraie couronne du Christ, et comme il ne l'obtient pas, eh bien, il massacre les prisonniers. La reconquête de Jérusalem est hypothétique, et de toute façon, la gloire en reviendrait à Richard. À Richard, la légende, à Philippe, l'histoire. Devant Jérusalem, Richard, sans les troupes de Philippe, doit composer avec Saladin. Le lieu saint reste aux mains des musulmans, mais les chrétiens pourront s'y rendre en pèlerinage. Richard refuse de rentrer dans Jérusalem en pèlerin, puisqu'il rêvait d'y rentrer l'épée à la main. En octobre 1192, il prend la mer. Une tempête l'oblige à changer d'itinéraire. Il doit traverser le duché d'Autriche, où le duc ne l'a pas oublié. Malgré son déguisement, Richard est capturé et vendu à l'empereur germanique que Philippe a eu tout loisir de ranger de son côté. Maintenant que Richard n'est plus croisé mais toujours absent, Philippe complote avec le prince Jean qui se proclame roi. Mais Jean ne peut atteindre son nouveau royaume. L'île est défendue par les barons fidèles à Richard. C'est Aliénor qui veille. En 1193, Philippe n'a ni flotte ni femme. En épousant Ingeborg, la sœur du roi du Danemark, il compte remédier à ces deux lacunes. La promise est parée de toutes les vertus. 18 ans, belle, intelligente, pieuse, et quand il la rencontre, Philippe est sous le charme. Le mariage est célébré et le lendemain de la nuit de noces, à la stupéfaction générale, Philippe demande à la délégation danoise de repartir avec celle qui est pourtant reine de France. On ne sait rien de plus de cette nuit que Philippe a passé seul avec Ingeborg. On raconte que sa nuit de noces a été catastrophique, puisque dès le lendemain matin, il l'a expédiée au couvent, à Saint-Maur-des-Fossés, et a tenté, a essayé de faire annuler ce mariage. Pourquoi la nuit de noces a-t-elle été catastrophique? Alors les historiens du temps, les chroniqueurs du temps nous racontent qu'il avait ce qu'on appelle l'aiguillette nouée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pu consommer ce mariage. Le projet d'un débarquement en Angleterre est repoussé. Au bout de 2 ans d'âpres négociations ralenties par les interventions discrètes de Philippe afin de faire monter les enchères, Aliénor obtient en février 1194 la libération de Richard. Déchaîné, il l'est dans tous les sens du terme. Jean demande immédiatement pardon et fait massacrer la garde française protégeant Évreux en signe de repentance. Sitôt débarqué en Angleterre, où il est accueilli par les acclamations de la foule qui chante et danse, Richard punit les partisans de Jean. C'est le lendemain de la prise de Nottingham qu'il découvre lors d'une partie de chasse la forêt de Sherwood. Quand il est libéré, enfin, grâce à la rançon versée par Aliénor d'Aquitaine, eh bien, Richard, naturellement, immédiatement constate le comportement, quel a été le comportement de son frère, Jean Santerre, John Lackland, comme on l'appelait à Londres. On voit tout ça dans les fameux romans de Quentin Durward, de Robin des Bois. Eh bien, il s'aperçoit qu'il a failli lui usurper la couronne, donc évidemment, il va le punir, il va l'emprisonner, mais il lui pardonnera très rapidement. Mais les affaires l'appellent sur le continent. Le 12 mai 1194, il quitte l'Angleterre qu'il ne reverra jamais. Le premier affrontement entre Richard et Philippe a lieu entre Normandie et Anjou, à Fréteval, et voit la déroute de l'armée française, la perte du trésor royal ainsi que de nombreux documents indispensables à l'organisation du royaume.
Philippe décide de mettre fin à cette tradition d'une administration itinérante et fonde, la même année, les archives royales qui seront dorénavant conservées dans le donjon du Louvre. Il est le premier à redécouvrir le rôle fondamental de l'écrit dans la gestion d'un État, afin de mettre chacun devant ses responsabilités. Pour asseoir son autorité, Richard préfère la pierre au papier et érige en vallée de Seine, afin de protéger la Normandie, un château qu'il veut imprenable, Château-Gaillard. Alors Philippe Auguste n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer la Normandie. Donc il va lancer quelques attaques sur la frontière de l'Île-de-France et de la Normandie. Richard, bien sûr, voulant conserver ce duché, qui est quasiment une annexe de l'Angleterre, va couvrir la frontière, va ceinturer la frontière de fortifications, que ce soit à Verneuil, à Ivry, que ce soit à Gisors, et surtout, la clé de voûte de ces fortifications, c'est le fameux Château-Gaillard des Andelys, qu'il a construit en un an de temps. Ce château est jailli de la falaise en un an de temps. Constatant cette réalisation, d'ailleurs, il aura cette expression merveilleuse « Qu'elle est belle, ma fille d'un an, quel château Gaillard !» Comme leur nom l'indique, les forteresses et les châteaux sont des lieux fortifiés. Ils étaient donc surtout destinés à protéger et à maîtriser un territoire. Il y avait cette notion de maillage du territoire ponctué par les châteaux pour commander les territoires. Et on le voit bien à Chinon avec ce site de hauteur qui est placé sur un éperon rocheux qui lui permet de surveiller les alentours et d'avoir une position privilégiée. Tout irait bien si Richard honorait la couche de sa femme. Philippe, lui, est amoureux. Il épouse en 3e noces Agnès, qui lui donne 2 enfants. Richard n'aura jamais d'enfant légitime. Il semble qu'il ait décidé d'assumer dans la mesure du possible son homosexualité. Ou bien croit-il qu'il a le temps? Son esprit chevaleresque le pousse à défier la mort pendant les combats. Et alors qu'il enchaîne les victoires en Normandie, le destin le rappelle une dernière fois en Aquitaine, où le vicomte de Limoges est passé du côté français. La place forte de Loches est une des propriétés de la couronne d'Angleterre. C'est une prédominance vexante pour tous les successeurs de Louis VII et dès Philippe Auguste, donc, ce roi va tenter de reconquérir tout le territoire. Richard Cœur de Lion accède au trône en 1189, mais il sera fait prisonnier à son retour de croisade et Philippe Auguste en profitera à ce moment-là, en tout début 1194, pour reprendre Loches, la place forte, la forteresse. Richard, une fois libéré, va revenir en France et le 13 juin de cette même année, 1194, il va reprendre Loches dans ce qu'on dit aujourd'hui être un assaut irrésistible de 3 heures. Richard surveille toutes ses possessions et notamment on lui apprend que en Limousin, dans la ville de Chalut, en Haute-Vienne aujourd'hui, eh bien, un de ses suzerains aurait découvert un trésor. Et naturellement, ce trésor lui revient, Richard le lui fait savoir et le suzerain, lui, ne veut pas du tout s'en séparer, s'en débarrasser. Alors Richard va aller assiéger la ville de Chalut, en Limousin. C'est à l'occasion de ce siège qu'un tireur d'arbalète lui décoche un carreau qu'il reçoit. Les uns disent dans le haut, dans l'épaule, les autres disent dans le fondement, mais jour est-il que l'infection se met dans la plaie et il va mourir, Richard Cœur de Lion. Sentant la mort arriver, Richard demande sa mère à son chevet qui arrive à temps. Son fils expire dans ses bras le 6 avril 1199. 1199-1200, à l'orée de ce XIIIe siècle, se prépare l'union du fils de Philippe Auguste et de la petite-fille d'Aliénor, Blanche de Castille. La paix semble enfin revenue entre Capétiens et Plantagenets. Jean se déclare vassal de Philippe, qui a alors une problématique d'un autre ordre à résoudre.
En effet, l'amour de Philippe pour Agnès jette l'interdit sur l'île de France après qu'un nouveau pape ait jugé l'affaire Ingeburg. Le pape n'a pas voulu annuler ce mariage. Il va quand même épouser une troisième épouse, Agnès de Méranie, tout en étant bigame. Il sera bigame puisque le premier mariage n'est pas annulé. Alors ça va avoir des conséquences terribles pour le royaume de France, car le pape va frapper le royaume d'interdit, c'est-à-dire que à la suite, donc à cause de cette nuit de noces malchanceuse, eh bien, on ne pouvait plus célébrer de culte sur le territoire. Plus aucun sacrement ne peut être célébré, ni messe, ni baptême. La société est paralysée. Si consciencieux dans la structuration d'un État, Philippe la met en péril en oubliant la raison. Il feint alors de reprendre Ingeburg comme épouse légitime et obtient qu'Agnès, enceinte, accouche à Poissy. Tourmentée, Agnès donne vie à un petit Tristan ennicé dans la sienne. Il ne lui survit que quelques heures. La haine de Philippe pour Ingeburg n'atténue pas l'amour qu'elle lui porte. C'est un autre mariage qui va permettre à Philippe de revoir ses ambitions à la hausse. Celui de Jean avec Isabelle Taillefer, comtesse d'Angoulême, alors que celle-ci était promise au comte de la Marche. Le rapt d'une fiancée est un incident dans un monde féodal qui mérite une compensation. Or, ce n'est pas dans les mœurs de Jean de respecter les règles. L'affaire est portée devant la justice de Philippe, comme le veut le droit féodal quand il y a querelle entre deux vassaux. Jean est convoqué devant la cour de France, qu'il n'honore pas de sa présence. Le roi d'Angleterre est alors condamné et se voit confisquer tous ses fiefs de France pour rupture du lien féodal en 1202. Il devient Jean sans terre. C'est un tournant historique dans l'utilisation de la logique de la pyramide féodale. Seule la justice de Dieu est au-dessus de celle du roi. C'est aussi une déclaration de guerre et Jean n'est pas Richard. Faisant preuve de la même patience et de la même lucidité que dans la gestion de son royaume, pendant 6 mois, Philippe assiège Château-Gaillard qui finit par céder en 1204. La porte de la Normandie est grande ouverte et le Capétien prend possession de tous les territoires des Plantagenets au nord de la Loire. Jean sans terre avait fait un certain nombre d'améliorations pour préparer la forteresse à la guerre. Donc il a fait venir à Chinon dans ce but l'un de ses ingénieurs qu'on appelait maître Houry et qui était en fait un ingénieur spécialisé dans les machines de jet. Puisqu'il faut savoir que la guerre au XIIe et XIIIe siècle, c'était avant tout des guerres de siège et qu'on utilisait énormément des machines de jet telles que les mangonneaux, les pierrières, pour endommager les remparts. Le siège le plus important, il aura lieu en 1204-1205, un siège d'une année entière. Et l'assaut final aura lieu au mois d'avril. Ce sont les troupes françaises, avec à leur tête Philippe Auguste, qui réussiront à reprendre définitivement Loches au Plantagenet. À l'époque, la forteresse était défendue par 120 hommes environ, et Jean sans terre perd sa forteresse. Le château de Chinon est repris par le roi de France Philippe Auguste au cours d'un siège qui va durer 9 mois, qui va commencer à l'automne 1204 et qui va se terminer en juin 1205. Seule l'Aquitaine reste encore hors de contrôle. Mais Aliénor, elle, a tout donné. Elle meurt à 80 ans. Quant à Philippe, il lui reste une bataille pour qu'il prenne le nom du premier César et devienne Philippe Auguste. Après avoir renversé le rapport de force avec les Plantagenets, l'ambition de Philippe fait peur. Certains ont pris l'habitude de l'autonomie et voient d'un mauvais œil les projets du Capétien, faire respecter la justice et le droit, créer un État monarchique et agrandir son territoire. Jusqu'où? Malgré les efforts de l'Église et d'hommes comme Bernard de Clairvaux, malgré les romans de Chrétien de Troyes, les grands du royaume n'agissent pas tous en fonction du bien commun, mais bien par ambition. Philippe avait fait en sorte que son ami d'enfance, Renaud, soit à la tête du comté de Boulogne, fief stratégique. Pourtant, celui-ci se range aux côtés du Plantagenet.
Jean sans Terre va aussi pouvoir compter sur le nouvel empereur germanique, Othon IV, qui est son neveu. Philippe Auguste envisage maintenant, puisqu'il s'est emparé de la Normandie est devenue française en 1204, l'année de la mort d'Aliénor d'Aquitaine, et il envisage même maintenant d'envahir l'Angleterre, comme l'avaient fait Guillaume le Conquérant et Jules César autrefois. Mais ça ne plaît pas évidemment à la plupart des souverains européens. Il va y avoir une coalition contre Philippe Auguste, avec l'empereur, notamment l'empereur germanique, avec Jean sans Terre, avec tel baron flamand, et tous ces gens-là vont lever une armée gigantesque. Leur stratégie est de prendre l'armée française en tenaille. Jean débarque à La Rochelle et remonte vers le nord, tandis que des Flandres descend le reste des effectifs coalisés. Philippe envoie son fils Louis à la rencontre du roi d'Angleterre, qui choisit la fuite. L'important était de disperser les troupes royales. L'armée de Philippe est composée de fidèles, mais ils sont à 1 contre 3. Alors que cette armée se rapproche de Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214, la coalition impériale est repérée. Mais une bataille n'est pas une guerre. C'est un jugement de Dieu, et le vainqueur est son élu. Elle ne peut avoir lieu un dimanche. La tension des derniers jours est tellement palpable que l'empereur décide de ne pas attendre, et Philippe de ne pas refuser le combat. La bataille s'engage à midi. Au centre du front, le roi s'expose. Un coup mortel est paré grâce au sacrifice d'un chevalier. Le flanc gauche de l'empereur cède en premier. Les Français se regroupent alors au centre. Othon échappe à la capture de justesse et réussit à fuir en laissant sa bannière à terre. Renaud reste le dernier, enchaînant sorties et replis derrière ses piétons armés de piques. Il veut combattre jusqu'à la mort, mais son cheval est abattu. Grâce à un noyau dur de fidèles, la victoire du roi de France est totale. Il est 5 heures de l'après-midi. Renaud mourra 13 ans plus tard dans la prison dans laquelle il fut jeté le lendemain de Bouvines. Cette rencontre est une rencontre absolument bénie des dieux, si l'on peut dire, puisqu'il va l'emporter de haute lutte, alors qu'il avait moins de soldats que l'ennemi. Et naturellement, tout le monde va crier « au miracle ». Qui plus est, cette bataille s'était déroulée un dimanche, donc on a dit que c'était à la grâce de Dieu qu'il l'avait gagnée, et cette bataille de Bouvines allait marquer véritablement le coup d'envoi du grand royaume de France, avec l'âme de la France bénie dans le sang de la bataille de Bouvines. L'honneur de la chevalerie se retrouve autour d'un centre d'attraction. Le Capétien qui incarne une notion en train de naître, la patrie. Ce n'est qu'après sa mort que Richard, grâce au roman de chevalerie, exercera le même pouvoir en Angleterre. Philippe Auguste est le dernier roi des Francs et le premier roi de France. Sur bien des aspects, ce n'est plus un roi médiéval, mais un roi moderne. Il a fallu attendre des travaux assez poussés, notamment au XXe siècle, avec notamment l'historien américain Baldwin, pour découvrir un peu la personnalité de Philippe Auguste, qui était quelqu'un d'assez angoissé, d'assez émotif, ce qui ne l'a pas empêché d'être un grand roi. C'était une personnalité un peu paradoxale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est jamais serein et qui est quand même un bon gouvernant, un très bon chef, un chef militaire. Et c'est aussi quelqu'un qui a une vision administrative, ce qui fera la force des rois de France. Grâce à sa clairvoyance et à son formidable sens de l'organisation, il a renforcé les finances royales et a pu superposer au réseau administratif féodal un réseau administratif d'État qui s'appuie sur le développement de l'écrit face aux traditions orales. C'est tout le symbolisme du sacre et de l'hommage qui se concrétise sur le papier. Le Capétien représente la puissance publique et il est maintenant le sommet d'une pyramide que seule la base pourra renverser. Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223, après 43 ans de règne. Aliénor repose dans l'abbatiale de Fontevraud avec Henri et Richard. Son gisant la représente, un livre à la main. Le XIIe siècle est un siècle de renaissance. Il voit renaître le thème de l'amour face à l'amour de Dieu. Aliénor en est l'incarnation. Le fait qu'elle s'est contrainte à ne pas subir son destin, personne ne lui pardonnera, pas même les historiens du XIXe siècle qui prolongeront la vision machiste d'une Aliénor légère et frivole.
Alors Aliénor d'Aquitaine, on le sait, on a écrit des tas de livres, même des romans sur Aliénor d'Aquitaine, est une femme exquise, très belle, ravissante, mais ambitieuse, intelligente, cupide, avide, sensuelle, enfin, elle a tout pour plaire. C'est pourtant ce même 19e siècle qui ressentira le besoin de réunir officiellement Héloïse et Abélard au cimetière du Père-Lachaise. C'est par sa légende noire qu'Aliénor rentre dans les livres d'histoire dans lesquels le rôle capital de Philippe Auguste a été longtemps trop peu souligné. Il répond pourtant à la problématique qu'Aliénor avait eu le mérite de soulever en créant un déséquilibre culturel et politique. Philippe canalise les passions autour de la patrie et l'amour de celle-ci. Il est le dernier roi à être sacré du vivant de son père. Sans Philippe, Saint-Louis, son petit-fils, n'aurait sans doute pas pu rentrer de la manière dont il est rentré dans ces mêmes livres d'histoire. Fils de Charles VII le Victorieux et de la reine Marie d'Anjou, Louis XI est né à Bourges en pleine guerre de 100 ans. Issu de la branche directe des Capétiens valois, il est enfin reconnu de nos jours comme un des plus grands acteurs de la construction de la France moderne. On a parlé d'un fourbe, d'un intrigant, d'un personnage extrêmement cruel. En réalité, ce portrait est sans doute à nuancer. Les écrits de ses contemporains émanant de la noblesse, et donc souvent peu objectifs, ne sont guère élogieux, mais manquent dès lors totalement de reconnaissance. Louis XI est également un cynique parce que justement, il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire. Durant son règne, de 1461 à 1483, il prend soin de gouverner en homme d'État, par la ruse et la négociation, plutôt que par les armes, en éliminant avec une infinie patience les grands féodaux, procédé pourtant inhabituel au Moyen-Âge, pour imposer sa puissance. Petit à petit, il tisse ainsi sa toile à la manière d'une araignée, la toile France, qui à la fin du règne ressemble beaucoup à la carte de la France actuelle. Parmi les grands rois de l'histoire de France, il faut compter avec Louis XI. Qui ne sait dissimuler, ne sait pas régner. Dans la construction de la France moderne, Louis XI a joué son rôle, comme son père Charles VII. Il a beaucoup marqué les historiens. La modernité de son œuvre repose sur le fait qu'il s'entoure de conseillers de valeur issus de la bourgeoisie au détriment de la noblesse et qu'il se fait proche de ses sujets en parcourant sans relâche la France profonde et miséreuse. Il comprend alors que pour asseoir la puissance de son royaume en France et en Europe, il faut développer l'économie de celui-ci qui sort exsangue d'une guerre de 100 ans dévastatrice tant au niveau de la démographie que du niveau de vie des Français en général. Louis XI lutte aussi pour agrandir, unifier et organiser le royaume, condition première pour un développement économique rapide. D'où cet acharnement à combattre Charles le Téméraire, le très puissant duc de Bourgogne, ce qui va rapporter au royaume de France non seulement la Bourgogne, mais aussi l'Artois et la Picardie. L'acquisition du Roussillon, de la Cerdagne et du Maine-Anjou relève de cette fameuse politique, toujours aussi fine qu'efficace, qui reste l'apanage de l'habile souverain et que nul spécialiste historien de nos jours n'est capable de contester. La mise au pas de la grande noblesse et du clergé permet à Louis XI d'amorcer une transition entre un Moyen-Âge obsolète et la Renaissance. Ses successeurs, Charles VIII, Louis XII et plus tard François Ier, vont avoir la tâche plus aisée, car ils héritent d'une France réorganisée administrativement et en pleine croissance économique. Louis XI le patient est une dénomination aussi juste et d'ailleurs plus communément employée par les historiens modernes que Louis XI l'araignée, pour qualifier ce monarque atypique dont nous allons maintenant détailler le règne. Il est très difficile de relater l'histoire de Louis XI sans s'appuyer sur une succession de dates, une chronologie implacable qui symbolise ce tissage patient et obstiné de l'araignée.
Un seul but, prendre au piège les grands féodaux et unifier le royaume de France. Marie d'Anjou, 20 ans, reine quelque peu délaissée par le roi Charles VII, 21 ans, accouche de Louis le Dauphin le 3 juillet 1423 à Bourges. En ces temps fort tristes, le royaume de France est en parfaite décrépitude. À la naissance du futur Louis XI, en 1423, le royaume de France est dans une situation très difficile puisqu'il est partagé entre deux zones, deux obédiences. Au nord, la domination anglo-bourguignonne. Au sud, le royaume de Bourges, c'est-à-dire la partie du royaume qui obéit à Charles VII. En plus de la guerre de 100 ans, la France doit faire face à une sorte de guerre civile entre Armagnacs, partisans de Charles VII, et Bourguignons, alliés des Anglais. À cela s'ajoute la terreur que sèment à travers le royaume les écorcheurs, qui pillent, incendient, violent et tuent sans relâche. Ces écorcheurs sont des mercenaires employés lors des batailles pour compléter les forces armées des vassaux du roi. En temps de répit, ces soldats sanguinaires se trouvent désœuvrés et s'organisent en bandes redoutables pour commettre toutes sortes d'exactions. Paris est aux mains des Anglais. Charles VII choisit Bourges, ville fortifiée, pour mettre à l'abri la reine et le futur dauphin. À la naissance, devant le manque criant de moyens, on opte pour une nourrice, une berceresse et un maître d'hôtel des plus modestes. Très vite, on envoie ce petit monde à Loches, château fort jugé plus sûr encore que Bourges. Louis le Dauphin, séparé ainsi de ses parents, porte alors une très grande affection à tout cet entourage très modeste et besogneux, et cela va permettre de comprendre pourquoi, quand il sera roi, il va naturellement rejeter les grands au profit des plus humbles. Enfant très solitaire mais très studieux, il reçoit une éducation extrêmement complète, qui va de l'arithmétique à la politique, en passant par la théologie et les activités physiques nécessaires au métier de chevalier. Il est très difficile de savoir quelle éducation a reçu le dauphin Louis à Loches. On peut penser qu'il a été élevé comme le sont les enfants de France, les princes de la famille royale, c'est-à-dire qu'il a reçu à la fois une éducation de futur chevalier, même si Louis XI ne sera jamais un brillant guerrier, et aussi une éducation plus intellectuelle. Copiant l'opiniâtreté du monde paysan dans lequel il évolue, il dédaigne le faste inhérent à toute cour royale. Il va en être ainsi de toute sa vie. Sa tenue vestimentaire conforte ce mode de vie et de pensée. On peut facilement croiser le dauphin, puis le roi, sans le reconnaître. C'est un atout non négligeable dans la construction de sa politique, indéniablement sérieuse au service de la France. Grâce à Jeanne d'Arc qui redonne confiance à Charles VII, le quotidien lugubre des premières années de Louis va changer. La situation intérieure du pays s'améliore et on permet au dauphin de rejoindre sa mère et la cour à Amboise. La guerre de 100 ans n'est pas terminée, mais l'étau se dessert. La paix d'Arras permet une alliance avec le puissant duché de Bourgogne, et cela va profiter au royaume de France. C'est le temps où Charles VII ne cache plus ses relations avec Agnès Sorel, la belle favorite. Louis ne supporte pas de voir sa mère délaissée très officiellement. Nous sommes en 1439. C'est le moment que l'on choisit pour marier le dauphin à Marguerite d'Écosse, fille du roi Jacques Ier, et alors âgée de 11 ans, à Tours. C'est un mariage politique qui permet d'affaiblir la puissance du roi d'Angleterre. Louis n'accepte pas cette union et n'a de cesse de négliger son épouse. On sépare d'ailleurs les deux tourtereaux, car jugés trop jeunes pour consommer le mariage.
La dauphine va vivre aux côtés de la reine Marie d'Anjou, à laquelle elle va profondément s'attacher. Charles VII entreprend cette même année un voyage en Dauphiné et dans le sud de la France. Il emmène son fils à des fins démonstratives de la puissance royale, depuis peu retrouvée. Sauf que Louis va s'initier très vite aux problèmes de politique générale qu'occasionne ce long déplacement à travers la France. Cela révèle en lui des talents de gouvernance, ce dont le père est loin de se douter. Il assiste aux assemblées diverses, écoute avec attention, se montre curieux de tout, remarque avec acuité l'état de misère dans lequel se trouve le sud de la France. Il constate aussi la mollesse décisionnelle de son père. C'est à cette période que Louis commence à se méfier du roi. Les rapports entre le père et le fils n'ont jamais été bons. Ce sont deux hommes de pouvoir dont l'un le détient et dont l'autre aspire à le détenir. Leur différence d'âge n'est que de 20 ans, ce qui signifie que le dauphin va devoir attendre vraisemblablement longtemps la succession. Et il semble que l'ensemble de sa politique retorse, de la suite de son règne, proviennent de cette adolescence difficile. Cela va conduire à des mésententes notoires, voire des affaires graves proches de la trahison d'État, le tout accentué par la grande intelligence du dauphin. Néanmoins, adolescent fougueux et hyperactif, il participe à la prise de la ville de Château-Landon et en retire autant d'orgueil que considération de la part des chefs militaires de son père. Dans la foulée, en août 1437, il assiste au siège de Montereau, puis entre dans un Paris en liesse aux côtés de Charles VII. Il se découvre l'envie de régner au plus vite et les événements qui vont suivre vont en témoigner. De retour en Touraine, il continue de délaisser sa jeune épouse très dépressive, à laquelle il reproche d'écrire plus de rondeaux que de donner des héritiers à la France. Il reçoit alors sa première grande mission personnelle, pacifier le Languedoc en proie à des troubles multiples mettant aux prises les grands féodaux du moment. En peu de temps, par la négociation, par la ruse, par la menace d'emploi de la force, il parvient à rétablir l'ordre et à organiser une administration des finances toute dévouée à la cause royale. La réussite étant indéniable, il réclame alors à son père la gouvernance de ce qui lui revient de droit, le Dauphiné. Son père ne consent que partiellement à sa requête. Lorsqu'il est intendant du Dauphiné, là, à ce moment-là, il est à nouveau, tout en mettant quelques formes diplomatiques, dans une opposition à son père, parce qu'il rend le Dauphiné très indépendant, il crée une université, il fait venir des banquiers juifs, il avait le sens du développement, le sens des affaires, c'était un grand administrateur. C'est le début d'une sorte de trahison où pardon et punition alternent, obéissant à la raison d'État. Le dauphin a 17 ans en 1440. La gouvernance partielle du Dauphiné ne lui suffit pas. Il a des griefs nombreux envers son père et plus rien désormais ne les rapproche. Surtout pas l'impatience du fils à prendre enfin les affaires de la France en main. Les exploits guerriers du dauphin Louis sont assez restreints. Il a participé à plusieurs campagnes militaires contre les Anglais qui tiennent encore une partie du royaume, mais aussi contre son propre père quand il soutient le mouvement de révolte qu'on appelle la Praguerie en 1440. Louis reproche à Charles VII son inaction politique, l'humiliation qu'il fait subir à sa mère en privilégiant sa favorite, Agnès Sorel, qu'il déteste copieusement. Charles VII va aussi priver les grands féodaux, lors des États généraux d'Orléans, de la possibilité, comme par le passé, de gérer eux-mêmes leur armée, qui doit désormais être réformée pour n'avoir qu'un seul chef, le roi de France.
La praguerie, c'était une fronde, comme on en verra après, au début du règne de Louis XIV, une fronde avant la lettre. C'était déjà des seigneurs, des aristocrates rassemblés contre l'autorité de Charles VII. Eh bien, le futur Louis XI, le dauphin, en a fait partie. Les grands féodaux, Alexandre de Bourbon, Charles Ier et Louis de Bourbon, la Trémoille, Jean II d'Alençon, Dunois, forment une ligue qui doit destituer le roi et y placer son fils afin de restaurer les droits bafoués de la noblesse. Louis se laisse entraîner dans cette sale affaire car il a soif de pouvoir. Mais le complot échoue lamentablement. Charles VII fait alors preuve de grande mansuétude et pardonne à tous, sauf à Alexandre de Bourbon qui est enfermé dans un sac et jeté dans la rivière Aube. Charles VII pardonne, s'efforce honnêtement de former son fils au métier de roi. Il lui confie des missions militaires dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Il le charge de reprendre le port de Dieppe en 1443, ce dont le dauphin s'acquitte avec succès. Et surtout, l'année suivante, il lui confie une grande expédition militaire dans l'ouest du Saint-Empire germanique, à la demande de l'empereur, ce qui est l'occasion de rétablir l'influence française dans une région où elle a beaucoup décliné. Les relations du dauphin Louis avec son père Charles VII deviennent de plus en plus difficiles, à tel point qu'en 1447, Louis est envoyé dans le Dauphiné, c'est-à-dire la région dont il est le prince en tant que dauphin, c'est-à-dire la région de Grenoble, qu'il va gouverner jusqu'en 1456. Là, il va faire preuve d'une grande efficacité dans la réorganisation administrative de cette province et montre un talent réel de futur homme d'État. Mais ce n'est pas la dernière contestation du fils vis-à-vis du père. À cette époque, le Dauphiné est une principauté qui n'a pas de cohésion territoriale. C'est une mosaïque de petites seigneuries très indépendantes, surtout les seigneuries épiscopales. Et le premier soin du dauphin Louis, en arrivant sur place, c'est d'obtenir l'hommage de tous les seigneurs du Dauphiné, même les seigneurs qui ne sont pas ses vassaux. Et par suite d'obtenir la collecte sur toutes les terres dauphinoises, même celles qui ne sont pas des fiefs relevant du dauphin, de l'impôt que vote l'Assemblée représentative du pays, les États de Dauphiné, ce qui lui permettra d'améliorer ses recettes. Louis le Dauphin fait du Dauphiné un véritable État indépendant. De ce fait, il se rapproche du puissant duc Louis de Savoie et épouse même sa fille, en 1451, Charlotte de Savoie, contre l'avis de Charles VII. Allié des Sforza et du duc de Bourgogne, le duc de Savoie est un ennemi sournois du roi de France. C'en est trop pour Charles VII, qui prive son fils de sa pension royale. Il veut jouer, depuis sa petite principauté, un rôle sur la scène internationale entre la France, l'Empire, dont le Dauphiné fait toujours formellement partie, l'Italie, et ça le lance dans une politique dont sa principauté n'a pas les moyens, ce qui finit par susciter un large mécontentement parmi les Dauphinois. Et lorsque finalement, en 1456, Charles VII envahit le Dauphiné avec une armée, son fils ne se fait aucune illusion sur la volonté de résistance des Dauphinois à son profit. Louis fuit le Dauphiné et se réfugie chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à Genappe. Cette fois, il n'y a pas vraiment de pardon. Le roi meurt avant, en juillet 1461. La France est un pays puissant, victorieux et jouissant d'un grand prestige à travers l'Europe, à l'intérieur duquel le roi a exploité son image de prince victorieux pour prendre la main sur les grands féodaux et rétablir l'autorité centrale. C'est une fin de règne glorieuse puisqu'en 1453, les Anglais ont été définitivement chassés du royaume. Mais c'est aussi un pays encore convalescent, qui n'est sorti de la guerre de Cent Ans que depuis moins d'une décennie et où la reconstruction économique va prendre encore des décennies. Très vite, Louis rentre en France et se fait couronner à Reims en août 1461, moins d'un mois après la mort de son père. D'aucuns disent encore que Charles VII est mort d'empoisonnement.
L'avènement de Louis XI est prévu le 15 août 1461. Sans perdre de temps, son hôte d'exil, le tout-puissant et narcissique duc de Bourgogne, Philippe le Bon, entreprend de prendre en main le déroulement des opérations. Cela va permettre à ce dernier de montrer de manière ostentatoire sa puissance et sa grande richesse. Cela ne plaît guère au futur roi, mais, rusé, il laisse faire celui qu'il appelle par flatterie excessive son oncle. Philippe le Bon est un homme fastueux, un mécène qui a bien compris que les arts, la culture, la littérature peuvent être des armes au service de sa politique, des armes de propagande, des armes qui permettent de magnifier la grandeur de la maison de Bourgogne. 4000 cavaliers en tenue de parade quittent la Flandre, suivis d'une intendance qui dépasse l'entendement. Sur le chemin qui mène à Reims, ville du sacre des rois de France, le peuple ébahi devant tant de déploiements de richesses applaudit, ne sachant d'ailleurs pas vraiment qui est le roi. Est-ce Philippe le Bon en habit de lumière ou celui qui le côtoie, vêtu minablement comme à l'accoutumée? Toujours est-il que ce long déplacement permet déjà à Louis de constater dans quel état de misère se trouve la paysannerie au sortir de la guerre et des exactions des écorcheurs. Il réfléchit en chevauchant, et il est probable que son impatience à régner et à imposer sa politique vient de cette émotion fortement ressentie devant la pauvreté. Philippe de Bourgogne va donc payer les frais du sacre, mais il en est le metteur en scène. Le sacre se déroule selon le rituel habituel et Louis daigne de temps en temps se montrer gracieux. Mais il semble que cela lui coûte. La couronne est déposée symboliquement par le fier duc de Bourgogne et les festivités peuvent commencer. Mais cela ennuie Louis qui aspire à ce que cela cesse au plus vite. Il veut rejoindre Paris au plus tôt et se débarrasser ensuite de la compagnie de son richissime protecteur pour commencer un règne en adéquation avec la conception qu'il a de la politique au service de son pays et de ses sujets. Il garde en tête en particulier la clause qu'il a fait rajouter sur le formulaire de serment lors du sacre, accroître le royaume. Le 30 août 1461, il entre dans Paris et comme à Reims, le grand-duc officie dans le faste pour éblouir les Parisiens en liesse. Louis XI se prête de moins en moins à tous ces rituels festifs. Il commence vraiment son travail de roi. Il s'attache à manipuler, tantôt en achetant, en séduisant, tantôt en menaçant et en brutalisant. En particulier, contrairement au duc de Bourgogne, ce grand pragmatique ne croit pas à l'efficacité de la plume et du pinceau pour tenir les hommes, pour tenir les esprits. Pour lui, ce qui importe, c'est de tenir les corps, et pour ça, rien ne vaut l'or et le fer des armes. On achète, on conquiert, on menace, on soumet. Ce sont les fondements de sa politique. Il désire changer au plus vite l'administration de son père, peut-être par règlement de compte, mais surtout dans un souci de recherche de personnes compétentes, en phase avec la réalité économique et géopolitique du moment. C'est l'épuration des cadres, grands officiers, parlementaires, gouverneurs, baillis. En matière d'administration, toutes les réformes sont odieuses. Finalement, l'aspect par lequel il rompt le plus avec la pratique politique de son temps, c'est sans doute son autoritarisme personnel et sa propension à décider seul et à mépriser les conseils. C'est cela surtout qui lui est reproché, car dans la culture politique du temps, le bon roi est celui qui consulte, qui prend conseil avant de décider. Celui qui ne consulte pas, c'est le tyran. Très vite, il se lasse de la vie parisienne et retourne se ressourcer en Touraine. Son avènement permet d'amnistier bon nombre de prisonniers, dont le poète truand François Villon. Le domaine royal a certes retrouvé un peu de grandeur sous Charles VII, notamment avec le départ des Anglais. Cependant, beaucoup d'enclaves empêchent l'unité de la France. Mais seules deux maisons sont gênantes, la Bretagne et la Bourgogne. La Bretagne est un duché à part qui fonctionne en autonomie totale et n'a prêté allégeance au roi de France que du bout des lèvres et sans jamais appliquer véritablement ce serment. François II, le duc régnant, est d'abord anglophile. C'est cela qui obsède Louis XI. De plus, la Bretagne est un pays grâce à sa langue et ses coutumes. Le duché possède son propre parlement, sa propre chancellerie,
sa propre armée, son propre clergé. Sa faiblesse est une richesse toute relative, avec une économie tournée vers la mer. La Bourgogne est un duché d'une autre envergure. Très peuplé, très riche au niveau agricole, très important au niveau commercial. Il comprend aussi au hasard des alliances matrimoniales habiles, la Flandre, le Luxembourg, la Zélande. Louis XI craint une annexion de ces provinces par Philippe le Bon. Dans sa tête, la soumission totale du duché de Bourgogne reste la priorité de sa politique d'unification du royaume de France. La politique extérieure ne préoccupe pas Louis XI, même si l'Angleterre rêve de reconquête. Aucun traité ne sanctionne la fin de la guerre de 100 ans. Même si les Turcs se montrent menaçants en Europe, même l'Italie est instable. Le roi sait attendre, observer et analyser. Son intelligence politique et son habileté vont très vite faire leurs preuves en Espagne. Pays alors divisé en 4 royaumes turbulents, Aragon, Castille, Portugal et Navarre. La mort de Don Carlos, primogénite d'Aragon et ami de Louis XI, va permettre au roi de France de réaliser un premier exploit diplomatique payant pour l'unité du royaume de France. Rendant le roi Jean II d'Aragon responsable de la mort de Don Carlos et répondant à l'appel des Catalans qui demandent sa protection, il va obliger le roi d'Aragon à négocier. Il impose à Jean II le legs de la Navarre à sa fille Éléonore, qui est mariée à Gaston de Foix. Ainsi, la Navarre passe-t-elle sans l'emploi des armes, sous domination française. Dans un même temps, des querelles naissent entre Jean d'Aragon et Henri IV de Castille. Le traité d'Olite, c'est une entente entre Louis XI et le roi Jean II d'Aragon qui est confronté à la révolte de ses sujets catalans. Il débouche sur un accord d'assistance militaire mutuelle qui stipule que celui des 2 rois qui va requérir l'aide de l'autre devra payer à l'avance la solde de l'armée alliée. Concrètement, Jean II a besoin de l'aide de l'armée française pour réduire la révolte de la Catalogne. Mais ça lui coûterait des centaines de milliers d'écus, il n'en a absolument pas les moyens et il va donc accepter d'engager à la place, jusqu'à un éventuel paiement, les 2 comtés catalans au nord des Pyrénées que sont le Roussillon et la Cerdagne. Et c'est ainsi que Louis XI, après les avoir occupés, va non seulement prendre possession de ces comtés, mais les annexer purement et simplement, contrairement au traité de son alliance avec Jean II, au nom du droit de conquête. C'est le traité d'Olite. Ainsi commence le patient tissage de l'araignée. Parallèlement à ses actions dans le sud de la France, Louis XI se soucie aussi du nord. Il manœuvre habilement et navigue, si l'on peut dire, entre 3 eaux, tantôt pro-Lancastre, pro-York et pro-reine déchue Marguerite d'Anjou. Ainsi est-ce sa vision de la guerre des 2 roses. Il profite aussi de la vanité du désormais sénile duc Philippe le Bon, allié des Anglais, pour racheter les villes de la Somme telles Amiens, Saint-Quentin, Doullens, Le Crotoy et bien d'autres. Mais ce rachat met Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, hors de lui. Une lutte sans merci va opposer à partir de là Charles, que l'on va appeler le Téméraire, à Louis XI. Cette guerre va durer 10 ans et entre dans la légende de l'histoire de France. Il faut rappeler que pour gouverner, Louis XI ne s'entoure que de gens de modeste origine. Il entend priver les grands féodaux de leurs grands privilèges pour imposer une autorité ne pouvant venir que du roi. Poursuivant consciemment la politique des grands rois capétiens, Saint-Louis et Philippe le Bel, ces rois capétiens voulaient à tout prix montrer au peuple une image de justice, de force, et montrer qu'ils étaient supérieurs aux seigneurs, aux aristocrates. Ils se voulaient beaucoup plus près du peuple que l'étaient les aristocrates. On pourrait dire qu'ils jouaient le peuple contre les aristocrates. Cela ne convient guère à ces grands personnages. Charles, duc de Berry et frère du roi, Jean II de Bourbon, François II de Bretagne, Jean II d'Anjou et surtout Charles le Téméraire.
il publie un manifeste nommant Charles régent de France. La riposte de Louis XI est immédiate et contrairement à ses habitudes, il est contraint de mener une guerre entre mars et juin 1465. Les armées rivales se rencontrent à Montlhéry. La bataille est rude et meurtrière. Chacun des deux camps se proclame vainqueur, surtout Charles le Téméraire. Louis XI est quand même contraint de gagner Paris où il organise une résistance au siège de la ville. En clair, il laisse pourrir la situation et entreprend des négociations séparées. Le traité de Conflans avec Charles le Téméraire. Il redonne les villes de la Somme et son frère, duc de Berry. Il lui donne le duché de Normandie. Le traité de Saint-Maur avec les autres grands nobles ligueurs auxquels il concède quelques babioles. Le traité de Caen avec le duc de Bretagne, François II, qui reçoit Étampes et Montfort. Mais il sait déjà dans sa tête qu'il ne tiendra jamais compte de ces concessions qui lui permettent de gagner un peu de temps pour affronter le véritable rival, Charles le Téméraire. Louis XI met à profit la mésentente entre son frère Charles, duc de Normandie, et le duc François II de Bretagne pour reprendre la Normandie. Mais la mort du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, donne les pleins pouvoirs à Charles le Téméraire, allié des Anglais puisque marié à Marguerite d'York. Un risque non négligeable de retour à la guerre de 100 ans trotte dans la tête de Louis XI. Il lui faut une nation soudée. La convocation des États généraux, la première depuis bien longtemps, est une manœuvre politique de Louis XI qui souhaite s'appuyer sur la communauté du royaume face à son frère Charles de France qui réclame un apanage, au duc de Bretagne et au duc de Bourgogne qu'ils soutiennent. Le monarque récolte les fruits de sa politique qui privilégie les gens du peuple au détriment de la haute noblesse. La réunion est très encadrée, elle dure à peine 8 jours et les États se séparent après avoir condamné d'une part l'occupation de la Normandie par le duc de Bretagne et d'autre part recommandé au roi de ne pas constituer à son frère un apanage trop important. Et c'est exactement ce que voulait Louis XI. Les gens du peuple préfèrent la gouvernance ferme du roi pour empêcher le retour d'une guerre ruineuse et inutile pour la prospérité du royaume. Charles le Téméraire accepte un mariage politique avec Marguerite d'York, ce qui renforce l'union de la Bourgogne avec l'Angleterre. Cela ne sied point à Louis XI. Il sait Charles à la fois hypocondriaque, chevaleresque et orgueilleux. Il se méfie donc des réactions à l'emporte-pièce du puissant duc. À la fin de la guerre du bien public, 3 ans plus tôt, il avait dû faire d'importantes concessions à tous les princes, et particulièrement au duc de Bourgogne, qui devient bientôt Charles le Téméraire, à la mort de son père Philippe le Bon. Dans les 3 années qui ont suivi, il a patiemment cherché à grappiller, à reconquérir les avantages qu'il avait concédés, en particulier les droits de justice ou les droits fiscaux sur les terres bourguignonnes situées à l'intérieur du royaume, ce qui avait suscité des conflits croissants avec Charles le Téméraire. Péronne, c'est une histoire assez compliquée parce que elle est typique du duel, de l'opposition très longue entre Louis XI et Philippe le Bon de Bourgogne, et puis ensuite de Charles le Téméraire. Tous ces gens étaient cousins. Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ils descendaient aussi, ils étaient de la dynastie capétienne, c'était la branche bourguignonne des Valois. Ces gens se disputaient pour savoir qui était le chef. Et le roi de France voulait imposer son autorité. Il était obligé de le faire par les voies diplomatiques parce qu'il n'était pas sûr de gagner sur le plan militaire. Profitant des fastueuses fêtes célébrant le mariage de Charles à Bruges, Louis XI attaque François II de Bretagne et le contraint à signer le traité d'Ancenis qui oblige le duc à rompre l'alliance avec le Téméraire. Des ligueurs, il ne reste plus que la Bourgogne et cela libère l'horizon politique du roi de France. Apprenant cela, Charles le Téméraire devient furieux. Louis XI propose alors une rencontre afin que l'on s'explique entre hommes. Le risque est grand, compte tenu du caractère de Charles. Mais Louis XI reçoit la parole d'honneur du duc
affirmant qu'il ne pourra rien lui arriver. Quand Louis XI est allé à Péronne discuter avec Charles le Téméraire, Charles le Téméraire s'est aperçu, et ça c'était tout à fait dans la politique de Louis XI, que tout en allant faire une mission de bons offices à Péronne, eh bien Louis XI avait attaqué des possessions en Flandre, des possessions bourguignonnes. Et donc Charles le Téméraire s'est senti floué. Il tombe en fait dans un piège et Charles le Téméraire lui arrache plusieurs concessions importantes, dont la souveraineté sur le comté de Flandre. Un traité stipule la neutralité de la Bourgogne en cas de conflit avec l'Angleterre et la Champagne, en apanage à Charles, duc de Berry et frère du roi. Un incident majeur survient alors. Les Liégeois, sous protectorat français, se sont révoltés et ont massacré des proches de Charles qui voient là une perfidie de son interlocuteur du moment. Sa colère est incontrôlable. Il retient Louis XI prisonnier. Cependant, après quelques jours de fureur non contenue, Charles se rappelle de sa parole d'honneur et doit trouver une issue. Il oblige le roi à signer le traité et le somme de l'accompagner à Liège pour le châtiment mérité. Avant de recouvrer la liberté, il est obligé d'accompagner Charles le Téméraire dans une campagne punitive contre la ville de Liège, qui s'est révoltée contre le protectorat bourguignon avec les encouragements de Louis XI. Et le roi de France doit assister en personne à l'écrasement de ses alliés en criant « Vive Bourgogne !» Louis XI accepte sans broncher. Liège est détruite, mais Louis est libre. Il est parfois difficile de juger la raison d'État. Cependant, l'honneur du roi se trouve fortement entaché. Cet épisode humiliant va profondément atteindre le prestige du roi de France à l'étranger, où certains de ses alliés se détachent de lui, comme le roi de Bohême, et à l'intérieur même du royaume, où son autorité s'en trouve affaiblie. Lorsqu'il s'est retrouvé libéré, évidemment, il a tout de suite contesté ce traité inégal, et à ce moment-là, a repris de plus belle cette opposition très dure entre les deux cousins. Et cela va nourrir une haine de Louis pour Charles qui va aller crescendo. La préoccupation première de Louis XI est de ne pas respecter le traité de Péronne. Charles de France, son frère, est un homme médiocre et fort influençable. S'il devient duc de Champagne, comme le souhaite le Téméraire, la jonction entre la Flandre et la Bourgogne sera alors effective, et le grand-duché ne fera plus qu'un géographiquement. Louis XI, après maintes pressions, menaces ou fausses promesses, donne à son frère la Guyenne. Il ne reste plus au roi qu'à affaiblir les relations amicales des Anglais avec le duc de Bourgogne. Il se sert pour cela de Richard de Neuville, comte de Warwick, qui l'aide sans vergogne dans son entreprise visant à renverser le roi Édouard IV d'Angleterre et faire libérer de la Tour de Londres Henri VI, le mari de Marguerite d'Anjou, exilé en France. L'affaire réussit dans un premier temps, mais Édouard IV reconquiert son trône. Cependant, son pouvoir se trouve affaibli et ne lui laisse aucune latitude pour lancer une armée en France pour soutenir éventuellement Charles le Téméraire. La mort de Charles de France accélère alors la perte du duc de Bourgogne. Charles le Téméraire, qui accuse Louis XI d'avoir empoisonné Charles de France, décide de lancer une offensive en Normandie afin de rejoindre les armées bretonnes de François II et monter une coalition contre Louis XI. Au moment de l'attaque bourguignonne sur le front nord en 1472, Louis XI avait prédit que la première ville forte qui parviendrait à retenir le duc de Bourgogne suffirait à briser l'offensive. Et c'est ce qui s'est produit à Beauvais. C'est au cours de cette féroce tentative de prise de Beauvais que s'illustre Jeanne l'Aînée, plus connue sous le nom de Jeanne Hachette. Elle repousse à la hache un bourguignon venu planter l'étendard de Charles le Téméraire sur les murs de Beauvais. La prouesse des Beauvaisiennes est cependant réelle et Louis XI les récompense, après l'échec de la prise du Téméraire, en leur permettant de s'habiller comme les femmes de la noblesse et en organisant tous les ans une procession où elles marchent devant les hommes. Charles le Téméraire s'est obstiné à faire le siège de la ville alors qu'il n'avait pas les moyens de l'isoler totalement.
ce qui a permis à Louis XI d'envoyer renfort sur renfort à l'intérieur de la ville et en même temps d'encourager les bourgeois de Beauvais à la résistance par d'importants avantages fiscaux. Cet épisode de Beauvais précipite la chute de Charles le Téméraire. Qui s'y frotte, s'y pique, ne cesse de répéter Louis XI. La trêve consécutive à l'échec de Beauvais amène Charles le Téméraire vers d'autres horizons très incertains. Il s'empêtre alors dans une entreprise folle de conquête allemande, abondamment encouragé par Louis XI et ses espions recrutés à cet effet. Le duc s'enlise en guerroyant et en tentant des négociations avec l'empereur Frédéric III. Il veut devenir roi de Bourgogne, il échoue. Une inutile aventure guerrière en Suisse, pour mater une révolte alsacienne soutenue financièrement par Louis XI, ne rencontre pas plus de succès. L'armée bourguignonne s'affaiblit et Louis XI, le patient, jubile. Il travaille en toute discrétion à la levée d'une armée de 20 000 hommes, au cas où l'Angleterre ambitionnerait à nouveau de reprendre les territoires perdus après la guerre de 100 ans. Effectivement, Édouard IV d'Angleterre débarque en mai 1475 à Calais. Mais les troupes alliées bourguignonnes ne sont pas au rendez-vous, occupées à mater les Suisses et les Lorrains. Le roi d'Angleterre en prend ombrage et ne comprend plus rien à la stratégie de Charles le Téméraire. Louis XI en profite pour négocier la paix avec les Anglais. Le traité de Picquigny est conclu en 1475. Il permet à Louis XI d'acheter le départ d'une expédition anglaise qui avait débarqué dans le nord du royaume. C'est le fameux traité de Picquigny qui met réellement fin à la guerre de 100 ans. Une trêve de 7 ans est signée contre l'octroi d'un tribut de 75 000 écus et une rente annuelle de 50 000 écus au roi d'Angleterre. Picquigny va permettre à Louis XI de neutraliser le roi d'Angleterre Édouard IV jusqu'à la fin de son règne. Le roi Édouard va continuer à comploter contre Louis XI, à passer des alliances anti-françaises avec ses autres adversaires. Seulement, l'appât du gain, la perspective de ces dizaines de milliers d'écus déversés chaque année dans ses coffres et qui représentent une part notable du budget royal anglais à l'époque, va toujours le retenir de passer à l'acte. Cela paraît peu glorieux pour le roi de France. Mais l'achat de cette paix permet de garder intacte une armée qui, le cas échéant, viendra facilement à bout de Charles de Bourgogne. Contrairement à la plupart des rois de France, Louis XI n'est pas un roi, comment dirais-je, belliqueux. Il n'aime pas se battre l'épée au poing, c'est bien que, bon, comme il faut quand même qu'il assoie son trône, son royaume, eh bien, il ne va pas le faire par la force, mais il va le faire par la ruse. J'ai plus aisément chassé les Anglais hors du royaume que ne l'a fait mon père, car mon père les a mis hors à la force des armes, et je les ai chassés à la force de pâté de venaison et de bon vin. Le duc se trouve désormais bien seul et consent à une trêve de 9 ans, le traité de Solœuvre. Habilement, Louis XI le laisse alors s'obstiner à punir les récalcitrants suisses et lorrains, ultime piège du souverain français. Charles le Téméraire prend la ville de Nancy et promet d'en faire la capitale de son futur royaume. Mais il reste menacé au sud par les Suisses qui ne désarment pas et qui sont d'ailleurs grassement subventionnés par l'araignée. Une expédition punitive hivernale en pleine montagne, à la manière d'Hannibal, tourne à la déroute pour l'armée bourguignonne à Grandson et Morat. Les nombreux espions de Louis XI le tiennent informé. La toile d'araignée se termine. Cette image de l'araigne, l'universelle araigne qui est présente partout, a été forgée par la propagande bourguignonne. Ce sont les chroniqueurs officiels des ducs de Bourgogne qui ont ainsi stigmatisé les méthodes de Louis XI, tissant patiemment, sourdement, sournoisement sa toile autour de ses adversaires pour les enserrer dans un réseau d'informateurs, de partisans et d'alliés. À cet animal ignoble au sens étymologique, c'est-à-dire non noble, les chroniqueurs bourguignons opposent le lion, qui est le duc de Bourgogne, roi des animaux, animal noble et prestigieux par excellence. Dans la propagande bourguignonne, la lutte de Louis XI et des ducs de Bourgogne, c'est la lutte de l'araignée et du lion. Charles le Téméraire accumule les maladresses. Il fait enlever Yolande de Savoie, la sœur de Louis, et se discrédite totalement aux yeux des Savoyards. Louis XI fait récupérer sa sœur et obtient un traité d'alliance perpétuelle avec la Savoie
qui laisse entrevoir d'autres perspectives de récupération territoriale. C'est aussi le moment choisi par les Lorrains de reprendre leur autonomie. Cela agace Charles, et bien qu'aux abois, il met le siège devant Nancy. Mais la fin est proche. Renaissent alors en lui ses instincts chevaleresques. Il veut mourir, les armes à la main. C'est chose faite le 6 janvier 1477. Sa mort sur le champ de bataille marque la fin de son aventure. Il est duc depuis 1467 et pendant 10 ans, il a mené une politique militaire très active qui se termine donc dans la catastrophe. Le corps nu et lacéré de blessures du téméraire est retrouvé dans la neige. Est-il mort au combat? A-t-il été assassiné? À la mort de René d'Anjou, qui avait soutenu Charles le Téméraire, Louis XI, conformément au testament signé à Lyon en 1476 avec son oncle, fait appliquer les clauses du document. Le royaume de France s'agrandit donc de l'Anjou, du Maine et de la Provence. Avec Louis XI, la trahison se paye cash. Louis XI peut récolter les fruits de sa non-intervention armée, hormis cette drôle de bataille de Guinégate de 1477 qui l'oppose à Maximilien d'Autriche et où personne ne sort véritablement victorieux. Les négociations compliquées qu'il engage avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire et Édouard IV d'Angleterre, aboutissent à un véritable triomphe. La paix d'Arras permet au royaume de France de récupérer l'Artois, la Picardie, la Franche-Comté et la Bourgogne. Cette succession de dates résume le caractère implacable d'une politique tout aussi implacable. À la manière d'une araignée, patiemment, d'année en année, Louis XI tisse une toile appelée France. Peu de faits d'armes glorieux, mais une gouvernance tout en subtilité amène le royaume de France au niveau de ses frontières actuelles. Louis XI est un monarque éclairé. Il s'appuie sur les gens du peuple et ne rechigne pas à renier la grande noblesse ainsi que le clergé. Seule la raison d'État prévaut. L'histoire ancienne le présente comme un roi cruel, sans doute car il ne supporte pas les conspirations et les trahisons, mais attention à l'exagération des images d'Épinal. Louis XI est également un cynique parce que justement, il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire. Louis XI avait fait fabriquer des cages pour y mettre ses ennemis, ses rivaux, ceux qui ne lui voulaient pas de bien. Et celle de Loches, par exemple, on le sait, a servi au cardinal Labalue, qui avait eu le tort de s'allier à quelques ennemis du roi. Alors c'est vrai qu'elles existaient, ces cages, mais d'abord on se tient bien droit à l'intérieur, on n'est pas voûté et bossu quand on en sort, et puis les prisonniers n'y étaient hébergés que nuitamment. Pendant le jour, ils avaient le droit de se promener à l'intérieur du château, sous surveillance bien sûr, mais on dormait en cage. On dit de Louis XI qu'il est fourbe. Il vaut mieux dire que c'est un habile négociateur, un fabuleux manipulateur, un orateur convaincant, un marieur impénitent, un observateur attentif à la moindre faille de tout interlocuteur. En bref, un être particulièrement brillant intellectuellement. Peu enclin au faste et aux tenues vestimentaires d'apparat, il aime néanmoins la bonne chair et les bons vins dont il est grand connaisseur. La politique très ferme de Louis XI, très sévère, lui a permis de gagner une grande adhésion populaire. Ce n'est pas un monarque à favorite, même si on lui connaît deux maîtresses, ce qui est peu pour un roi de France, Félise de Rognard et Marguerite de Sassenage. Il a avant mariage très certainement des aventures avec des ribaudes de passage lors de ses nombreux déplacements. Son premier mariage avec Marguerite Stuart d'Écosse reste anecdotique. Cependant, il semble être assez fidèle à Charlotte de Savoie, sa deuxième femme, et mère de ses enfants de France. Cavalier infatigable,
Il parcourt inlassablement le royaume, mais en réfléchissant en même temps. Il sait parfaitement communiquer avec le tiers-État. Il développe le commerce, l'agriculture, l'industrie. Les grandes foires des grandes villes en sont le témoignage. Il parfait la puissance et la modernité d'une armée enfin royale. Le règne de Louis XI se termine sur un bilan fortement contrasté, avec de belles réalisations. La destruction de la maison de Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire en 1477. Louis XI récupère alors le duché de Bourgogne et la Picardie, avec d'autres belles réalisations comme l'acquisition de l'Anjou, du Maine et du comté de Provence. Mais Louis XI laisse aussi un royaume épuisé par une fiscalité très importante et par une vision paranoïaque de la politique. La fin du Moyen-Âge en France, ce n'est pas la prise de Constantinople ou la découverte de l'Amérique, mais la fin du règne de Louis XI. Il laisse un royaume puissant, redouté de ses voisins, un royaume où, à l'intérieur, l'autorité royale est très forte et incontestée, toute opposition aristocratique a été brisée, mais il laisse aussi un royaume souffrant, car ses résultats spectaculaires ont été atteints au prix d'une flambée des impôts, qui écrase les Français alors même que les dernières années du règne sont marquées par une succession de calamités naturelles et d'épidémies. En définitive, on peut dire que le roi Louis XI laisse une France grande et des Français malheureux. Il lègue à sa fille, la régente Anne de Beaujeu, puis à son fils, Charles VIII, un grand royaume administrativement organisé, prospère et moderne. Une de ces citations résume à elle seule la pertinence de sa pensée politique. En politique, il faut donner ce que l'on n'a pas et promettre ce que l'on ne peut pas donner. François Ier est avant tout le premier roi de France de la Renaissance. Il a laissé le souvenir d'un vaillant guerrier et d'un grand mécène, car sous son règne, on vit la France s'épanouir sur le plan culturel. Alors, François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Les Italiens réussissent à avoir les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs de la planète. Eh bien, moi aussi, je vais faire la même chose dans le royaume de France. L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associé à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour et celui de ses enthousiasmes passionnés. François était un bel homme, plein de charme. Il possédait aussi de grandes qualités intellectuelles, s'intéressait à de nombreux domaines, toutes choses qui firent de lui un prince d'un charisme exceptionnel. En tant que souverain, il montra un grand courage physique et prouva qu'il était un chevalier fier et fougueux. Mais il fut un piètre politicien. Il connut des succès comme conquérant et pacificateur au début de son règne, mais le combat qui l'opposa à son rival, l'empereur Charles Quint, occupa la majeure partie de son règne et ne fut guère bénéfique pour la France. Le rêve de François de s'emparer de l'Italie fit de sa vie une tragédie. C'est en tant que mécène et collectionneur qu'il connut ses plus grands succès et qu'il atteignit la gloire. D'une intelligence vive et cultivée, le roi avait un amour sincère des arts et des lettres. Il attira à lui les plus grands savants de son temps et tint une place importante dans l'histoire de l'humanisme. Mais c'est l'art et l'architecture qui furent sa plus grande passion, et il montra dans ces domaines de remarquables capacités de discernement. Ce Valois avait un œil pour reconnaître la beauté. Sa découverte de la Renaissance italienne fit naître en lui le désir de susciter un même renouveau de la création et de la recherche en France. Sous sa protection, artistes français et italiens se mêlèrent et donnèrent naissance à une véritable révolution culturelle, la Renaissance française.
François d'Angoulême naquit à Cognac le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie et appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne, la maison des Valois régnant sur la France depuis 1328. Il est le petit-fils de Charles V, dit Charles le Sage. Le comte d'Angoulême, son père, ne connut pas de grand succès politique, mais il hérita de son grand-père l'amour de la connaissance et rassembla une bibliothèque de manuscrits et d'ouvrages imprimés. La mère de François, fille du futur duc de Savoie, avait été mariée à Charles à l'âge de 12 ans. Le couple avait eu une fille en 1492, Marguerite, et 2 ans plus tard naquit leur fils. On l'appela François, comme le saint qui, disait-on, apparut au chevet de Louise pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance au prochain roi de France. La naissance de François eut lieu l'année où la France, dirigée par Charles VIII, envahit l'Italie. Charles VIII descend jusqu'au royaume de Naples en 1494 pour revendiquer le royaume de Naples, car il est l'héritier de princes de la famille capétienne, les princes d'Anjou, et donc il vient revendiquer cet héritage puisque son père Louis XI a récupéré la succession des Anjou en 1480-81. Et cette première expédition des rois de France en Italie inaugure un très long investissement des rois de France dans la péninsule et inaugure aussi une rivalité avec un souverain espagnol, le roi d'Aragon, qui est lui aussi directement intéressé par la succession napolitaine. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'investissement français dans les guerres d'Italie, qui va durer plus d'un demi-siècle. L'invasion de l'Italie fut un échec. Charles VIII s'empara de Naples pour la reperdre aussitôt et rentrer chez lui les mains vides. François n'avait pas 3 ans quand son père mourut en janvier 1497. Louise, âgée de 19 ans, se retrouvait veuve et le petit prince devint le nouveau comte d'Angoulême. L'année suivante, en avril 1498, le roi Charles VIII mourut très soudainement après avoir heurté le linteau d'une porte alors qu'il revenait d'assister à une partie de jeu de paume au château d'Amboise. Il avait 27 ans. Le nouveau roi, Louis XII, n'avait pas d'héritier. Des années plus tôt, Louis XI l'avait forcé à se marier à sa fille infirme, Jeanne de France, dont le corps déformé faisait horreur à son propre père. Après l'accession au trône de Louis XII, le pape annula ce mariage au motif que Jeanne ne pouvait enfanter. Louis put ainsi épouser la veuve de Charles VIII, Anne, duchesse de Bretagne. Cette soudaine succession au trône eut un retentissement considérable sur Louise de Savoie et ses 2 enfants, Marguerite et François. Son défunt mari était le premier cousin de Louis XII et aurait été le suivant prétendant au trône. Par le fait même, son fils, qui n'avait même pas 4 ans, devenait le premier prince de sang. Bien sûr, la succession de François n'était en rien assurée. Louis XII était encore capable d'engendrer un héritier. Mais malgré cela, Louise mit toute son énergie, son intelligence et sa détermination dans l'éducation de son fils, voyant en sa fille, qui était destinée à être une des femmes les plus douées de son temps, une alliée dans cette tâche. Louise de Savoie commença immédiatement à forger l'image de son fils. Elle attribua à François l'emblème de la salamandre. La salamandre est un animal qui est lié au feu, qui vit dans le feu, qui supporte le feu, qui s'en nourrit et qui peut l'éteindre. Et donc, la première dimension de ce symbole, c'est que c'est un symbole d'endurance. Mais par ailleurs, c'est aussi un symbole moral, parce que dans la devise qui a été retenue par François Ier, « Nutrisco et extinguo », je m'en nourris et je l'éteins, le roi de France est celui qui se nourrit du bon feu, celui qui porte au bien, et qui éteint le mal, le mauvais feu, celui des mauvaises passions. Le jeune prince grandit au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire, sous la protection du roi. Le bon Louis XII le fit duc de Valois et lui donna un tuteur, le seigneur de Boisy. Et sa mère reçut en cadeau le château d'Amboise. François assistait chaque matin à la messe dans la chapelle Saint-Hubert. Bien qu'il ne fût pas aussi intelligent que sa sœur, il reçut de sa mère un respect pour les arts et lettres, en même temps qu'une véritable curiosité intellectuelle. Ces qualités devaient demeurer une part importante de son caractère. En 1507, sa mère renforça les chances de François d'accéder au trône en arrangeant son mariage avec Claude, fille du roi et de la reine.
Il n'avait alors que 11 ans et Claude 7. La reine Anne n'admit jamais ce mariage. Elle envisageait de lui faire contracter une union qui permettrait à Claude, héritière de la Bretagne, d'assurer la future indépendance de ce duché par rapport à la France. Les Valois en général n'étaient pas de forte constitution. Mais François, en grandissant, devint un jeune homme de haute taille, musclé et bien proportionné, doté d'un grand appétit de vivre. Du haut de son 1,82 m, François dépassait d'une tête la plupart de ses contemporains. François Ier est pour son époque quelqu'un de très grand. Et il a une stature impressionnante, c'est quelqu'un d'extrêmement vigoureux, amateur d'exercice physique, de chasse en particulier, ce qui lui vaut d'ailleurs un certain nombre d'accidents plus ou moins graves au cours de son existence. Mais c'est quelqu'un dans le même temps qui est présenté comme relativement avenant. C'est quelqu'un d'imposant, mais pas d'impressionnant. Et on souligne aussi, malgré son allure qui peut en imposer, on souligne son amabilité, sa fraîcheur par rapport aux gens qu'il reçoit. Et donc, en définitive, il n'est pas terrifiant quand on l'approche. En effet, il était évident que le jeune prince avait reçu une éducation attentive. Il avait de belles manières, parlait extrêmement bien, était chevaleresque et toujours habillé de tenues splendides et éclatantes. Bien que les traits de son visage ne fussent pas ordinaires, avec sa personnalité affable, il produisait un excellent effet sur tous. La reine Anne mourut et Louis XII ne fut plus jamais le même. Mais cette disparition permettait à François d'épouser Claude. Et ils furent unis 4 mois plus tard, le 18 mai, dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye. Louis ne désirait pas se remarier, mais il y fut obligé pour des raisons politiques. La France avait tout perdu en Italie et les Anglais s'étaient emparés de villes françaises pour la première fois depuis la guerre de 100 ans. Selon les termes du traité de paix avec l'Angleterre, Louis XII, qui était à présent un vieillard de 52 ans, dut se fiancer à la sœur d'Henri VIII, âgée de 18 ans, Marie Tudor. Le mariage eut lieu le 9 octobre 1514. Dans son journal, Louise de Savoie nota qu'elle entra en fureur en apprenant la nouvelle. Mais les craintes des Angoulême ne se matérialisèrent jamais. Louis XII, appelé aussi le père du peuple, mourut sans héritier le 1er janvier 1515. François lui succéda sous le nom de François Ier. Louise de Savoie écrivit dans son journal « C'était un 1er du mois de janvier que je perdis mon époux, et un 1er du mois de janvier que mon fils devint roi de France. » Les hommes, qui à la cour étaient garants de la symbolique royale, firent valoir que c'était le 1er jour de la nouvelle année, le 1er mois de l'année, le 1er jour du mois et le 1er jour de la semaine que ce jeune et beau prince était devenu roi, avec un prénom encore jamais porté par un souverain de France. François Ier est un roi qui offre plein d'avantages. Le premier, c'est qu'il est majeur au moment où il règne, il n'y a pas de régence. Il arrive au pouvoir dans sa 21e année. C'est un roi en plus qui est attendu parce que symboliquement, c'est un nouveau roi, c'est un nouveau nom dynastique, c'est François Ier. Et en plus, les gens soulignent qu'il a le même nom que son peuple. François qui est tout François, le roi François qui est français comme son peuple. Et c'est un signe qui est vécu comme quelque chose de très positif. À la Renaissance, les rois de France sont rois par le sang. La succession dynastique est immédiate. Ce n'est pas le couronnement, le sacre qui fait le roi. Le roi est roi par la volonté de Dieu et par la vertu de son sang. Cependant, il y a un couronnement, un sacre qui renforce la légitimité du prince. Ce sacre se déroule quelques mois, parfois quelques semaines après l'avènement. Et donc on a une période entre l'avènement lui-même et le sacre, pendant laquelle le roi est vraiment roi, mais en même temps, il apparaît encore peu publiquement. Il y a une façon de faire croire que c'est le sacre qui va révéler finalement le nouvel avènement. Le code médiéval, qui donnait au roi le pouvoir de déclarer la guerre, entrait souvent en conflit avec le serment par lequel il avait la responsabilité d'assurer le bien-être de son peuple. C'est à cette contradiction que se heurta précisément François Ier.
Les princes de la Renaissance menaient des conquêtes et des guerres dans un but d'affirmation de leur gloire personnelle et de leur gloire dynastique. Ils avaient le souci de s'emparer de ce qu'ils considéraient comme des héritages. Il n'y avait pas vraiment d'idée de conquête pour atteindre des frontières qu'on dirait naturelles plus tard, pour agrandir le royaume. C'était plutôt une façon de s'affirmer dynastiquement. C'est comme ça que Charles VIII a voulu s'emparer de Naples. C'est comme ça que Louis XII a voulu prendre la Lombardie et que François Ier, héritier de ces deux rois, va à son tour partir en Italie. À la fin du XVe siècle, l'Italie se composait de nombreux États indépendants, tous différents par leur taille, leur composition et leur mode de gouvernement. C'est une mosaïque de principautés avec quelques très grands morceaux politiques, la papauté au centre, le royaume de Naples au sud, qui est détenu par des princes de la maison d'Aragon, et puis plus au nord, un ensemble pluriel, la Savoie, le duché de Milan, qui est très important, la République de Venise, qui est l'État le plus riche et peut-être le plus puissant d'Italie du Nord, et puis plus petits, des duchés ou des marquisats, Mantoue, Ferrare, Urbino, et puis la Toscane, ou Florence en réalité, qui est aux mains des Médicis qui vont être chassés en 1494 quand les Français arrivent. Mais les contemporains voyaient les guerres d'Italie des années 1490, menées par Charles VIII et Louis XII, les prédécesseurs de François Ier, comme des guerres de prestige. La Renaissance vit la naissance d'un nouveau système diplomatique inspiré des Italiens. Le roi nomma des ambassadeurs auprès des cours étrangères, ce qui changea les relations entre cours rivales. François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Pourquoi? Parce que ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, avaient déjà mis un pied en Italie, et parce que son arrière-grand-mère, lui aussi, était une Visconti qui avait épousé le frère de Charles VI, le duc d'Orléans. Donc il se dit, le royaume de Milan, qui lui appartenait, eh bien, m'appartient forcément, et je vais aller le conquérir. Comment résister à l'attrait de l'Italie? Tout au long de son enfance, les armées françaises s'y étaient engagées dans des combats. La défaite désastreuse de 1513 restait une blessure vive dans la mémoire des Français. Enfin, l'Italie était le centre de la renaissance de la pensée et de la création. Il ne fait aucun doute que François voulait y participer. Tout le poussait en direction de l'Italie. L'objectif immédiat était de reprendre Milan et de s'y établir fermement. François, dans le contexte de ses aspirations italiennes, jaugea d'abord le climat politique et ses puissants voisins. Il lui était possible de s'allier à Venise, puisqu'elle était en conflit avec le Saint-Empire romain germanique. Mais la Suisse, plus forte puissance militaire d'Europe, était alliée aux Milanais et avait même une garnison dans la ville. Elle tenait également les principaux cols alpins. Dès que les intentions de François furent connues, une alliance se forma pour défendre l'Italie. Elle comprenait le duc de Milan, le pape Léon X, dont le territoire était au centre de la péninsule, Ferdinand II, roi d'Espagne, qui tenait une grande partie de l'Italie du Sud, et l'empereur Maximilien Ier, qui régnait sur les territoires du Saint-Empire romain germanique. Cela ne dissuada pas François Ier de poursuivre son objectif. Il commença à planifier son expédition militaire et l'invasion de Milan, porte française de l'Italie. Le prologue seul de la bataille est une des grandes épopées de l'histoire militaire, même si elle demeure parmi les moins connues. François confia la France aux mains de sa mère, en qui il avait toute confiance pour diriger le pays. Accompagné de 7 princes de sang, il emprunta l'itinéraire le plus dangereux et le moins fréquenté pour atteindre l'Italie. Comme Charlemagne avant lui, il fit franchir les Alpes à son armée, des bergers et chasseurs lui ayant révélé l'existence de passes généralement inconnues des étrangers. C'est ce qui permit aux Français de déborder les Suisses qui les attendaient à d'autres cols. Les hommes avançaient, vêtus de leur armure, un exploit herculéen à cette altitude. Les artilleurs aussi relevaient un défi extraordinaire, transportant à dos d'hommes leurs lourds fardeaux, franchissant de profonds et périlleux ravins. Au plus fort de l'épreuve, François fit à sa mère un récit de cette folle aventure. Il écrivit « Ceux qui ne l'auront pas vu ne croiront pas que quiconque ait pu faire voyager les chevaux et l'artillerie lourde comme nous le faisons. » 5 jours plus tard, qui parurent sans doute 5 siècles, les Français atteignirent la plaine italienne. Ils surprennent et s'emparent de la cavalerie suisse à Villafranca,
forçant le reste des troupes à se retirer sur Milan. Le 13 septembre, 15 000 Suisses sortent pour engager le combat avec les forces françaises près de la ville de Marignan, aujourd'hui Melegnano, à 16 km au sud-est de Milan. L'assaut de cette infanterie suisse est difficilement contenu par l'armée française le premier jour de la bataille. La bataille s'arrête avec la nuit, ou plus précisément quand la lune se cache, vers minuit. La bataille reprend le lendemain, et de nouveau, l'assaut de l'infanterie suisse est contenu par l'armée. Elle est d'ailleurs fait l'objet de pertes assez lourdes de la part de l'artillerie française. Le roi François Ier va charger à la tête de sa gendarmerie, c'est-à-dire de sa cavalerie lourde. Et finalement, c'est l'arrivée de renforts vénitiens, bienvenus, dans la fin de matinée, qui vont permettre à la France, alliée aux Vénitiens, de faire la différence contre cette rude infanterie suisse. Harnaché de métal de la tête aux pieds, monté sur un énorme cheval de bataille revêtu d'un tapis de velours bleu parsemé de fleurs de lys dorées et de F couronnées, le souverain était visible de tous. François avait démontré la supériorité de l'artillerie et de la cavalerie lourde sur l'ancienne stratégie de phalange des piquiers suisses. Il était le nouveau maître de Milan. La victoire de Marignan est spectaculaire par l'ampleur du succès militaire, mais aussi par ses conséquences politiques et diplomatiques. Les Suisses, qui s'étaient mis au service de la papauté du duc de Milan, vont faire la paix avec le roi de France. Le pape Léon X est extrêmement effrayé et va accepter de rencontrer le roi de France, de passer un accord de paix. La rencontre se déroula le mieux du monde. Les deux puissants semblaient véritablement heureux de se voir. Et pendant ce séjour, ils échangèrent cadeaux et promesses. Léon X, fils du célèbre Laurent de Médicis, amateur d'art comme François Ier, l'aida même à acquérir certaines des premières pièces de sa collection. Le pape est celui qui va autoriser le roi de France à nommer dans son royaume les principaux bénéficiaires, ceux qui tiennent les principaux bénéfices, les abbés et les évêques, et qui va lui faciliter les possibilités de lever des impôts, car le clergé paye des impôts, de lever des impôts sur son clergé national. C'est la signature du concordat, avec concordat signé à Bologne, entre le roi de France et le pape Léon X. Il rétablissait ainsi une égalité de pouvoir entre la papauté et le roi. Ceci ne blessait guère François Ier et en même temps faisait très plaisir à Léon X. En France, cependant, beaucoup de gens sont hostiles justement à cette mainmise double du roi et du pape. Notamment les parlementaires, les gens du Parlement de Paris, sont très attachés à l'indépendance de l'Église de France. Le Parlement s'opposa fortement à l'ingérence du pape dans l'Église française et refusa de signer le concordat. Le roi de France entra en fureur et menaça les législateurs d'emprisonnement et de pire encore s'ils ne s'y résignaient pas. Le concordat allait rester en vigueur en France jusqu'à la Révolution et présageait des futures manœuvres politiques de François Ier pour consolider le pouvoir royal. Après sa défaite à Marignan, Maximilien Ier de Habsbourg envahit en représailles le nord de l'Italie au début de l'année 1516. Prévoyant cette manœuvre, François Ier s'était attaché de nombreux cantons suisses. Le renfort de 8000 soldats suisses permit au souverain français de repousser l'empereur romain germanique. Le roi de France, âgé de 22 ans, était devenu un héros en une nuit. Il avait montré son courage et ses qualités de commandant en chef et avait réussi à étendre son royaume en Italie. Sa victoire éclatante à Marignan vengeait la défaite précédente. Il avait triomphé de la puissante armée suisse et s'était même acquis le soutien militaire de certains cantons pour l'avenir. Il avait restauré la domination française sur Milan et Gênes et était désormais en bons termes avec le pape. Enfin, Maximilien Ier n'avait pas réussi à reprendre la main. On arrive à l'état de paix par deux aspects. D'abord par la victoire de Marignan et ses conséquences qui ont permis de signer la paix avec les Suisses et puis avec le pape, et donc de faire qu'en Italie la situation est pacifiée. Et puis plus largement par des négociations avec l'empereur Maximilien et son petit-fils Charles, qui est devenu le roi Charles d'Espagne, qui signe avec le roi de France des accords en 1516 et en 1517, à la fois pour régler les litiges italiens et pour commencer à envisager même des projets d'union des princes chrétiens pour mener la croisade. Et c'est vrai que c'est une période exceptionnelle que ces années 1517-1519 où, les chroniqueurs le constatent, la paix règne dans la chrétienté. L'étoile de François était dans une phase ascendante. Sa bonne fortune parut complète lorsqu'en 1518, la reine lui donna un premier fils,
le dauphin François, puis en 1519 un second, le futur Henri II. Mais cette trêve n'allait guère durer. L'encre des traités était à peine sèche que Maximilien expira. Sa mort ébranlait tout ce que François était parvenu à construire. La place de chacun était remise en question. À côté de ses rêves d'expansion territoriale, François Ier passa les premières années de son règne à développer son pays sur le plan de la culture. Quand il monta sur le trône en 1515, la peinture en France n'était pas à son plus haut niveau. L'architecture était dominée par le style gothique. Au contraire, l'Italie était à l'apogée de sa Renaissance. Après la prise de Constantinople en 1453, tous les savants, tous les intellos, si je puis dire, sont venus se réfugier du côté de Rome, du côté de Florence, du côté de Bologne, en emmenant avec eux toutes leurs connaissances, leur bibliothèque également. C'est d'ailleurs comme ça, à cette époque-là qu'on crée la bibliothèque du Vatican. Et ces gens-là vont être hyper protégés par de riches mécènes qui vont leur permettre d'accomplir leurs travaux. L'artiste ne produit pas spontanément, il produit sur commande. Et ces mécènes sont évidemment pour certains, et pour tous, intéressés par l'art, amoureux de l'art, mais ils trouvent aussi dans cette activité de mécénat une dimension qui permet l'exaltation de leurs propres conditions, conditions de prince, prince de l'Église ou prince laïque, ou conditions sociales pour les élites, en particulier les élites urbaines. Au XVe siècle, un des plus célèbres mécènes de la Renaissance avait été Laurent de Médicis à Florence. Les Médicis, à l'origine, étaient des banquiers et des marchands à qui le mécénat permettait de se rendre populaires et d'assurer leur pouvoir, tout comme son fameux grand-père, Côme de Médicis. Le roi de France considérait comme un plaisir et un devoir de se montrer, comme les Médicis, un protecteur des arts. François, dit-on, fut submergé par l'émotion quand il vit à Milan la scène de Léonard de Vinci. À son retour, son premier souci fut d'inviter le vieux maître à s'installer en France. Léonard de Vinci accepte de venir en France parce qu'il est, j'allais dire, un petit peu en perte de vitesse en Italie. Il y a Michel-Ange qui commence à prendre le dessus. François avait conservé Amboise comme résidence royale. Il accorda à Léonard des gages pour 1 an, le logea au manoir du Clos Lucé, non loin du château, et lui donna le titre officiel de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Là, ils vont véritablement devenir des amis. François Ier lui rend visite régulièrement, on le sait, il marche dans le parc bras dessus, bras dessous. Et il dira que c'est un grand philosophe avec lequel il a eu beaucoup de plaisir à discuter. François proclama que nul n'en savait autant que Léonard de Vinci. En effet, son imagination était sans limite. Cet homme d'une vaste intelligence s'intéressait à la géologie, la botanique, l'anatomie et à l'invention pure. De nombreux modèles de machines qui seront construites plus tard ont été retrouvés dans ses carnets de notes. Parmi ceux-ci, on compte un véhicule blindé, un gilet de sauvetage, un parachute, un sous-marin, une pelleteuse mécanique, des portes d'écluse, un véhicule à ressort et une machine volante. Léonard de Vinci construisit également des machineries pour les fêtes de la cour que le roi avait plaisir à organiser. Là du monde, le vieux sage mourut 3 ans après son arrivée à Amboise, à l'âge de 67 ans. Bon, de là à dire, comme la légende le veut, que Léonard est mort vraiment dans les bras du roi, c'est un peu excessif, mais ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. François va hériter et acquérir certaines des œuvres les plus célèbres au monde. La Joconde, joyau de sa collection, a longtemps été le tableau le plus apprécié du musée du Louvre. Léonard l'avait rapporté avec lui d'Italie. Le roi aimait particulièrement les peintres florentins. Il employait des émissaires qui rassemblaient des œuvres pour lui. Le meilleur d'entre eux était sans doute un Italien, du nom de Giovanni Battista Puccini. C'est par son entremise qu'une Pietà du jeune maître de Florence, Andrea del Sarto, ainsi qu'une Madone, furent envoyées à François en 1516. Par la suite, en 1518, Andrea del Sarto fut invité à venir peindre à la cour. Il accepta pour un séjour de courte durée, censé payer les factures de son épouse, outrageusement dépensière. Les cadeaux diplomatiques des papes et des princes permirent aussi d'agrandir la collection royale. Le pape Léon X était le protecteur d'un contemporain de Del Sarto,
le peintre florentin Raphaël. Avec Michel-Ange et Vinci, ils forment la trinité emblématique des grands maîtres de cette époque. Il faut leur adjoindre bien sûr le sublime peintre vénitien Titien. François Ier va être aussi peint par Titien, mais il n'a jamais obtenu que le Titien vienne en France faire ce portrait. Titien a peint François Ier à partir d'une médaille depuis Venise. François ne négligeait aucune piste. Michel-Ange fut lui aussi invité à la cour de France, mais il refusa. On trouve d'ailleurs rarement de ses œuvres hors d'Italie. Plus tard dans son règne, François Ier employa des artistes italiens de façon plus constante. On pense par exemple au Primatis, tous ces gens qui viennent de Bologne, de Florence, le Primatis, Rosso, Luca Penni, tous ces gens-là vont venir en France à l'exemple de Léonard et suivre les conseils du roi François Ier pour peindre à Fontainebleau ou ailleurs. Le peintre de la cour, Jean Clouet, qui combinait des techniques flamandes et italiennes, créa une école du portrait d'inspiration purement française. François Ier montra un grand discernement en protégeant cet artiste majeur. Pétrarque, poète et érudit du XIVe siècle, est appelé le père de l'humanisme, mouvement philosophique qui a permis l'épanouissement intellectuel de la Renaissance. Il est le premier à avoir lancé l'idée d'une renaissance de la littérature et de l'étude classique de la Grèce et de la Rome antique. Les humanistes attachaient une grande importance à la dignité, aux relations et aux capacités humaines. Ils pensaient que la réussite sociale n'excluait pas forcément une relation authentique avec Dieu, puisque celui-ci a donné aux humains leur potentiel intellectuel et créatif pour qu'ils l'utilisent pleinement. François Ier a été élevé dans le beau, si je puis dire, dans l'élégance, avec une maman qui était très érudite, avec une grande sœur, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, qui était elle aussi très érudite, qui était poète d'ailleurs, et il a été bercé dans ce monde-là, si bien qu'il bondit sur ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire l'humanisme qui est quelque chose de merveilleux. Jusqu'alors, on était encore dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire pas dans l'obscurantisme, mais presque. On craignait la mort, on ne voyait que Dieu, on ne vivait que pour Dieu. Tandis que maintenant, avec l'humanisme, on va vivre pour l'homme, on va vivre pour le beau, pour la qualité, pour la culture. François Ier, de par son éducation, est intéressé par les questions que nous appellerions intellectuelles, les questions que soulève l'humanisme. Cependant, ce n'est pas lui-même un intellectuel du tout. Le mot est anachronique. C'est quelqu'un qui a une honnête formation, mais ce n'est pas un excellent latiniste. En revanche, il est très sensible, là encore, à la conversation qu'il peut avoir, la conversation lettrée qu'il peut avoir avec ces humanistes. Il en reçoit régulièrement, il discute avec eux. Et on a une image célèbre qui représente l'un de ces humanistes en train de faire la lecture, non seulement au roi, mais à ses enfants et aux principaux personnages, aux principaux dignitaires de sa cour. Le poète le plus doué de la cour était Clément Marot. Il réintégra les sources classiques dans la poésie française, et c'est ainsi que s'épanouirent de nouveaux genres et thèmes. Mais ses écrits, comme ceux de nombreux humanistes, lui valurent des difficultés avec les autorités religieuses. Parmi les nombreuses figures littéraires du règne de François Ier, le plus talentueux de tous fut sans doute François Rabelais. Il est tenu pour l'un des plus grands génies comiques de la littérature universelle. Rabelais était un docte érudit, tout autant qu'un auteur de satire, d'histoires grotesques, de jeux de mots et de chansons paillardes. Ses œuvres majeures eurent le droit de circuler car elles bénéficiaient de la protection royale. L'entourage du roi comprenait plusieurs humanistes, en particulier son secrétaire et notaire, Guillaume Budet. C'est lui qui persuada le roi de fonder un collège consacré à l'étude des langues classiques. François envoya le directeur du collège du pape à Rome et d'autres émissaires lui chercher des manuscrits et des livres rares, comme il l'avait fait en matière d'art. Ces efforts permirent de créer une des plus belles collections de manuscrits grecs d'Europe occidentale. Bien qu'il ne lui ait jamais accordé le soutien financier promis au départ, un collège classique, le futur Collège de France, fut fondé par François Ier en 1529. François fit son chemin parmi des gens qui pensaient qu'il était possible d'envisager différents points de vue, sans pour autant se détourner des enseignements essentiels de Dieu et du Christ. C'est pourtant cela qui conduisit les humanistes
au conflit avec l'Église. Les relations entre l'Église, la papauté et le monde des savants, le monde des humanistes qui redécouvrent la littérature ancienne, qui ont le souci de revenir aux sources de la culture classique et chrétienne, sont complexes. Elles ne sont pas radicalement opposées parce qu'il y a beaucoup de prélats, il y a beaucoup de théologiens qui sont eux-mêmes au fond des humanistes, qui ont le souci de retrouver la vérité des textes. C'est le cas d'Érasme. Érasme, c'est un homme d'Église et c'est aussi le prince des humanistes, comme on l'a surnommé, puisqu'il a composé en latin des commentaires religieux, des œuvres morales, des œuvres théologiques. C'est le cas de Luther. Luther, c'est un homme d'Église. Donc il n'y a pas d'opposition. C'est de l'Église, justement, que naît l'humanisme en grande partie. Et la plupart des humanistes, à l'origine, sont des gens d'Église. Cependant, il y a des choses que l'Église ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter la remise en cause d'un certain nombre de fondements, des croyances traditionnelles. Leurs écrits critiques alimentèrent un mouvement qui se répandit sous le nom de réforme. Une autre découverte importante de l'époque, l'imprimerie, permit à un grand nombre de gens de se procurer des livres, et ils purent désormais lire la Bible dans leur propre langue. Les abus de pouvoir du pape furent l'autre étincelle qui alluma l'incendie des revendications de la Réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur bien-aimée, François se montra assez tolérant envers ce nouveau courant. Il le considérait utile d'un point de vue politique car il conduisait de nombreux princes germaniques à se retourner contre son ennemi, Charles Quint. François et Marguerite s'étaient liés d'amitié avec un petit cercle influent de réformateurs modérés. En plusieurs occasions, le roi usa de son autorité pour sauver certains d'entre eux qui, accusés d'hérésie, étaient promis à une mort imminente. François dut faire face à d'énormes pressions. On exigeait de lui qu'il adopte une position orthodoxe contre la diffusion du luthérianisme en France. Il montra d'abord de la résistance à l'idée de persécuter ses propres sujets. Le Parlement concentra tous ses efforts pour éradiquer l'hérésie durant l'absence du roi. Plus tard, dans son règne, François changea d'attitude quand la question de la nouvelle religion et de la façon de traiter les hérétiques, comme on nommait les protestants, se transforma en un combat politique et moral qu'il perdit à la fin du compte. François avait une passion pour les beaux-arts, mais il aimait aussi construire tout simplement. Il était profondément impressionné par les merveilleux bâtiments Renaissance qu'il avait vus en Italie, en particulier les palais de Milan et Venise. Pour ses premières entreprises architecturales, il se concentra dans la vallée de la Loire, à Amboise, sa maison d'enfance, à Blois, la demeure de Claude, et à Chambord, au cœur de la forêt de Blois. Amboise demeura la principale résidence royale au cours des 3 premières années de son règne. Louis XII y avait déjà fait construire une seconde aile, perpendiculaire à celle de Charles VIII, dans le style Renaissance. Mais le premier bâtiment sur lequel le roi exerça sa passion pour l'architecture fut le château de Blois, que l'on pourrait appeler le Versailles de la Renaissance. Les modèles qui sont à l'origine des châteaux de la Loire sont pluriels. Tout d'abord, il y a une dimension qui vient de l'architecture française traditionnelle. Quand on regarde un château moderne du temps, comme le château de Chambord, on s'aperçoit qu'il a 4 tours, des murs, un donjon, comme des constructions anciennes. Et puis, évidemment, ce qui inspire aussi François Ier, c'est l'héritage italien. Pensons par exemple à Blois, aux loggias, qui donnaient à l'époque sur de vastes jardins, maintenant qui donnent sur l'extérieur du château. Ces loggias sont directement inspirés de loggias qui ont été construites dans les États du Pape à Rome, au Palais du Vatican, même plus précisément au Belvédère. Et François Ier a cette tradition française, cette influence italienne, et il va vouloir faire des choses nouvelles, exceptionnelles, sans équivalent en Europe. Il y arrive par exemple avec le célèbre escalier à double révolution de Chambord, et il y arrivera aussi un petit peu plus tard avec la galerie François Ier de Fontainebleau. L'ancienne forteresse féodale des comtes de Blois devint résidence royale lorsque Louis XII s'y installa au début de son règne. Claude de France, sa fille et l'épouse de François, avait grandi dans ce château et y était très attachée. Elle le choisit donc pour élever ses propres enfants. Sous François Ier, l'influence classique cessa d'être uniquement décorative et commença à marquer la structure. Un magnifique escalier a été ajouté à la façade et capte toute l'attention.
3 de ses faces sont encastrées dans le mur, et il reprend la tradition française de l'escalier extérieur en spirale. Les rampes extérieures sont couvertes de sculptures délicates. Façades et escaliers sont animés par la multiplication des emblèmes royaux, salamandre couronnée de François Ier et monogrammes F et C du roi et de la reine. Blois étant la demeure de la reine, c'est là qu'elle avait désiré vivre avec ses enfants, il n'est donc pas surprenant que François ait voulu se bâtir une demeure entièrement à son goût. C'est avec Chambord qu'il y parvint. Cet édifice énorme et somptueux fut bâti ex nihilo. L'aile de Blois n'était pas terminée que le roi travaillait déjà sur ce château qui allait devenir le phare de la nouvelle architecture à la française. Blois est un merveilleux château dans lequel ses enfants vont passer une grande partie de leur enfance, Amboise également. Et puis, un jour, en partant à la chasse, parce que c'est un chasseur impénitent, le cher François Ier, eh bien, il découvre une ancienne fortification médiévale, pas très loin de la Loire. Et il se dit, mais c'est intéressant, d'autant que tout à côté, j'ai une amie très tendre qui vit tout à côté, Madame de Toury, qui était de la famille de Rohan, qui a été une de ses maîtresses. Et il s'est dit, si je me construis un château ici, je ne serai pas très loin de ma maîtresse. Bon, la liaison avec Madame de Toury ne va pas durer suffisamment longtemps, parce que le château a quand même coûté 220 000 tonnes de pierre, et puis la construction a duré plus de 30 ans, naturellement. On pense que Vinci avait dessiné des plans pour cet édifice. Chambord était un immense projet conçu pour ressembler à une gigantesque forteresse royale. Il consiste en un donjon carré flanqué de tours massives aux 4 points cardinaux. Le plan des pièces adopte le modèle d'une croix grecque qui s'étend à travers les douves et divise le tout en 4 blocs. Un escalier à double hélice permet d'accéder au toit, ou plus exactement à une terrasse, qui fait le tour du donjon et permet une vue parfaite sur les multiples cheminées, tourelles dentelées et clochetons qui ornent les toits de Chambord. Avec plus de 200 pièces, c'est le plus grand château de la vallée de la Loire. À la mort de Maximilien Ier, en 1519, le trône du Saint-Empire romain germanique se retrouva vacant. Son petit-fils, Charles, était son successeur tout désigné, mais il fallait pourtant qu'il fût élu par les 7 princes électeurs. De façon surprenante, François se porta candidat et envoya au-delà des Alpes des émissaires chargés de promettre aux électeurs argent et faveurs en échange de leur vote pour le roi de France. Finalement, Charles parvint à racheter plus d'alliés que François et il devint l'empereur Charles Quint. En définitive, les princes allemands vont préférer la tradition Habsbourg, même si on reproche à Charles de ne pas être du tout un prince allemand. Charles, c'est quelqu'un qui est né à Gand, c'est un Belge, si j'ose dire, qui est roi d'Espagne. Mais bref, ils vont préférer cette tradition Habsbourg plutôt que l'originalité exceptionnelle qui serait celle d'une élection française. Le roi de France, en apprenant la nouvelle, dit « Je remercie Dieu de m'avoir épargné les responsabilités de cette fonction » et partit ensuite à la chasse. Charles Quint gouvernait à présent sur le Saint-Empire romain germanique, une réunion de territoires pour la plupart allemands et italiens. Il y a en Europe quelques grandes puissances. Il y a l'empereur, il y a une monarchie qui est en train de se reconstruire en Espagne, où Charles Quint va aller régner pendant plusieurs années. Il y a le roi de France, qui a un prestige considérable depuis sa victoire de Marignan et son accord avec le pape. Il y a enfin le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui est un prince ambitieux, qui est à la tête d'un État encore faible sur le plan diplomatique et militaire, mais qui a l'intention peut-être de remettre le pied sur le continent. La France et le nouvel État des Habsbourg semblaient être sur un pied d'égalité, si bien que le rôle de l'Angleterre devenait primordial. Une alliance avec elle assurait la domination, mais sa neutralité était en théorie un gage de paix. L'Angleterre se retrouvait donc courtisée à de nombreuses reprises par les 2 grandes puissances. L'exemple le plus connu de ces tractations est l'entrevue du camp du Drap d'Or. Du 7 au 24 juin 1520, le camp du Drap d'Or fut le lieu d'une rencontre entre les rois Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Il fut établi dans une vaste plaine des Flandres, entre les châteaux d'Ardres et de Guînes, dont le premier appartenait à la France
et le second à l'Angleterre. La rencontre devait resserrer les liens d'amitié entre les deux rois, et François espérait bien gagner à sa cause le roi d'Angleterre au détriment du Saint-Empire. Chacun des rois tenta d'éblouir l'autre à grand renfort de pavillons somptueux, de vêtements couverts de pierreries, de fêtes éblouissantes, de musique, de joutes et de jeux. Les tentes et les costumes brillaient tant, les tissus étant faits de soie et de fil d'or, que le site fut appelé « Camp du drap d'or ». Mais malgré cette pompe, ces effusions et les échanges de cadeaux, on ne parvint à aucun accord. Personne ne se doutait qu'un peu plus tard dans l'année, Charles Quint allait déclarer la guerre à la France et que le versatile roi d'Angleterre serait à ses côtés. Aussitôt élu, Charles Quint déclara que son élection mettait fin au traité avec la France. Ce fut le coup d'envoi d'une rivalité qui se prolongera durant toute leur vie. François, cerné de tous côtés, se sentit menacé à juste titre. C'était la perspective de perdre l'Italie qui l'affectait le plus, car il était une idée largement répandue selon laquelle contrôler l'Italie était la clé de la domination sur l'Europe. Les événements préludant à l'éclatement de la guerre furent en partie provoqués par la stratégie de François Ier. Il avait décidé de détourner Charles Quint de l'Italie en menant au cours du printemps 1521 son désir de conquête vers le royaume de Navarre, dont il s'estimait un héritier légitime, et vers le Luxembourg à l'été de la même année. Mais le pape Léon X trahit François Ier et se tourna vers l'empereur. La mainmise des Français sur Milan était désormais remise en cause. Les guerres d'Italie reprirent en 1521 quand les armées impériales espagnoles et celles de la papauté lancèrent une offensive sur Milan et brisèrent ses défenses. Le maréchal français, le vicomte de Lautrec, se retira pour l'hiver et le printemps venu, il tenta avec des renforts suisses d'assiéger Milan et Pavie. Sans succès. Les Français se retirèrent à nouveau afin de rassembler leurs forces. L'armée impériale germanique suivit leurs traces et s'installa près d'un lieu dit Bicocca, d'où le nom de Bicoque. Ne se sentant pas de taille à mener une attaque frontale, Lautrec entreprit de couper les lignes de communications ennemies, mais les mercenaires suisses, n'ayant pas perçu leur solde, exigèrent un affrontement immédiat. C'est une terrible défaite pour les Français et les mercenaires suisses qui sont à leur côté. Depuis Marignan, les Suisses combattent aux côtés des Français. Et les mercenaires suisses qui n'ont pas changé leur façon de combattre, ils chargent à la pique frontalement, se font décimer une nouvelle fois finalement, mais cette fois il s'agit de l'artillerie et des arquebusiers espagnols et impériaux qui les massacrent. Au cours de la bataille de la Bicoque, 3000 Suisses, dont 22 capitaines, trouvèrent la mort. Les survivants s'enfuirent vers leur patrie. Sans les mercenaires dont il avait besoin, Lautrec n'était pas en mesure de garder le contrôle de la Lombardie. Les territoires qui étaient aux mains des Français tombèrent un à un dans celles de l'armée impériale, et les troupes restantes se retirèrent en franchissant de nouveau les Alpes. Après la chute de Milan en 1522, la situation continua à empirer. La défaite de la France poussa l'Angleterre à entrer en guerre aux côtés du Saint-Empire romain germanique. Henri VIII voulait s'emparer de la couronne de France. Charles Quint réclamait la Bourgogne, la Champagne, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc. Le royaume était menacé de disparaître. En plus d'avoir perdu un puissant allié, François devait faire face à des troubles à l'intérieur même du pays. Dans ces années 1523-1524, la grande crise est liée précisément à la succession de Bourbon. Les Bourbons, qui sont une branche de la famille royale, possèdent un territoire considérable dans le centre du royaume, et la dernière duchesse, Suzanne de Bourbon, meurt en 1521. Elle est mariée à son cousin, qui est un Bourbon d'une branche cadette, Charles de Bourbon, que François Ier a fait son connétable, son chef de guerre en 1515. Mais la succession de Bourbon est réclamée par la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui est une cousine germaine de la défunte. C'est une histoire un petit peu compliquée. Bref, ce sont un cousin et une cousine qui s'affrontent pour la succession, et les autorités françaises le procès va donner la victoire à Louise de Savoie. Charles de Bourbon, le connétable, juge qu'il a fait l'objet d'un déni de justice de la part de son suzerain François Ier, et il va se tourner vers son autre suzerain,
sous lequel il possède aussi des terres comme vassal. Cet autre suzerain, c'est Charles Quint, au service duquel il va se mettre pendant toute la fin de son existence. Et pour achever le tout, le sort lui réserva d'immenses chagrins personnels. La reine Claude, épuisée par ses grossesses, tomba malade et mourut le 26 juillet, à l'âge de 24 ans. Elle avait donné à François 7 merveilleux enfants. Puis, en septembre, leur fille Charlotte, âgée de 8 ans, mourut de la rougeole. L'étoile du roi de France paraissait se ternir. À l'été 1524, Henri VIII, Charles Quint et Charles de Bourbon, qui avaient retourné sa veste et vivaient à présent en exil en Franche-Comté, étaient alliés. Mais leurs tentatives communes pour envahir la France demeurèrent sans succès. Ses ennemis s'étant repliés, François put enfin reprendre son projet longtemps différé d'envahir l'Italie. Il était impatient de répéter son exploit de Marignan. Ses conseillers le lui déconseillèrent et le pressèrent d'attendre le printemps. Le 17 octobre, Louise reprit la régence et François franchit les Alpes pour la seconde fois. François Ier éprouva de sérieux revers après les succès militaires et diplomatiques qu'il avait connus au début de son règne. Dans les années 1520, il semblait que son étoile avait été remplacée au zénith par celle de son nouveau rival, Charles Quint, qui se révélait un adversaire de taille. En dépit de ses avanies, François resta ferme dans sa détermination de remettre le pied en Italie. Il franchit de nouveau les Alpes avec son armée et, une fois sur le sol italien, se prépara à affronter les forces impériales. Cette guerre contre Charles Quint allait-elle lui permettre de conquérir des territoires et d'assurer sa gloire? Son rêve de gouverner l'Italie allait-il se réaliser ou l'histoire s'en souviendrait-elle comme d'une folie? Bien que François ait jusque-là échoué dans le projet d'étendre son royaume, ce prince de la Renaissance avait prouvé son talent de protecteur des arts et des lettres et avait largement contribué au développement culturel de son pays. En 10 ans seulement, il avait, par ses efforts et son soutien financier, contribué à donner naissance à un nouveau style pictural et architectural. L'urgence de la guerre le distrayait parfois de son engagement auprès des érudits, mais il ne cessa jamais de leur accorder sa faveur royale. Malgré les œuvres splendides qu'il avait acquises, sa bibliothèque qui s'était considérablement enrichie et ses splendides réalisations architecturales de Blois et de Chambord, les premières années de son règne ne furent pas les plus fertiles. La Renaissance arrivait à la fin d'une première étape. Le maniérisme était dominant. Les idées françaises et italiennes continuaient à exister côte à côte. Elles devaient maintenant fusionner. Au cours des années qui suivirent, François continua à attirer de grands artistes de son époque, avec qui il collabora pour que s'épanouisse une véritable Renaissance française. Aucun autre souverain n'a connu au même âge une réussite telle que celle de François Ier. Son règne fut le plus brillant et le plus créatif de l'histoire de France. Deux cultures exceptionnelles s'unirent, celle de la France gothique et de la Renaissance italienne. François Ier, assez tôt, a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, François d'Angoulême fut élevé tel un prince de la Renaissance, mais il était encore empreint de l'esprit du Moyen-Âge. Lorsqu'il naît à Cognac en 1494, la France est encore sous influence gothique, mais les nouveaux courants artistiques qui se développent depuis un siècle en Italie essaiment doucement vers le nord. Le père de François, Charles, comte d'Angoulême, meurt en 1497, suivi de près par le roi valois Charles VIII. Ainsi, le petit garçon, âgé de 4 ans, devient-il à son tour comte d'Angoulême et, en tant que fils aîné de cette maison, branche de celle des Valois, il est désormais le premier prince de sang.
Sans pouvoir en être certaine, sa mère, Louise de Savoie, voit en lui le nouveau roi de France. Avec sa fille, sœur de François, la célèbre poétesse Marguerite de Navarre, elles vont consacrer leur vie à sa réussite. Elles vont lui transmettre l'amour des arts et des lettres, ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Mais comme tout garçon du début du XVIe siècle, le jeune prince a la tête pleine d'histoires de chevalerie, de conquêtes et d'honneur. L'Italie avait été au centre des préoccupations des rois précédents en matière de politique étrangère. Tout jeune, François s'imaginait en train de conquérir un jour ce pays, berceau du monde civilisé. À la mort de Louis XII, en 1515, il monte sur le trône et devient François Ier. 2 mois à peine après son couronnement, il franchit les Alpes et remporte une grande victoire militaire à Marignan, prenant ainsi le contrôle du duché de Milan, porte de l'Italie pour les Français. En 1519, pour asseoir sa réputation, François se porte candidat à la couronne impériale. Sa défaite au profit de Charles Quint, le Habsbourg récemment couronné qui gouverne l'Espagne, l'Autriche et quelques autres petits territoires voisins de la France, crée inévitablement une rivalité entre les 2 monarques. Ce second épisode, consacré à la vie de François Ier, présente les 4 guerres qu'il mena tout au long de son règne. Il pratiquera toujours une politique indécise, si l'on accepte quelques éclairs de génie, et ne parviendra jamais à la gloire militaire qu'on lui prédisait. C'est sa passion pour la beauté, la connaissance et l'art de la Renaissance qui le conduiront à des succès d'un autre genre. Il restera célèbre comme mécène, car il a porté la culture française à un niveau sans précédent. C'est ainsi que s'est construite son image de roi de la Renaissance. Fin 1524, François a hâte de rompre avec la malchance. En 1520, il n'a pas réussi à s'allier avec Henri VIII d'Angleterre pour contrer l'empereur nouvellement élu, Charles Quint. En 1521, menant sa première guerre contre l'empereur, son manque d'expérience le conduit à la perte de Milan. Puis en 1522 et 1523, son manque de tact pousse le connétable de Bourbon à se ranger aux côtés de son ennemi. François Ier aborde la bataille de Pavie dans un esprit de revanche. Les Français ont été chassés du duché de Milan par les impériaux au cours des mois qui ont précédé la bataille et le roi veut revivre la grande aventure d'une victoire, comme Marignan en 1515, et reconquérir ainsi une terre dont il se considère le seigneur, la Lombardie. Il est clair qu'il manque d'alliés dans sa lutte contre l'empereur romain germanique et il est impatient de reconquérir Milan. En octobre, il commence à préparer une nouvelle offensive. Ses conseillers tentent de l'en empêcher et le pressent de différer jusqu'au printemps. Mais François est las d'attendre. Il veut agir avant que ses adversaires ne se regroupent, après avoir levé le siège autour de Marseille. Le 17 octobre, le roi de France confie la régence à sa mère et franchit pour la 2e fois les Alpes. Le 28 octobre, les Français entrent dans Milan par un côté, tandis que la coalition impériale la quitte par un autre et installe ses garnisons dans la ville toute proche de Pavie. François décide d'assiéger Pavie, initiative que les historiens qualifieront plus tard de maladresse. La plupart de ses généraux lui conseillent de se retirer dans Milan pour l'hiver. Mais encore une fois, François ignore la voie de l'expérience. Il est convaincu que la garnison de Pavie, affamée, sera bientôt forcée de se rendre. Il sous-estime la capacité d'endurance de ses ennemis. Fin janvier, les armées impériales réunies, de Lannoy, vice-roi de Naples, et de Charles, connétable de Bourbon, commandées par le marquis de Pescara, sont en route vers Pavie. En février, les Français prennent position tout autour de Pavie et sécurisent les rives de la Vernavola, au sud de Mirabello. L'ennemi, lui, est posté sur l'autre rive. Les troupes campent dans la boue durant 3 semaines, attendant que l'autre fasse le premier pas. Lorsque Lannoy apprend le 20 février que Pavie ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, il comprend qu'il doit agir. Le 24 février, aux alentours de minuit, l'armée impériale se déplace vers le nord en longeant la rive est de la Vernavola. Il va lui falloir presque toute la nuit pour creuser 3 trous dans le mur du parc. À l'aube, 3 colonnes de soldats pénètrent dans les brèches.
Au lieu de rester à l'abri dans son campement, François Ier monte à l'assaut. À 8 heures, il se dirige avec ses hommes vers l'ennemi. Peut-être espère-t-il pouvoir colmater les brèches avant qu'elle n'ait laissé passer trop d'hommes. C'est une erreur. Le roi étant présent sur le front, ses soldats sont réduits au silence. Le roi n'a pas non plus prévu la présence des arquebusiers impériaux. Les Français se retrouvent soudain pris en embuscade, abattus l'un après l'autre par ces arquebusiers. L'armée française est aussi nombreuse que l'armée ennemie, mais elle est éparpillée. Le beau-frère de François Charles d'Alençon a planté son camp très loin du champ de bataille. Il ne recevra jamais les ordres du roi et ne le rejoindra jamais. Il finira par sonner la retraite sans avoir combattu. Les Français sont battus parce qu'ils sont pris par surprise. Leur artillerie n'est pas efficace parce que la cavalerie française charge devant les canons. Les Espagnols, les fantassins espagnols, les arquebusiers espagnols attaquent et tuent à bout portant les chevaliers français qui sont enferrés les uns dans les autres, qui sont pris dans la pluie, dans le brouillard, dans un terrain tout à fait impraticable pour la cavalerie. Et finalement, c'est une hécatombe sans précédent. Il faut revenir peut-être à un siècle avant, un siècle et demi avant, avec les grandes batailles de la guerre de Cent Ans, pour trouver une hécatombe de la noblesse française aussi importante. L'armée dispersée de François Ier est vaincue. Et les morts sont innombrables. Les capitaines du roi, ses chambellans, ses amis d'enfance, les héros de Marignan, ainsi que les vieux maréchaux de Charles VIII. François a tué plusieurs officiers espagnols avant que son cheval ne soit abattu sous lui. Il a continué à se battre, à pied, avant d'être blessé et capturé. Il n'a accepté de rendre son épée qu'au comte de Lannoy, vice-roi de Naples, afin d'être sûr que l'épée royale soit reçue dignement. D'autres nobles français, parmi lesquels Anne de Montmorency et Henri d'Albret, roi de Navarre, ont également été capturés. Seul le duc d'Alençon, mari de Marguerite, a pu s'échapper. Il mourra peu après son retour en France, de honte, selon certains. François est immédiatement conduit à la forteresse de Pizzighettone, où il va rester 3 mois. C'est de là qu'il écrit à sa mère la célèbre lettre où il lui dit « J'écris pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune. De toute chose, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Le roi refuse les conditions humiliantes qui lui sont imposées par un messager de l'empereur. Henri d'Albret s'évade de prison et regagne la France. À la suite de cette évasion, le roi de France est transféré à Naples, dans une prison plus sûre. Il comprend que son seul espoir de recouvrer la liberté est de négocier un traité de paix avec Charles Quint. Il convainc Lannoy de l'emmener en Espagne et arrive en août à Madrid. Alors François Ier va rester en captivité pendant à peu près une année, une première partie de captivité en Italie, tout à fait confortable, ensuite vers Barcelone où il sera même accueilli en prince, il imposera les mains pour guérir les écrouelles, on l'acclamera, et puis arrivé à Madrid, pendant 3 mois à peu près, là ce sera quasiment un cul de basse-fosse. Montmorency et Marguerite de Navarre avaient déjà été autorisés à entrer en négociation avec l'empereur romain germanique. L'obstacle principal restait la Bourgogne. Charles Quint insiste pour que François lui cède ce duché, mais celui-ci refuse obstinément. Les pourparlers de paix reprennent en octobre. Les conditions proposées par Marguerite sont de nouveau refusées par l'empereur, et elle rentre en France. La ruse semble être la seule voie qui reste au roi de France s'il veut jamais échapper à sa prison. Il s'en rend compte et décide finalement de signer le traité tout en n'ayant aucune intention de le respecter. Le 15 décembre, il informe l'empereur qu'il accédera à toutes ses requêtes et le traité de Madrid est signé le mois suivant. Finalement, c'est la France, ou le roi de France et les diplomates français qui vont craquer, les premiers, qui vont considérer qu'il est plus important de faire revenir le roi en France, fût-ce au prix d'une promesse bourguignonne, que de le laisser dans le royaume. Et je précise, car ce n'est pas sans importance pour la suite, François Ier signe, la veille de la signature du traité officiel, une protestation considérant qu'on lui a arraché son consentement sous la contrainte, et donc que ce qu'il va signer le lendemain n'est pas légitime, n'est pas légal et n'est pas valable. François promet de renoncer à la Bourgogne, la Flandre et l'Artois, et également à l'Italie. Henri d'Albret doit, lui, renoncer à la Navarre espagnole et restituer le patrimoine du connétable de Bourbon et de ses partisans. Enfin, il livre en otage à Charles Quint, son fils aîné, le dauphin François et son cadet Henri d'Orléans,
jusqu'à la ratification du traité par le Parlement. Il doit également épouser la sœur de l'empereur, Éléonore d'Autriche. Le 15 mars 1526, après un an de captivité, François Ier retrouve sa liberté. Ce conflit fut appelé la guerre de 4 ans. Ce fut une période d'invasion, de souffrance, de larmes, de lourds impôts et d'innombrables pertes humaines. Le retour du roi en 1526 est comme un second couronnement. Tant de nobles ont disparu à Pavie qu'il faut nommer d'urgence des responsables aux postes vacants à la cour. Une des premières préoccupations du roi et de son conseil est également de se soustraire aux conditions inacceptables du traité de Madrid, tout en ramenant sains et saufs les 2 enfants royaux. Alors François Ier a eu, mon Dieu, un nombre incalculable de maîtresses, Madame de Pisseleu, Madame de Chateaubriand, la belle ferronnière, évidemment, celle d'ailleurs, je crois, tout le monde le dit, qui lui a donné la dernière des maladies, parce que il a souffert d'une bonne galanterie, François Ier, avant de mourir. Elle était malade jusqu'au dernier degré, la belle ferronnière. Et puis également, Madame de Toury, qui habitait du côté de Chambord, et c'est pour elle qu'il est allé construire, d'ailleurs, tout à côté de chez elle, le château de Chambord. Sa première épouse étant décédée et la nouvelle n'étant pas encore arrivée, le roi rencontre celle qui sera la plus aimée et la plus influente de toutes ses maîtresses. Anne de Pisseleu-d'Hély. Elle n'a que 18 ans, c'est une jolie blonde, sensible, qui a un vrai goût pour l'art. Louise de Savoie et Marguerite de Navarre lui portent une grande estime et la présentent au roi. La guerre de 4 ans a laissé le domaine de l'art en jachère. Tous les fonds disponibles devaient être affectés aux troupes et aux munitions. Contrairement à ce qui s'était produit après Marignan, on a vu peu de peintres italiens à la cour de France. Peu d'acquisitions importantes ont été réalisées. L'école grecque, fondée à Milan par François Ier, entreprise qu'il espérait bien rééditer en France, a pris fin en 1522, avec la perte du duché. La construction de Chambord a été complètement arrêtée et aucun nouveau projet n'a vu le jour. Dès son retour, le roi reprend les travaux de construction. L'édification de Chambord se poursuit, mais la cour n'est plus fixée dans la vallée de la Loire. À son retour de Madrid, le roi la déplace à Paris. Après le retour du roi d'Espagne en 1526, une fois libéré, le roi va tenter de se rapprocher de la population parisienne en particulier, dont il a besoin sur le plan financier en particulier. Il va s'installer en Île-de-France, redonner au Louvre le statut de château royal et il va également mener des opérations de communication politique, si on peut appeler ça comme ça, en poursuivant notamment des grands financiers que l'on va juger pour mauvais comportement, pour concussion. Un lit de justice, session particulière du Parlement en présence du roi, se tient au Palais Royal en juillet 1526. Son but, dénoncer les graves erreurs faites par le Parlement pendant la captivité du roi. François fait publier un édit audacieux par lequel il interdit aux juristes d'interférer dans les affaires d'État autres que la justice. Dans son ensemble, le domaine de compétence du souverain est renforcé et même élargi dans plusieurs directions. Il est en cela habilement secondé par un chancelier d'une grande fermeté, le cardinal Antoine Duprat. François Ier laissera sans aucun doute une France plus unie que lorsqu'il est monté sur le trône. L'instauration de la règle absolue se fera très progressivement. Le règne de François se terminera dans ce qu'on pourrait appeler un absolutisme limité. Charles Quint le pressant de ratifier enfin la paix, François est forcé de faire un geste. Il confie à l'émissaire espagnol un message indiquant qu'il refuse de céder la Bourgogne. À Rome, au même moment, Jules de Médicis succède à Léon X et devient pape sous le nom de Clément VII.
Choqué par la défaite de la France en Italie en 1525, il entreprend d'organiser, avec l'accord de la République de Venise, une coalition pour expulser Charles Quint d'Italie. François Ier et les Français ont été écrasés par les impériaux à Pavie en 1525. Au cours des mois qui suivent, c'est la mère du roi, Louise de Savoie, qui tente de redonner au royaume de France un statut de grande puissance à l'échelle européenne. Et pour ce faire, elle va réussir à négocier une alliance, une grande alliance qu'on appelle la Ligue de Cognac, avec le pape Clément VII et avec d'autres princes, italiens en particulier, pour combattre les impériaux. François Ier est impatient de voir les Italiens agresser l'empereur. Mais à ce stade, il n'est pas en mesure de participer directement à l'opération. Il espère encore obtenir de Charles Quint, par la voie diplomatique, la libération de ses fils à des conditions raisonnables. Le roi de France rejoint la Ligue. Il promet le soutien de son pays, mais cache qu'il n'a pas l'intention d'honorer cette promesse. En juin 1526, la Ligue de Cognac est signée par la France, Milan, Venise, Florence et la papauté. L'Angleterre refuse de s'y joindre. La première offensive militaire des membres italiens échoue à Lodi, ce qui permet aux troupes impériales de s'emparer de Milan. Le pape vacille, mais François Ier lui promet son alliance et le soutien des troupes françaises. Celles-ci n'arriveront jamais et la Ligue subira de nombreuses défaites. Les troupes impériales montrent également des signes de faiblesse. Charles Quint n'a pas les fonds nécessaires pour payer très longtemps ses armées. Ses hommes ont froid, faim et se révoltent. Au printemps, les Lansquenets, mercenaires allemands, et une armée espagnole sous le commandement du connétable de Bourbon sont dans un état de mutinerie permanent. Les deux armées fusionnent et commencent à marcher sur la capitale italienne au cri de piller ou payer. Rien ne peut plus les arrêter. Elles contournent Florence et arrivent très vite à Rome, bien décidées à obtenir leur dû. Le 6 mai débute le sac de Rome. Lorsque le connétable de Bourbon, qui avait pourtant combattu aux côtés de François Ier à Marignan en 1515, il a trahi le roi ensuite, il a fait François prisonnier à Pavie, et après Pavie, il descend vers Rome et il va piller Rome. Et c'est la catastrophe. Le connétable Charles de Bourbon est tué dans la bataille, mais ses troupes envahissent la ville, saccagent la ville éternelle, et pendant pratiquement un an, des soudards vont aller et venir dans la ville, ravageant les églises, les sanctuaires, s'emparant des objets précieux. C'est un événement sans précédent, c'est peut-être l'événement le plus important du XVIe siècle. Il marque une victoire décisive du Saint-Empire romain germanique dans le conflit qui oppose Charles Quint à la Ligue de Cognac, ainsi que l'entrée en guerre de l'Angleterre. Le pape, s'abstenant désormais de jouer aucun rôle dans cette partie, la France doit adopter une nouvelle stratégie pour négocier au mieux la libération des petits princes. Un traité franco-anglais est signé en août et François Ier envoie le maréchal Lautrec de l'autre côté des Alpes pour attaquer la Lombardie. Les deux pays déclarent officiellement la guerre à Charles Quint 4 mois plus tard. L'empereur est si furieux qu'il fait durcir les conditions de détention des deux enfants. En Italie, l'armée française subit défaite sur défaite. En 1529, le roi de France a perdu l'espoir de reconquérir l'Italie. La débâcle française conduit le pape Clément VII à s'allier à l'empereur Charles Quint. Au nom de François Ier, Louise de Savoie se rapproche de sa belle-sœur, Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint, pour répondre aux besoins de paix. L'empereur aussi est très ouvert à l'idée de conclure une trêve. Les deux dames finissent par se rencontrer dans une ville frontalière de Cambrai, où elles vont négocier ce qui est appelé la paix des dames. On a été obligé de faire intervenir ces dames, tout simplement parce que les relations personnelles entre le roi et l'empereur s'étaient tellement envenimées qu'il était souhaitable de passer par des personnages féminins apaisants, proches des princes mais extérieurs, pour parvenir à ce règlement. Cette paix des dames a une clause essentielle qui renverse, si j'ose dire, ce qui s'était passé à Madrid en 1526. L'empereur accepte de renoncer à la Bourgogne, moyennant quoi le roi de France s'engage à lui verser une considérable rançon de 2 millions d'écus d'or au soleil. Le traité de Cambrai, révision du traité de Madrid, est signé en août 1529. Certains paragraphes sont assez humiliants pour le roi de France, mais en même temps, 2 points le satisfont. Il conserve la Bourgogne et peut retrouver ses fils en échange d'une rançon.
Les garçons, alors âgés de 12 et 11 ans, ne regagneront la France qu'en juin 1530, après 4 ans de captivité. François se rend compte qu'il a échoué en tant que chef de guerre et qu'il est à l'origine des grandes souffrances subies par son peuple et ses propres enfants. Louise de Savoie meurt en 1531, peu de temps après avoir terminé son rôle de conciliatrice. Elle est inhumée à Saint-Denis, avec tous les honneurs dus à son rang. Son fils, trop bouleversé par son chagrin, ne put assister à la cérémonie. Jusqu'à présent, ces affrontements contre Charles Quint n'ont apporté à François Ier qu'humiliation et souffrance. On aurait pu croire que ces expériences l'amèneraient à changer de voie, mais il va encore se lancer dans 2 guerres contre son ennemi juré. Pour rivaliser avec l'empire des Habsbourg, le roi de France ne va pas seulement recourir aux armes. Il veut mettre un frein à la conquête du Nouveau Monde par la couronne d'Espagne et devient ainsi le premier monarque français à se lancer officiellement dans l'exploration de l'Amérique. Alors évidemment, François Ier a une grande idée en tête, toujours, c'est une idée principale, c'est essayer d'être meilleur que l'Espagne. Et pour cela, eh bien, il se lance dans l'exploration, c'est-à-dire qu'il embauche des explorateurs. On songe à Jacques Cartier qui part de Saint-Malo pour découvrir le Canada. On songe à Verrazzano qui part de Dieppe pour aller mettre les pieds dans ce qui sera New York prochainement. Et tout un tas de navigateurs qui vont longer les côtes du Brésil. Il veut marquer son empreinte dans ce qui sera les territoires nouveaux et essayer de supplanter, une fois de plus, l'Espagne. En 1524 et 1527, l'Italien Giovanni da Verrazzano est missionné pour explorer la côte atlantique de l'Amérique du Nord, entre la Floride et la Terre-Neuve. Toujours à la recherche d'or et de matières précieuses, le roi de France donne l'ordre à Jacques Cartier et plus tard à Jean-François de Roberval de s'enfoncer dans les terres d'Amérique du Nord à partir de 1534. Cartier revendique pour la France ce qui est aujourd'hui le Canada, met un coup d'arrêt à l'avance espagnole et prépare les succès futurs de Champlain au XVIIe siècle. Cartier entreprend 3 voyages de 1534 à 1541, mais les résultats sont décevants. Jacques Cartier noue des alliances avec les peuples de la vallée du Saint-Laurent, mais il ne trouve pas ce pourquoi il était parti, c'est-à-dire des matières précieuses, de l'or, des diamants. Il y a une forme de déception, il ne faut pas le cacher, à la cour de François Ier. La flotte française entre en contact avec l'Empire ottoman, ce qui lui permet de développer ses échanges commerciaux en Méditerranée. Après l'échec de la Ligue, François voit en Soliman le Magnifique un allié potentiel contre le Saint-Empire romain germanique. L'attrait de l'Italie est tellement grand pour le roi très chrétien qu'il est prêt à collaborer avec les infidèles. Et il justifie cette alliance par ces mots. « Si les loups me viennent attaquer chez moi, il m'est bien permis d'appeler les chiens pour les chasser. » À l'époque de la paix des dames, François est âgé de 35 ans et s'apprête à aborder sa période la plus créative. Plus jeune, il avait englouti des sommes considérables dans ses projets de construction. Il avait poursuivi les travaux de ses prédécesseurs au château d'Amboise et démarré la rénovation du château de Blois. Il avait également entamé la construction du magnifique château de Chambord, inspiré par la Renaissance italienne et peut-être conçu par Léonard de Vinci. Après sa captivité, il fait de Paris le nouveau foyer de sa cour. De ce fait, les années 1530 voient les nouveaux chantiers se déplacer de la Loire vers Paris et l'Île-de-France. À Paris, le roi loge dans plusieurs palais dont aucun n'a été créé par lui. Il en arrive à détester l'hôtel des Tournelles près de la Bastille, à l'emplacement actuel de la place des Vosges. À partir de 1534, la cour restera au Louvre. Pour les occasions importantes, François installe son trône de l'autre côté du fleuve, sur l'île de la Cité, dans la grande salle gothique du Palais Royal.
Il y a eu toute la période Château de la Loire, Chambord, etc. Et puis, dans la deuxième partie de son règne, il se rapproche de Paris, on le sait. Et à Paris, eh bien, il décide de faire des grands travaux. Il décide de faire abattre les fortifications de Philippe Auguste, la grande tour de Philippe Auguste, et de faire construire, il lance les premiers soubassements du Louvre. Alors, il fait appel à des architectes merveilleux comme Pierre Lescot, et ces gens-là vont commencer le grand chantier du Louvre. À l'origine du XIIe siècle, le Louvre avait été conçu comme une forteresse à la périphérie de la ville. François va y apporter de nombreux changements. Il crée une cour et fait entrer la lumière dans les appartements en démolissant le grand donjon médiéval. Il faut attendre la fin de son règne pour que Pierre Lescot abatte l'aile ouest du vieux Louvre et commence l'édification du nouveau. Le roi meurt quelques mois après en avoir approuvé les plans. Henri II et son épouse Catherine de Médicis les feront exécuter, tout en apportant quelques modifications. La cour carrée, par exemple, est 4 fois plus grande que prévu. François Ier décide de s'installer en Île-de-France dans les années 1520. Il ira beaucoup moins dans la vallée de la Loire. En Île-de-France, il y a le Louvre, il y a d'autres châteaux près de Paris, et puis il y a Fontainebleau. Fontainebleau, il y a une vieille résidence royale que le roi décide de transformer. Pourquoi? Parce que c'est au milieu d'une forêt tout à fait gigantesque où le roi peut s'adonner à sa passion, qui est la chasse. C'est une demeure de plaisance, une demeure d'été, si l'on peut dire. Et le roi va faire transformer le château dans les années 1530 pour lui donner l'aspect d'un palais renaissant, mais c'est une construction, il faut bien le dire, qui reste un peu de briques et de broc et qui n'a pas grand-chose à voir avec les grands palais italiens de la même époque. François passe beaucoup de temps au Louvre. Il se rend régulièrement à Saint-Germain-en-Laye et Villers-Cotterêts, mais c'est à Fontainebleau qu'il se plaît à trouver refuge. On raconte qu'un chien du nom de Blot s'étant égaré, il découvrit une fontaine inconnue jusque-là. Et c'est ainsi qu'on appela l'endroit Fontainebleau. Le lieu, facile d'accès depuis Paris, plaît beaucoup au roi. Situé à côté d'un magnifique lac et au cœur de la forêt, le château est un ancien pavillon de chasse royale. Une épaisse muraille médiévale entoure une cour en ovale et un grand donjon carré. La reconstruction et l'expansion de Fontainebleau est l'un des projets les plus importants de François Ier. La réhabilitation commence en 1527 et se poursuivra jusqu'à la mort du souverain, qui parlait de ce château en disant tout simplement « chez moi ». François Ier est enchanté par Fontainebleau. C'est un vieux château médiéval. Il se dit également, comme il l'avait fait pour le château de Philippe Auguste à Paris, pour en faire le Louvre, il se dit « je veux en faire un merveilleux château Renaissance ». Pourquoi? Parce que ça n'est pas très loin des temples, où il y avait d'ailleurs sa belle maîtresse qui habitait là. C'est toujours la même. Il faut toujours qu'il y ait une maîtresse dans les environs de François Ier. Et ensuite, il veut en faire mieux qu'un château de la Loire. Et il réussit d'ailleurs, puisqu'il va faire une véritable école de peinture, école de sculpture. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Il va créer une bibliothèque à Fontainebleau. Fontainebleau est devenu le centre du monde à cette époque-là. Dès les premiers jours de son règne, François n'a eu de cesse d'attirer à sa cour les artistes de la Renaissance et les érudits férus de nouvelles sciences. Il avait lancé des émissaires pour acquérir les peintures, sculptures et manuscrits exceptionnels qui viendraient enrichir ses collections, engager Léonard de Vinci et Andrea del Sarto, acheter des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange. À partir de 1531, 2 artistes italiens, Rosso et le Primatice, travaillent aux côtés d'artisans français à la décoration intérieure du château, en adaptant le maniérisme italien à la sensibilité française. On voit défiler des petits et de grands peintres, sculpteurs, mosaïstes et graveurs. Cette rencontre du maniérisme italien et du mécénat français autour de Fontainebleau produit un style d'une grande élégance qui mènera à la formation de la première école de Fontainebleau. La galerie François Ier, où a survécu le travail de Rosso, a malgré tout été beaucoup modifiée au cours des siècles. Le Primatice a décoré un grand nombre de chambres à coucher, mais il n'en reste pas grand-chose. Le roi remplit sa demeure enchanteresse de ses biens les plus précieux. C'est là qu'il accroche les Léonard de Vinci, les Raphaël, les Del Sarto, acquis depuis le début de son règne. Par la suite, les sculptures rejoignent les tableaux de sa collection. C'est également en 1540 que l'orfèvre et sculpteur Benvenuto Cellini, qui avait cherché à attirer l'attention du monarque par ses créations sans égales, reçoit le titre d'orfèvre officiel du roi.
Sa célèbre salière et la nymphe de Fontainebleau sont les deux œuvres qui ont survécu au temps. Quand on lui montra la salière, le roi poussa une exclamation de surprise et ne put se lasser de l'admirer. La collection royale comprenait également des tapisseries. Le roi en possédait plus de 200. Certaines avaient été fabriquées en France, mais pour la plupart elles venaient de Bruxelles et d'Anvers. Dans ces galeries, avec ses fresques en toile de fond, le roi affiche ses trésors avec une grande fierté. Fontainebleau devient un lieu de culture exceptionnel qui attire toute l'Europe. On en parle même comme d'une seconde Rome. S'il se consacre à bâtir certains des plus beaux édifices au monde et à développer ses collections d'œuvres d'art, le roi n'oublie pas de cultiver son image de protecteur des lettres. Il sera même surnommé père et restaurateur des lettres. Dans la famille de François Ier, on était cultivés, on était de fins lettrés, et lui va être un fin lettré. Il va toujours s'entourer de poètes, d'écrivains. On songe par exemple à Clément Marot, qui était son petit préféré. Clément Marot qui a d'ailleurs été blessé lors de la fameuse bataille de Pavie. Et on songe aussi à Guillaume Budet, à qui il donne les pleins pouvoirs. Il lui donne les pleins pouvoirs à tel point que Guillaume Budet va avoir l'ambition et va réussir à réaliser la création d'une bibliothèque royale qui deviendra la Bibliothèque nationale et d'un collège qui sera le Collège de France. En 1530, il déménage la bibliothèque royale de Blois à Fontainebleau et la fait installer au-dessus de sa galerie bien-aimée. La même année, il fonde le Collège des lecteurs royaux, qui deviendra plus tard le Collège de France. Celui-ci brise le monopole de l'enseignement supérieur exercé par la Sorbonne et l'on y voit souvent dans la salle de lecture François Ier et Marguerite de Navarre. Comme en matière d'art, le roi élargit sa collection en envoyant des émissaires à l'étranger à la recherche de livres et de manuscrits rares. En 1537, il signe l'ordonnance de Montpellier, instaurant ainsi le dépôt légal qui oblige tout éditeur à remettre à la Bibliothèque royale un exemplaire de chaque œuvre. Le roi de France, désireux de faire de sa cour un centre d'études, invite plusieurs poètes et savants humanistes dont il devient proche. Selon la vision humaniste, la beauté est le reflet de la nature divine parfaite. C'est ainsi que l'on voit naître des créations qui dépassent les thèmes religieux. François Ier soutient également nombre de grands écrivains, comme le poète Clément Marot ou l'incomparable François Rabelais. Lui-même écrit des poèmes. Sa sœur Marguerite de Navarre est un poète de talent, dont les œuvres ont traversé le temps. François Ier, assez tôt, a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il est encouragé dans cette voie par sa sœur, Marguerite, qui s'intéresse à la littérature, qui est elle-même une femme écrivain. Et le roi va donner sa protection à un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'humanistes, y compris à certains qui sont, sur le plan religieux, un peu protestants. On pense notamment à Louis de Berquin, qui traduit Erasme. Et le roi va en particulier encourager le retour aux langues anciennes, à l'étude du grec, à l'étude du latin. Et c'est dans cet esprit qu'il va créer ce qu'on appelle le Collège royal, ancêtre du Collège de France, où l'on va donner des charges de professeurs à un certain nombre de grands savants. Ce courant novateur est accompagné d'un nouveau danger. Ce sont les écrits de savants humanistes chrétiens qui ont appuyé les demandes de réforme de l'Église au début du XVIe siècle. Certains érudits, comme le prêtre hollandais Erasme, ont étudié les Bibles anciennes, écrites en hébreu et en grec, et constaté que le sens originel avait été perdu dans la traduction. Erasme et d'autres, comme l'allemand Martin Luther, désiraient seulement que l'on réforme l'Église catholique et non qu'elle se divise. Mais leur remise en cause des textes bibliques et leur critique de la corruption contribuent à alimenter un mouvement qui débouchera sur la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur Marguerite, François se montre tolérant envers ce nouveau courant et le considère même utile politiquement, car il a entraîné de nombreux princes allemands à se retourner contre Charles Quint, son ennemi de toujours. Lorsqu'il voit certains de ses amis persécutés pour avoir diffusé des idées jugées subversives, il prend leur défense. Mais le Parlement et la Sorbonne poursuivent sans relâche la mission qu'ils se sont donnée de débarrasser la France des hérétiques.
Dans les années 1520, il faut bien prendre conscience du fait que l'Europe est en combustion sur le plan religieux et que la papauté est en butte à une sorte de schisme, qui est le schisme luthérien. Et le roi de France va évoluer dans ses relations avec les lettrés, avec les savants et aussi avec les réformateurs religieux en fonction de ses relations avec la papauté. L'influence de Marguerite de Navarre sur son frère, aussi grande qu'elle soit, ne peut l'emporter face à ce qu'on a appelé l'affaire des placards et à la répression qui suit. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des protestants placardent dans Paris et d'autres grandes villes de France des proclamations contre la messe. On en trouva même, dit-on, sur la porte de la chambre du roi et dans la boîte où il gardait son mouchoir. François Ier ne peut que revoir sa position vis-à-vis des protestants. En 1539, des mesures sévères sont prises à l'encontre des hérétiques. Les protestants sont emprisonnés, voire exécutés, en application de l'édit de Fontainebleau, signé en 1540. Elles se poursuivront durant tout son règne. La mort de Francesco II Maria Forza, duc de Milan, en 1535, offre à François Ier un prétexte pour partir de nouveau en guerre. Tout au long de son règne, François Ier a rêvé d'être définitivement duc de Milan. En 1515, il a conquis le duché, puis il l'a perdu au début des années 1520, et au cours des années suivantes, il n'a eu de cesse de mener des campagnes pour y retourner, même s'il ne faisait plus la guerre forcément lui-même. En 1536, les opérations reprennent quand François Ier se rend compte que Charles Quint n'a absolument pas l'intention de lui laisser le Milanais, alors que le dernier duc de Milan de la famille Sforza est mort. La guerre reprend donc en 1536, et le roi s'empare de la Savoie et du Piémont, qui forment un petit État de part et d'autre des Alpes, mais il ne parviendra jamais à s'emparer finalement du Milanais. Durant la guerre d'Italie de 1536-38, il avait envahi le duché de Savoie pour pousser Charles Quint à lui rendre Milan. L'empereur en avait été si irrité qu'il avait défié le roi de France en un combat personnel. Mais cette fois, après la leçon de la bataille de Pavie, François attend que son adversaire fasse le premier pas. La stratégie de l'empereur romain germanique est d'attaquer au nord en Picardie et au sud en Provence. François fait sortir de sa retraite son vieil ami Anne de Montmorency, dont l'expérience de diplomate et d'amiral est reconnue par tous, et il lui confie la direction des armées. Charles Quint envahit Marseille, mais malgré de lourdes pertes, Anne de Montmorency résiste au siège. L'année suivante, il combat les hommes du Saint-Empire, parvient à un statu quo en Picardie, puis passe à la guerre contre l'Italie. Mais son action n'est guère concluante. François Ier ne parvient pas à reconquérir Milan, mais il s'empare d'une grande partie des terres du duc de Savoie, allié de Charles Quint. Une trêve est alors signée. Le roi récompense Anne de Montmorency en le faisant, en 1538, connétable de France, après quoi, dit-on, le roi prenait son conseil sur toute chose. Le roi n'avait pas eu d'enfant de sa deuxième femme, Éléonore. La première, Claude de France, fille de Louis XII, lui en avait donné 7 avant de mourir en 1524. La première née, Louise, était morte bébé, et Charlotte disparaît à l'âge de 8 ans, la même année que sa mère. Son premier fils, François, est le dauphin de France. Avec son frère d'1 an son cadet, Henri, ils ont enduré de longues années de prison. En 1533, François Ier propose d'unir son second fils à la nièce du pape, la jeune Catherine de Médicis. Il s'agit pour lui de se rapprocher de Clément VII pour le rallier contre l'empereur Charles. Mais le pape Clément meurt dans l'année et son successeur noue une alliance avec l'empereur, rendant l'union Valois-Médicis sans aucun intérêt politique pour la France. 2 ans plus tard, le dauphin François meurt subitement. Henri devient donc le nouveau dauphin. Il arrange ensuite le mariage de sa fille Madeleine, âgée de 16 ans, avec Jacques V d'Écosse, mais elle meurt quelques mois plus tard à Édimbourg, dans les bras de son mari. Il ne lui reste que sa plus jeune fille, la princesse Marguerite. Ne peuvent succéder à un roi de France que des mâles, donc que des garçons. François Ier a eu 3 fils.
de son premier mariage avec Claude de France, la fille d'Anne de Bretagne, mais malheureusement pour lui, 2 de ses fils sont déjà morts au moment où lui-même décède en 1547. L'aîné François est mort en 1536 et le plus jeune, le Benjamin Charles, en 1545. Reste le cadet, Henri, qui va devenir donc le roi Henri II, qui est d'ailleurs un fils avec lequel les relations de François Ier ont été assez difficile dans la dernière décennie du règne. C'est probablement avec Henri que les relations de François, avec son fils Henri, que les relations de François Ier étaient les moins favorables, mais il n'empêche que c'est lui qui lui succède. Montmorency avait prôné une politique de paix, mais en 1542, on repart en guerre. Durant sa brève alliance avec Charles Quint, François avait fait très attention de ne pas mettre en péril son amitié avec le sultan Soliman. Dans ce moment critique de la diplomatie européenne, François Ier parvient à un accord avec l'empereur ottoman contre l'empereur romain germanique. Cette alliance est la première alliance diplomatique non idéologique entre un royaume chrétien et un empire non chrétien. Le fait que les chrétiens se battent aux côtés des Turcs contre des chrétiens provoque un immense scandale en Europe et met dans l'embarras le souverain français. L'un des événements diplomatiques les plus intéressants, les plus surprenants peut-être du 1er XVIe siècle, c'est l'alliance passée entre François Ier, roi de France, roi très chrétien, et le sultan Soliman, qui se considère comme le seul empereur finalement en Europe, qui est le prince le plus puissant du monde à cette époque et qui est à la tête d'un État immense, un État dont la religion officielle est la religion musulmane. Et cette alliance contre nature, pourrait-on dire, entre le roi très chrétien, défenseur de l'Église de Rome, et le sultan Soliman, advient vers 1536. C'est d'abord une sorte d'alliance commerciale en réalité, qui va ensuite avoir des conséquences militaires. François Ier est obsédé, il le sera jusqu'à la fin de ses jours, par Milan, par les États italiens. Bien. Et il se dit comment faire? Eh bien, il a tout simplement l'idée de se mettre d'accord avec les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, à ce moment-là, caressaient le rêve d'aller en Hongrie. Il ne dit rien, il les laisse faire, il ne réagit pas. Évidemment, Charles Quint n'est pas content, puisqu'ils arrivent jusque dans les faubourgs de Vienne, les Turcs. On sait d'ailleurs que le croissant turc à Vienne, et les viennoiseries, comme les croissants du même nom, viennent de cette période-là. Et François Ier se frotte les mains, et il se met d'accord avec Soliman. Il le laisse envahir la Hongrie, quitte à faire appel à ses services ensuite contre Charles Quint. La guerre reprend donc en 1542. François Ier a maintenant pour allié Soliman Ier et Charles Quint, encore une fois Henri VIII. Malgré la prise de Nice par la flotte franco-ottomane, les Français restent incapables d'avancer tandis que l'invasion menée par Charles lui-même dans le nord de la France remporte un certain succès avant qu'il n'abandonne la partie et qu'une nouvelle paix soit conclue en 1544. Selon le traité de Crépy, François pense que son troisième fils, Charles, sera bientôt marié à la nièce de l'empereur et se verra alors offrir Milan. Mais celui-ci meurt prématurément. Les termes du traité deviennent nuls et la perte de son fils préféré laisse le roi inconsolable. Au cours des 5 dernières années de sa vie, le roi lutte contre la maladie. Entre les crises, il continue à montrer une vigueur extraordinaire. Voyage dans différentes parties du royaume, chasse dès qu'il peut, parfois depuis sa litière. Le 28 janvier 1547, la nouvelle de la mort d'Henri VIII touche le roi de France. En mars, tandis qu'il se rend à Paris pour assister à un service à sa mémoire en Notre-Dame, il est arrêté par la maladie au château de Rambouillet. Le 20 mars, se sentant mourir, il appelle les 2 enfants qui lui restent à son chevet. Plusieurs fois dans la semaine qui suit, il bénira Henri et lui donnera ses dernières instructions. François Ier meurt le 31 mars 1547, à l'âge de 52 ans. À l'âge de 20 ans, François Ier montrait des talents prometteurs de diplomate et de chef militaire. Mais la montée en puissance de Charles Quint fit pencher l'équilibre en sa faveur, et le roi de France ne parvint pas à s'adapter. Ses rêves d'expansion coûteront cher à son pays tant aimé. Sa campagne pour être élu empereur en 1519, l'extravagant camp du Drap d'Or en 1520,
Les années de guerre en Italie et la rançon prévue par le traité de Cambrai entraîneront la levée d'impôts drastique et laisseront sur les champs de bataille les meilleurs soldats de France. Pourtant, François Ier ne lâchera pas son rêve d'Italie. Il montrera la même instabilité dans sa politique à l'égard de la religion. Tolérant envers la réforme durant les premières années de son règne, il finira par laisser le champ libre à la répression. Les persécutions contre les protestants conduiront la France dans une guerre civile qui dévastera le pays pendant des années. Son règne n'aura pas connu l'agitation populaire emblématique de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, peut-être parce que, de son temps, l'économie rurale du pays a retrouvé son élan vers 1450. Mais au milieu de son règne, pourtant, on commença à voir se développer des signes d'instabilité. L'agriculture ne parvenait pas à combler les besoins d'une population croissante. L'inflation plongeait de plus en plus de gens dans la pauvreté. Le chômage et la criminalité allaient en augmentant et la couronne devait bientôt faire face à la faillite à cause des dépenses de guerre. Mais le règne de François Ier paraît pourtant d'une importance capitale. Des changements fondamentaux ont pu s'opérer dans les domaines de l'administration, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la religion, des explorations et surtout de la culture. Pour certains, aucun souverain depuis Charlemagne n'avait eu une influence plus grande sur la civilisation de la France. François Ier n'est pas connu pour ses rêves héroïques datant du Moyen-Âge, mais pour la vie intellectuelle et artistique de sa cour. Sa grandeur réside dans son rôle de mécène de la Renaissance française. Lorsqu'il naquit, en 1494, la France était encore gothique. Lorsqu'il est mort, en 1547, la Renaissance française était proche d'atteindre son apogée. Il avait réalisé là un exploit. Peu de règnes ont laissé un héritage culturel aussi marquant. Aucune époque n'a davantage vénéré l'étude que la Renaissance. Les érudits s'efforçaient alors de redécouvrir la sagesse perdue de l'Antiquité, en revisitant de manière approfondie l'art et la littérature de la Grèce et de Rome. Et aucun roi ne s'est senti aussi proche de la période antique.